C'était pas comme direct le respect. J'étais arrivé, j'avais mis mon dromadaire, puis là je le fais boire, mais de peine de misère, je sais même pas comment c'est quoi les bruits qu'il faut faire, le tirer comment, et c'est pas vrai, je me faisais tirer plus que. En tout cas, ça m'a pris de peine de misère d'amener là, tu sais. Sous le soleil, ça a rien, je vous mentirais pas que c'était un peu difficile. Mais j'arrive là, puis là, il y a un vieil homme qui, lui, me faisait. On a croisé le regard une couple de fois, qui me regarde, puis comment, qu'est-ce qu'il fait là avec son dromadaire, puis il trouvait peut-être un peu téméraire, un peu intense, tu sais, mais il vient me voir, tu sais, il touche mon dromadaire, puis ainsi de suite. Là, moi, j'en profite, pow, je sors mon gros bloc de hache, un joint déjà roulé, pow, je l'allume, je le regarde dans les yeux, puis je lui donne mon joint de hache. Là, il me regarde, il prend mon joint de prendre puff, il me redonne. Là, je sors ma pipe à kiff, puisque le kiff, c'est une autre chose là-bas qu'on fume beaucoup, dans une boîte d'olivier. Puis on s'assoit, on parle pas, on n'a pas échangé un mot du mot. On fume, après ça, il se lève. Il prend mon dromadaire par la petite. Parce qu'il y a un anneau dans son nez, là, avec une corde, là, puis il me fait signe, il s'en venir, puis c'est ce moment-là que j'ai été accepté. Dans la région Igidi, qui s'appelle, là, par ces groupes-là, puis j'étais devenu boucher de la tribu pendant un certain temps. J'ai traversé le Sahara pendant plusieurs mois avec cette tribu-là, puis c'est la chiche qui m'a permis de faire ça. C'est important parce que l'histoire est le fun, là, mais c'est surtout que la clé d'entrée de cette histoire-là, c'était mon hache que j'ai amené du Nord. T'sais. Bonjour tout le monde, 420 2024, gros podcast aujourd'hui pour célébrer ça. J'ai la chance de vous présenter quelqu'un qui, je crois, vous allez adorer découvrir. Un, pour son bagage de vie, son expérience, les histoires qu'il a à nous raconter, le savoir aussi qu'il va pouvoir nous partager. Enfin aussi, j'ai la chance d'être sur place chez lui pour tourner ça. On n'est pas via Discord, juste en connexion via écran. On essaye de upgrader notre game de podcast. J'espère que vous appréciez. Merci infiniment pour votre soutien. Merci à tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne YouTube. Merci de me laisser des pouces et des commentaires. Vous le savez comment ça fonctionne, le contenu sur le cannabis. C'est très dur dans les algorithmes. Donc, quand vous partagez, quand vous laissez des commentaires, ça m'aide beaucoup plus que vous pensez. Donc, sans plus attendre, je vous présente notre invité aujourd'hui, qui est non seulement quelqu'un qui fait partie depuis longtemps de la communauté de cannabis au Québec et même, je dirais, ailleurs dans le monde. Vous allez apprendre pourquoi. Quelqu'un qui a voyagé, justement, qui a un bagage à nous raconter, puis quelqu'un qui fait aussi partie maintenant de l'industrie légale du cannabis et qui a des belles positions pour nous expliquer un peu le fonctionnement, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'en vient également. Alexandre Poulain, cofondateur de Gayonika, et qui a également beaucoup d'autres, chapeaux et postes à son arc. C'est pas en toute ça l'expression, mais bref, je pense que tu es le meilleur pour te présenter et dire les différents postes / travail que tu fais dans l'industrie. Tout à fait, mais d'abord, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Je trouve, c'est un plaisir de vous recevoir chez moi, mais de me recevoir sur votre podcast, c'est vraiment un plaisir de pouvoir discuter de cannabis, discuter de nos passions respectives aussi. Moi, en fait, je suis vice-président à l'innovation chez Gayonika, je suis cofondateur, mais aussi j'œuvre comme lobbyiste aussi au Québec pour essayer de pousser justement, définir qu'est-ce qu'est le cannabis, comment on va l'articuler dans les prochaines années, comment on l'articule présentement. Et au niveau fédéral, j'acte aussi au niveau lobbyiste, mais plus pour l'Alliance canadienne du cannatourisme, où j'œuvre comme ce qu'on appelle le Research Chair, donc je suis en charge de tous ces projets de recherche, data, pour permettre de nous amener vers ce qu'on va appeler le cannabis 4.0 un jour. 4.0. Merci tout le monde d'être à l'écoute du podcast présentement. Sachez que j'apprécie beaucoup si vous pouvez me laisser un petit pouce, laisser un commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch également pour pouvoir regarder ça en direct quand ça se passe en direct. Puis une des meilleures façons de m'encourager puis d'encourager mon contenu, c'est de vous abonner à Mendo Cannabis. Vous pouvez le faire, c'est gratuit être membre chez Mendo, c'est pour tout le monde. Les gens au bout du fil sont là pour vous aider à avoir accès à un catalogue de produits 100% légal, approuvé par Santé Canada. Pas de limite de 30% de THC, des vapes, des edibles avec du chocolat, bref. N'hésitez pas à utiliser les liens qui vont être dans ma description puis dans les commentaires sous la vidéo également. De retour à votre programme principal. 4.0, c'est une articulation, qu'on pourrait dire. Une façon de consommer, un véhicule aussi de l'amener. Tu sais. Juste pour un peu revenir en arrière, ou pour les gens qui n'auraient aucune idée t'es qui puis qui arrivent présentement dans le podcast, moi, personnellement, la première fois que j'ai rencontré Alexandre, pour vous expliquer, c'était durant une expo cannabis où il était derrière son comptoir Jubilee, une des marques, un des brands que Gayonika possède. Et il était, comme vous l'avez vu présentement, très beau bonhomme, bien placé, bien posé. Et ce qui m'a marqué dernièrement, parce qu'on a eu la chance de souper ensemble et de discuter un petit peu plus, c'est que ma première impression d'Alex, c'était quelqu'un de, je vais le dire comme ça, oui, un opportuniste d'une autre industrie qui débarquait dans l'industrie du cannabis sans aucune connaissance, sans aucun background sur la plante qu'on aime tous. Mais
Durant l'espèce de souper qu'on a eu ensemble, j'ai eu la chance de découvrir à peine un peu de ton histoire, ton background, puis tout ça. J'ai pas envie de révéler de punch, quoi que ce soit, mais j'aimerais beaucoup que tu nous racontes ta jeunesse, comment tu as été initié au cannabis, tout ce que tu as fait. En passant aussi, je vous explique un peu le concept. Les gens, vous avez peut-être remarqué, mais on a un chef présentement derrière. Il s'agit de Goldorak, que vous avez déjà vu dans ma communauté, mais on fait des chalets ensemble, on fait des dine and dab ensemble. Comme on a beaucoup d'edibles à tester aujourd'hui, des produits consommables, Goldorak est en train de nous préparer un 4 services. On va avoir droit à un drink ainsi que 3 plats à déguster dans le fond, qui sont faits avec les produits qu'Alex a sur le marché légal présentement au Canada. Petite parenthèse terminée. Est-ce que tu peux me raconter ton histoire, ta jeunesse, ton initiation au cannabis, puis qu'est-ce qui fait que maintenant tu es si passionné par ça, puis que tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Ben, ça a commencé quand même assez tôt. Dans ma tendre adolescence, j'ai consommé du cannabis pour la première fois sous forme de hashish. Puis quand j'ai goûté à ça, quand j'ai senti cet effet-là, ça m'a permis de découvrir une meilleure version de moi-même. J'étais un petit gars qui était très timide, très awkward. J'avais de la difficulté à interagir avec les gens. J'étais beaucoup dans ma tête et tout ça. Le cannabis, quand j'ai pu le consommer la première fois, je me sentais bien, je me sentais mieux, je me sentais plus à ma place. Pas nécessairement quand je le consommais directement, même l'effet par la suite qu'il y avait sur ma semaine après l'avoir consommé, disons, un lundi soir. Fait que ce qui a trigger un peu ma consommation à ce moment-là. Par contre, comme beaucoup de jeunes, à ce moment-là, je peux pas me le payer. Fait que j'ai décidé de commencer à commercer le cannabis. Donc, en vendre un peu pour être capable de consommer gratuitement, pour être à mesure, justement, d'utiliser cette médecine-là que j'avais découvert, qui m'aidait beaucoup. Fait que ça a toujours fait partie de ma vie. À partir de ce moment-là, j'ai toujours vendu un peu de cannabis, j'ai toujours consommé du cannabis sous diverses formes, puis étant féru de cuisine aussi, je suis un grand passionné de cuisine. Ma première carrière, c'était comme chef cuisinier. J'ai étudié en cuisine. J'ai eu la chance de travailler beaucoup avec ce qu'on appelle la sommellerie moléculaire, la cuisine moléculaire aussi, où on va matcher des molécules aromatiques, des aromates, avec d'un breuvage avec un repas. Et c'est ce bagage-là, quand j'ai commencé à dégainer un peu plus dans le cannabis, j'ai vu des corollaires. Puis ça m'a permis vraiment de me l'expliquer mieux, puis de commencer à formuler. Okay. Très tôt dans ma vie, j'ai commencé à formuler le cannabis aussi, à des fins commerciales, mais à des fins médicinales aussi, pour le dire. D'accord. Commençons parce que ça nous intéresse en expérience, je pense, dans ce qu'on appellerait le legacy market. Tu as vraiment commencé à vendre des produits du cannabis avant que ce soit légal, bien sûr. Ouais. Tu m'expliquais que tu as même, je pense, soutenu un peu ta famille avec ça pendant un certain temps. Oui, mais ça a toujours été, je te dirais, même au niveau économique, tant au niveau économique, au niveau médicinal, le cannabis a toujours été là pour ma famille, toujours été là pour mes proches. J'ai été élevé principalement par des femmes très fortes, une mère qui a struggle toute sa vie pour essayer de nous amener tout, principalement pour faire tout ce que je fais aujourd'hui. Et en voyant vraiment ce monde-là un peu, je voyais le cannabis comme étant une panachée pour eux, dans un certain sens, au niveau de leurs douleurs quotidiennes, des douleurs chroniques aussi, mais aussi comme une take économique intéressante. Parce que je veux pas, après avoir atteint la consommation gratuite, je voyais que ça pouvait me faire des sous. C'est ce qui a payé mes études, je ne cacherai pas à personne non plus, je suis très fier d'en parler aujourd'hui parce que inévitablement, c'est ces actions un petit peu activistes, un petit peu désobéissance civile qui a permis de définir ce qu'est le cannabis aujourd'hui. Fait que le legacy market, je le porte en moi aujourd'hui, de toutes sortes de façons traditionnelle par mes voyages, de façon c'est un petit peu du hustling qu'on a vécu, toute la vie à se cacher derrière des containers pour vendre la médecine qui nous rend bien, Je suis reconnaissant d'être aujourd'hui en train d'en parler, c'est pour ça que je suis très transparent par rapport à ça, aucune dose de honte. Okay. Du tout. Puis tu sais, il y a plusieurs niveaux, on va aller très deep aujourd'hui, on a déjà mentionné le mot moléculaire, puis tout ça, mais juste à la base, juste nous raconter dans le concret, qu'est-ce que tu vendais? Te rappelles-tu des strains? Te rappelles-tu des produits? Te rappelles-tu de la dynamique que c'était avant que tout ça soit légal? Oui, c'était une dynamique qui était différente. On a vu le départ, qu'on n'avait pas nécessairement de génétique. On avait du cannabis, on avait du bon, on avait du hydro, on avait du out, on avait du in, on avait du out. Il n'y avait pas de diversité. Puis là, j'ai vu cette naissance-là arriver, de diversification. On avait du bubble gum, on commençait à avoir du purple kush. Là, je voyais ça commencer à arriver. Puis on commerçait la chiche d'importation. C'est ce qu'on commerçait. On avait Gatineau avec la communauté libanaise très présente après la guerre civile. On commerçait le Libanais rouge, on commerçait du Marocain, parfois du Jamaican Cream. C'était vraiment du stock qui venait de ces pays-là directement. Ouais, c'était du stock d'importation qui arrivait du port de Montréal, qui était transité par des groupes criminels et qui arrivait finalement dans les mains des différents revendeurs, là, comme on a vu, comme on voit encore aujourd'hui, puisque c'est quand même très présent, surtout au Québec, le marché gris, le marché noir. Et on vendait surtout des hashish comme ça, mais j'ai rapidement constaté que c'était très cher, la hashish d'importation. Puis ma curiosité m'a vraiment amené à dire comment on fait ça du hash. Puis j'ai commencé à en faire assez tôt.
Puis j'ai pu briser un peu mes prix avec ça aussi, puis m'en mettre un petit peu plus dans les poches en le faisant moi-même, dans le garage de ma mère aussi, qui voyait ça, qui me permettait aussi en fait d'aller dans mes passions, puis de pousser un peu plus loin le volet médicinal de la chose, puis la compréhension. T'sais. Quand on parle de faire du hash, parce que j'ai beaucoup d'amateurs de fabrication de hashish, moi-même, présentement, je suis en train de faire pousser pour en faire. On veut faire de la rosine aussi. À l'époque, quand tu me dis dans le garage de ta mère, c'était quoi le setup? Juste qu'on a une idée visuelle. Ouais. On faisait du dry sift, mais on faisait aussi ce qui était le début du bubble hash. T'sais, c'était pas les Bubble Man n'existait pas à ce moment-là, fait qu'on fendait, littéralement, on prenait des sacs de couchage qu'on déchirait pour prendre l'espèce de fibre qui était une taille de micromètre particulière, dont je me rappelle pas exactement l'unité. Et cette espèce de filtre-là, mou, nous permettait de laver le cannabis à eau froide. Donc, on connaissait déjà ça à ce moment-là, c'était déjà fait. L'Internet avait quand même était déjà un médium de communication pour ces milieux interlopes-là. Et fait que je faisais du bubble, je faisais sécher mon bubble dans des boîtes à pizza propres, bien évidemment, parce que ça a été conçu pour garder l'humidité à l'extérieur. Fait que sur un papier parchemin, on déposait notre bubble hash qui était bien évidemment plus riche en contaminants qu'il l'est maintenant avec les sacs de Bubble Man, puis Hashtag, puis ainsi de suite. C'était vraiment un truc de sac de couchage. Déchiré, ouais. Puis qu'à l'intérieur, t'as différents layers dans un sac de couchage pour des raisons d'isolation thermique, puis de création d'air, justement. Tu vas avoir des plumes, tu vas avoir toutes sortes d'affaires. Puis certains sacs de couchage, vraiment de survie, puis ces choses-là ont vraiment une différence, cette espèce de mèche-là. Ça serait quel micron à peu près? Je pense qu'on allait sortir quand même beaucoup. Tu sais, c'était gros, là. On en sortait, là. Fait que, tu sais, ouais, j'imagine. Là, je veux pas ballparker trop loin, là, mais tu sais, I guess entre 100 et 160 U peut-être, tu sais. J'imagine. On a une coupe ici qu'on pourrait checker tout à l'heure. Je suis sûr qu'il y a des gens dans le chat, même, qui vont écouter le podcast, qui ont exactement cette expérience-là aussi, puis qui savent exactement le genre de mèche que tu utilisais. Ouais, puis c'était assez l'affaire, tu sais, puisqu'on faisait du dry sift aussi, don't get me wrong, on faisait du tamisage à sec à la méthode marocaine, à la méthode libanaise, parce qu'on avait eu la chance à Gatineau, justement, d'avoir ce contact-là avec des populations qui ont vécu des guerres civiles, puis qui ont dû immigrer au Canada, justement, puis qui ont apporté avec eux cette richesse-là de compréhension du hashish que nous, on n'avait pas nécessairement. On importait du hashish, mais on n'avait pas de savoir. Et moi, c'est ce savoir-faire-là. Tu sais, j'ai pas décidé d'acheter un sac de couchage, de le déchirer. C'est quelqu'un qui me l'a dit, tu sais. C'est quelqu'un qui le faisait. Puis ces personnes-là, c'était des gens qui avaient des savoir-faire ancestraux, qui étaient directement ancrés dans des traditions plusieurs fois millénaires, tu sais. Puis c'était juste un addon. C'est un addon que moi, j'avais des chums à l'école qui étaient libanais, puis qui ont été assez généreux de leur temps, puis de voir ma passion, puis de ma curiosité de poser des questions à leur mon-oncle, puis ainsi de suite, pour me donner un petit peu de connaissances qui a donné le terreau fertile à ce qui s'en venait par la suite. T'sais. Nice. Puis juste question, parce que quelqu'un dans le chat pose la question, puis c'est une bonne question. On a beaucoup d'Européens dans ma communauté. La France, la Belgique, malheureusement, c'est encore illégal là-bas. Mais ils sont beaucoup plus près de tous ces pays producteurs de hashish-là. Oui. Est-ce que pour nous, au Québec, au Canada, c'est pas un peu plus cher, justement, un peu plus compliqué d'importer ça que pour l'Europe? C'est toujours une question quantitative. Au Québec, en fait, nous, on avait le hashish le moins cher du Canada parce qu'on y arrivait du port de Montréal. Et c'était pas par avion, c'était par bateau que ça arrivait fréquemment. Puis encore aujourd'hui, je pense que c'est pas mal le cas, là, n'étant plus vraiment versant dans ces eaux-là. Mais, comment dire, au Canada, le Québec était le moins cher. En Europe, effectivement, on va l'avoir moins cher parce que la proximité est là aussi. Après, j'imagine que ça va être une question de dans quel groupe criminel et ainsi de suite. Je connais peu le marché européen interlope, par contre. Quoique j'ai pu consommer des bons hashish marocains au Portugal quand j'y étais cet automne, l'automne dernier, c'était fantastique. J'ai pu goûter à des hashish que j'avais pas goûté depuis ma tendre adolescence aussi, tu sais. Puis, mais le but de l'exercice aujourd'hui, c'est d'essayer de reproduire un peu ces méthodes-là ancestrales, d'utiliser ces savoirs-là, cette générosité-là pour l'amener aujourd'hui parce qu'on a toutes les génétiques maintenant et ce savoir-là pour le faire localement. Pas qu'un jour le marché global ne me permettra pas d'importer du cannabis, du hashish rouge libanais de la vallée du Beka. J'espère que ça va être légal un jour de le faire parce que j'aimerais le commercer encore, ce hashish-là. Ça me ferait très plaisir de le faire, mais d'ici là, on va le faire à la maison. T'sais. Clairement. C'est drôle. Moi, l'anecdote, la seule que j'ai à l'époque où est-ce que les gens, justement, importaient des produits libanais, c'est un ami. Je veux vraiment focusser l'histoire là-dessus, je veux qu'on bascule vers tes voyages, justement, mais un ami qui avait fait un voyage, si je me rappelle bien, en Inde ou dans ces pays-là, puis qu'il avait ramené du hashish, mais lui, en ingérant les petites pastilles, les olives qu'on appelle, justement, puis il arrive chez moi à la maison, puis la première chose qu'il me demande, c'est t'aurais un petit pot de plastique que tu pourrais me prêter. Bon, il va aller à la salle de bain avec ses gants puis récupérer ce qu'il a importé. Mais bref, je suppose que c'était pas la même technique que vous utilisiez à l'époque. Mais est-ce que c'est tes amis, justement, libanais qui t'ont amené des opportunités de voyage? Parce que là, moi, je vous spoil, mais je sais un peu l'histoire d'Alex qui a voyagé.
Qu'est-ce qui t'a amené à voyager par rapport au cannabis, justement? En fait, étant élevé dans une famille, principalement par une mère qui strugglait, puis tout ça, on n'a pas eu la chance de voyager. J'ai jamais pu voyager quand j'étais enfant, puis j'étais très curieux, j'étais un grand lecteur, j'ai toujours lu beaucoup de livres, puis le monde arabo-musulman me passionnait beaucoup, même avant d'avoir ce contact-là avec mes amis libanais. Et je lisais beaucoup sur justement ce qui était cet Orient-là, qu'on appelle l'âge d'or de l'islam, un certain moment qui me passionnait beaucoup. Puis je m'étais toujours dit qu'un bon moment donné, j'étais pour prendre l'avion, puis j'étais pour aller au Maroc, puis j'étais pour aller voir de vive voix, avec mes yeux, comment dire, ce que c'était. Puis c'est vraiment ça. Puis oui, effectivement, de rencontrer des amis qui venaient d'ailleurs m'a vraiment stimulé ma curiosité à aller voir un peu plus loin. Le Maroc a été choisi parce que j'avais lu beaucoup sur la migration du cannabis de la péninsule arabique jusqu'au Maroc, par qui et par quoi et comment c'est arrivé là. Puis j'ai toujours voulu vivre ça, j'ai toujours voulu voir ça. Fait que tu sais, quand je suis parti au Maroc, je partais pour 3 semaines à ce moment-là, je suis revenu 7 mois plus tard, tu sais. Wow, ok. Avant que tu nous racontes tes aventures, on va prendre, je pense, le premier service. Je vois Goldorak en background qui nous a préparé des Old Fashioned, si je me trompe pas, avec un des premiers produits qu'on va tester d'Alex qui se trouve à être un miel infusé. Ouais, c'est un miel piquant en fait, puis c'est directement lié aussi, tu peux le prendre, il y en a un juste là, c'est le de sac rouge. C'est en fait, comme vous savez, au Québec, on a une législation un peu différente pour le cannabis comestible, pour le cannabis en général, tant au niveau des posologies, des dosages, et aussi des ingrédients. Vas-y. Et c'est les édulcorants, les sucres, le miel, le sirop d'érable n'étaient pas acceptés dans la première itération du cannabis comestible. Par contre, on voulait beaucoup. Moi, j'ai un voisin qui fait du maudit beau miel Fontaine d'ailleurs, guys, top. C'est un voisin à Sainte-Cécile-de-Milton. Nous autres, on s'est établis dans une zone rurale pour faire notre cannabis, puis on est allé voir avec qui on peut collaborer le plus proche de chez nous. Puis j'ai un voisin qui fait du beau miel, puis du beau miel d'automne, c'est celui-là qu'on a présentement. Et je voulais amener ça à SQDC. Je voulais amener ça parce que le miel est une médecine, le cannabis est une médecine. Puis la façon d'amener un édulcorant au Québec a été de l'infuser avec du piment de Cayenne québécois, de l'ail québécoise, puis d'apporter une forme de sauce piquante, ce qu'on appelle un hot honey ou un miel piquant, qui est très populaire sur la pizza, sur les poulets frits, sur le tacos, sur beaucoup de choses. Fait que ça a été notre façon un peu de collaborer avec la SQDC pour leur proposer de dire que, OK, effectivement, les édulcorants, on comprend que c'est attirant pour les enfants. Est-ce que vous l'accepteriez dans une formulation piquante? C'est ça qui est arrivé comme première sauce piquante au Québec, c'est celle-là qui est acceptée. Le miel piquant. Puis une fois que la porte était ouverte pour le miel piquant, on a proposé une deuxième sauce piquante qui a été aussi gracieusement acceptée par la SQDC, d'ailleurs, merci. Sauce habanero avec des ananas. Qu'on va tester tantôt aussi. Ouais. On n'ira pas trop rapide là-dessus. Mais peux-tu nous expliquer, on est à 5 mg de THC au complet dans la petite bouteille. Exactement. Vous avez peut-être vu un peu. On va faire des gros plans aussi. Je vais vous passer ça tantôt, les boys derrière en technique, qu'on fasse des gros plans. On peut pas être jusqu'à 10? Non, au Québec, en fait, c'est une autre des subtilités qu'on a au niveau de la législation. T'sais, la nature un peu insulaire du Québec fait en sorte qu'on a adapté le packaging aussi. C'est dans le sens qu'on peut pas mettre plus de 5 mg de THC par dose unitaire en emballage primaire. Ce que je veux dire par là, c'est que la dose, ouais, c'est beaucoup de mots en même temps. Hein, c'est juste que c'est la loi lue un peu. Là, mais pour l'articuler, en fait, c'est vraiment que l'emballage primaire, donc une unité qui est emballée individuellement, qui elle va se trouver dans un sachet, qui elle est l'emballage secondaire. Donc ça, c'est un emballage primaire, ça, c'est un emballage secondaire. Dans un emballage primaire, je pourrais mettre 2 petites bouteilles de 5 mg pour avoir le 10 mg légal pan-canadien. Cependant, donc avec les allers-retours avec la SQDC, on a cru préférable d'introduire ça avec une seule dose, 5 mg, plus accessible vu qu'il y a juste aussi une dose. C'est plus accessible en termes de prix aussi. En termes de coût, c'est de diviser ça en 2 bouteilles de vitre aussi, le packaging, tout ça, ça va une montre. Mais il y a toujours la possibilité peut-être un jour de voir la version 2. Oui, en fait, on aimerait ça beaucoup apporter. Oh, merci beaucoup, Goldo. Wow. Oh, j'ai mis le miel épicé sur le quartier d'orange. Oh, donc, si on comprend bien, on a un Old Fashioned. C'est quoi un Old Fashioned déjà? Old Fashioned, c'est un bourbon ou un whisky sur glace avec un carré de sucre, avec de la mer, 3 gouttes de la mer. On met, j'ai mis quartier d'orange, zeste de citron, puis des cerises au marasquin. Yes, ça a l'air excellent. Vous avez fait des gros plans du drink, vous allez en faire, tu t'en es fait un aussi. Hey, je vous passe ça aussi, faites des gros plans de cette bouteille-là, évitez le logo THC si possible. Je connais comment ça marche. Cheers à la maison, bon 420 encore, ça va être notre première test de ces produits, mais on en a plusieurs aujourd'hui. Merci encore Alex. Hey, merci Bob. Merci Goldo derrière, merci la technique. Ah oui, il faut le mélanger. Parfait, on va se mélanger ça un peu parce que le miel est sur. C'est magnifique ce petit breuvage-là. En termes de présentation, c'est de toute beauté. J'aimerais que vous puissiez le sentir à la maison parce que c'est aromatique. On peut même percevoir le petit cayenne de la sauce.
Ça met à l'honneur le produit. Merci beaucoup, Medo. Oui, ça sent bon. Hein? Ouais, on le sent le petit piquant, le petit côté boisé aussi du miel d'automne. Oh, ça va me délier la langue, ça, mon chat. Délicieux. Délicieux. C'est souvent un cocktail que j'aime prendre en début de soirée aussi. Petit old fashion, là. Très classique. Yes. Tu manges, tu vas à la cerise direct, toi, comme ça. Hein? Ouais, moi, je te mange de la cerise direct. Ouais. J'y vais. Ok, tu m'as fait dire ça, merci. Ouais, ça peut être pour ta interprétation. Cette phrase sortie de son contexte. On vous rappelle que le podcast est aussi en direct sur Twitch présentement. Si jamais vous écoutez ça sur YouTube, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne Twitch. Je vais sûrement vous mettre le lien en vidéo, mais aussi dans la description. Si vous avez des questions, j'essaie de les intercepter aussi dans le chat, mais n'hésitez vraiment pas. Si jamais j'ai raté quoi que ce soit, à les reposter plus tard. Merci à tout le monde d'être là, vous êtes une belle gang en passant. On était sur le point de se rendre au Maroc. Oui, c'est ça. Mon premier voyage, en fait. J'avais pas pris l'avion jamais dans ma vie, puis j'ai décidé de prendre l'avion pour le Maroc tout seul. Et j'avais un billet aller-retour, mais mon billet de retour, finalement, je l'ai pas pris en temps donné. J'ai découvert un monde complet. Moi, dans le fond, j'étais tellement curieux. J'étais curieux de voir le cannabis, évidemment, d'où ça venait. Puis je voyais vraiment comme une des grandes racines traditionnelles là-bas. Fait que quand je suis arrivé au Maroc, ça m'a... j'ai constaté la générosité des gens. J'ai constaté, les possibilités de voyage, la profondeur d'une culture qui utilisait justement une pharmacopée ancestrale. J'ai pu aller apprendre, je savais faire le hashish comme mentionné dans le garage de ma mère à l'époque, mais c'est vraiment quand je suis allé dans le Rif marocain pendant plusieurs mois, dont j'ai fait Ramadan aussi pendant un mois, à taper du hashish, à apprendre la méthode dry sift marocaine, de taper, de transformer différentes génétiques, différentes façons de faire. Ça m'a ouvert un monde de possibilités qui, par la suite, a guidé une décennie de voyage, qui m'a amené dans les raccoins les plus inusités du cannabis, que ce soit dans les forêts de nuages de Oaxaca, que ce soit aux Philippines, dans les populations du nord de Luzon, à taper du hashish là-bas aussi, tu sais, ça orientait ça. T'sais. Moi, c'est là que je trouve que ça devient vraiment intéressant, puis je veux qu'on soit capable d'aller chercher le plus juicy de toutes ces aventures-là. Je veux pas qu'on skip ça trop rapidement. Oui, bien sûr. Premièrement aussi, au niveau du lexique, quand tu parles d'une pharmacopée plus traditionnelle, on parle d'une médecine, en fait, d'une façon de traiter les problèmes, les douleurs, les troubles même un peu mentaux, plus traditionnels avec des herbes, avec des choses comme ça, right? Oui, tout à fait. En fait, c'est vraiment une façon traditionnelle qui, aujourd'hui, on peut le justifier. Pas que ça a nécessairement besoin d'être justifié, mais on le justifie avec la science, certaines de ces pratiques-là, donc avec le cannabis. Et les pratiques traditionnelles, c'est vraiment ce qu'on va appeler vraiment l'utilisation du terroir et du savoir local, articulé pour une guérison, comme tu viens de mentionner. Okay. Fait que quand on parle de pharmacopée traditionnelle, le hashish au Maroc a une place centrale, une place potentiellement la plus centrale que j'ai vue dans une culture à date, du moins, de ma propre expérience. Puis juste pour qu'on comprenne bien à la maison, parce que j'ai des viewers de tous les niveaux, quoi que ce soit, mais c'est quoi l'importance du hashish, justement? C'est utilisé à quelle essence au Maroc? Pour quel but? Je sais qu'il y a plusieurs types, je pense qu'il y a des affaires, bref, je te laisse. Oui, il y a effectivement plusieurs types, puis il y a une très belle histoire. En fait, je pense que pour répondre à ta question avec une histoire, ce serait d'adon. Quand je tapais du hashish dans la vallée dans les vallées du Rif, j'étais à Ketama particulièrement, qui est une vallée très connue pour beaucoup d'auditeurs, j'imagine, pour la variété Beldia particulièrement. Je dormais ces toits de maison. Je dormais ces toits de maison, puisque j'aimais bien justement me réveiller, puis avec le soleil, puis ainsi de suite, regarder l'immensité des champs de cannabis qui, plusieurs fois millénaires, sont sur place. J'ai réalisé à un moment donné qu'il y avait une pile de haches sur le toit de la maison d'Abdelkader, qui était le chef du village dans lequel je vivais, avec une tarpe dessus, transparente, un peu dodgy, tu sais. Puis je suis comme, tu sais, Abdel, c'est quoi ça? Tu sais, pourquoi ton hache est là, il se dégrade, ça va être pas bon, tu sais. Puis là, je parlais pas berbère, qui m'a pris quand même une couple de jours avant de catcher ce qu'il voulait me dire, tu sais. Mais finalement, il me dit, ça c'est le hashish qu'on donne aux personnes âgées avant de se coucher le soir, en mangeant, pour pas qu'ils se réveillent la nuit, pour uriner. C'est une drôle de phrase, vous allez me dire. Il me parlait du CBN. Carrément. Il me parlait c'est pas du CBN qui parlait, tu sais. Il parle, dans le fond, lui, il n'a pas la connaissance que c'est du THC qui se transforme tranquillement en CBN, mais par expérience, par des générations de pratiques, à force de... À un moment donné, ils ont peut-être juste laissé un pot de hache qui a vieilli sur un toit, ils l'ont retrouvé, ils se sont rendus compte que ça l'aidait pour dormir, c'est ça? Ouais, mais c'est ça la beauté de l'essai-erreur dans l'humanité. Il y a des affaires, on a tellement d'interaction avec notre territoire à travers des dizaines de milliers d'années que ces savoir-faire-là se développent. Puis ils sont pas besoin, aujourd'hui on les justifie avec des molécules, tout ça, puis c'est fascinant, puis c'est vraiment important, mais ces pharmacopées-là, il y a une sagesse, il y a un savoir-faire qui n'est pas encore égalé aujourd'hui dans notre savoir cannabis occidental. Carrément. Pour ceux à la maison qui sont peut-être moins au courant aussi, parce qu'on veut vraiment faire de l'éducation aujourd'hui, je pense que c'est important.
Le CBN en tant que tel, c'est une molécule mineure dans le cannabis, si on veut. Je regarde vers Alex pour être sûr que je dis pas de conneries. Mais dans le fond, vous connaissez le CBD, vous connaissez le THC, on pourrait appeler ça les cannabinoïdes majeurs. Il y a plusieurs cannabinoïdes mineurs qui existent dans le cannabis aussi, dont on ignore un peu plus les fonctions et les capacités. On commence avec la légalisation à le découvrir de plus en plus. Le CBN, que moi j'appelle le CB nuit, est une des molécules les plus sédatives. Ça aide beaucoup de personnes à dormir. Puis pour que vous compreniez un petit peu l'anecdote, le CBN est produit à partir du THC qui se dégrade, si vous voulez, qui devient du CBN, très sédatif. L'espèce de syndrome couch-lock qu'un cannabis peut vous apporter aussi, d'être vraiment presque endormi. Je pourrais comparer ça à ça un peu. Mais dans le fond, les gens de ce village-là avaient appris par technique qu'en laissant vieillir un hashish, qui à ce moment-là était exposé au soleil un peu à travers le tarp et à l'oxydation, aux deux en même temps, ça on va revenir là-dessus aussi. Le THC se dégradait, devenait du CBN, ça aidait les personnes âgées à dormir, puis à pas se réveiller pour aller uriner. Ouais, parce que tu sais, le sommeil c'est fondamentalement important. On sait que c'est pendant ce temps-là qu'on régénère nos cellules, qu'on a une réparation des différents bris qu'on peut avoir sur nos corps, tu sais. Puis d'autant plus important quand tu vieillis, parce que la régénération cellulaire se fait plus lentement. C'est pour ça que le cannabis, pour un aide gériatrique, un aide pour des patients plus âgés, c'est une panachée pour vrai. Tu sais, on peut changer beaucoup de vie avec ça. Puis c'est là la première fois que j'ai vu ce changement de vie-là. J'ai vu parce que les vieillards du RIF, les gens plus vieux au RIF étaient ils étaient contents, ils avaient l'air en santé, ils avaient l'air bien. Je sais pas si c'était directement lié à ça, potentiellement le fait de boire de l'eau du RIF et de vivre dans le RIF, manger des figues à la belle étoile, ça doit quand même faire un bel effet aussi sur la santé humaine. Mais c'est là que j'ai vu que le hash pouvait devenir quelque chose d'autre que ce que moi je mettais dans mon joint. Que ce que je comprenais, moi qui m'aidait dans mon quotidien à devenir un bon étudiant, parce que moi, dès que j'ai commencé à consommer le cannabis, je suis devenu bon à l'école. J'étais mauvais à l'école. J'ai commencé à consommer du cannabis, j'étais capable de me concentrer. Je suis devenu un premier de classe. Oh wow. Sans le cannabis, j'étais perdu, j'étais pas capable de me concentrer. Le cannabis me permettait de rester sur place, d'écouter, puis d'emmagasiner cette information-là. Je serais pas la personne que je suis aujourd'hui si je l'avais pas consommé comme étant adolescent, parce que j'aurais pas emmagasiné le savoir, le sphère nécessaire pour être là aujourd'hui. Je comprends tellement, totalement. Personnellement, tu sais, on découvre tout le cannabis d'une façon ou d'une autre, puis on se met à en consommer pour des raisons différentes, chaque personne. Il y en a que ça va être totalement juste pour avoir du plaisir durant des soirées, disons, occasionnellement sociales. Moi, personnellement, j'ai l'impression de me médicamenter parce que j'ai tout le temps l'impression que mon petit hamster va trop vite. Oui. Un peu comme toi, tu dis, quand je suis médicamenté, j'ai l'impression que je suis capable de me grounder un peu plus, si vous me permettez l'anglicisme, de focusser, puis de travailler sur des choses, d'être fonctionnel quand même. Mais ouais, je relate, je comprends totalement ce que tu veux dire par là. Donc, on est au Maroc. On commence à avoir des expériences, justement, avec le hashish. On n'a pas pris notre billet de retour. Non. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Je décide de continuer mon trip au Maroc. Je décide d'aller pousser plus loin. Fait que je pars du RIF marocain avec un vrai... À quel âge à peu près? Excuse-moi de t'interrompre. Moi, j'ai 36 ans. J'ai 36 ans. Oui, présentement, mais à l'époque du Maroc. À ce moment-là, j'avais 19-20 ans. 19-20 ans. Ouais. OK. À ce moment-là, ouais. Okay, puis, fait que je pars avec 250 grammes d'hachis que j'ai tapé dans le RIF marocain. Excuse-moi, je vais t'interrompre beaucoup, mais quand on explique taper du hash, ok? Moi, je le sais, on parle de faire du dry sift sur des espèces de tambours, je vais appeler ça des tambours, mais peux-tu détailler juste avant qu'on... Oui, bien sûr, mais en fait, je pourrais même reculer un petit peu encore juste au niveau de la pharmacopée utilisée dans ce petit village-là au Maroc, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi derrière tout ça. Le hashish vieillit. Donc, on parlait sur la tarp, ça devenait du CBN, il était exposé aux éléments, les personnes âgées l'utilisaient. Cette fois-là, j'ai vu ça, mais j'ai aussi vu le cannabis articulé de façon comestible. Donc, parce que quand ils m'ont dit, on le donne aux personnes âgées, ils ne fumaient pas avant de se coucher, ils le mangeaient. Ils le mangeaient dans une pâte de fruits qu'on appelle le majoun. Le majoun, qui est une pâte de fruits faite avec des dattes, mais ça peut être fait avec d'autres choses, des abricots, mais là-bas, c'était des dattes. C'est clairement ce qui t'a inspiré tes Djoubli. C'est clairement ce qui m'a inspiré mes Djoubli. C'est un hommage. Djoubli est un hommage d'une tradition ancestrale. Pour à la maison, ceux qui ne connaissent pas, les Djoubli sont des espèces de petites barres de fruits qui sont disponibles à la SQDC. Oui, à la SQDC, on appelle Bli. La marque, elle est Bli. La marque s'appelle Bli. C'est disponible aussi ailleurs au Canada et au médical, sur Mendo Cannabis, bien sûr, aussi. Les petites barres Djoubli, très appréciées d'ailleurs. Mais oui, ok, je te laisse continuer. Mais c'est directement ça, tu as tout à fait raison, parce que Djoubli, en fait, et Bli est l'inspiration et la majorité de ce qu'on fait présentement. Oh, on a un service qui arrive. Pendant qu'on se fait servir la première entrée aussi, qui se trouve à être un avocat umami. Colto, pendant que tu n'es pas trop loin du micro, veux-tu nous présenter ce que c'est? Oui. C'est un avocat coupé en deux, avec de la crème sûre, caviar de l'ombre, 2 couleurs, le pouce de roquette, un peu de piment d'Espelette, citron, zeste de citron, puis ton miel.
Oh, le miel est dessus épicé aussi. Ah, fait qu'on va faire un petit communiquant avec le Exactement. cocktail. En fait, je vous ai mis la moitié dans le verre et l'autre moitié sur le verre. Lovely. Merci, chef. Merci beaucoup. Donc, on avait 2,5 mg de THC dans notre verre, on a un autre 2,5 mg de THC. Est-ce que vous avez pris des gros plans de ça avant que je le mange? C'est magnifique. C'est tellement fucking beau! Ça n'a aucun sens. Wow. Juste pour être sûr. A very classy 420 indeed. Merci infiniment. J'espère que vous avez un bon 420 aussi dans le chat. Que Hey, vous mangez bon aussi 420 des tout le autres. monde. Bon appétit. Bon appétit, on se prend une petite bouchée? Oui, ben Hey, oui. moi, je dégaine, hein, si je peux pas attendre. Clairement, non, si je vois ça aller. Non, ça a l'air délicieux. Ben là, je peux te prendre une petite napkin que je te donnais tantôt. Là, Ah, on a besoin de petites napkins, effectivement. Moi, je vais me beurrer, moi, c'est ce qui va arriver. Tout le temps qu'on Mais, est dans le camp, merci hein, beaucoup, qu'on mange Jean, comme merci. des cochons. Ah, c'est. Ouais, les autres. Fait que oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que ce village-là, en fait, au Maroc, dans la vallée encore là du Rif, Ketama, pour vous situer, qui est comment dire, on cultive le cannabis là-bas depuis le 8e siècle. L'arrivée de Moulay Idriss, l'arrière-petit-fils de Mohamed, est arrivé au Maroc avec les premières graines de cannabis. Il a marié une reine berbère, puis il a établi les cultures de cannabis qui maintenant cultivent là depuis le 8e siècle. C'est l'histoire. On pourrait faire un podcast juste sur l'histoire de ça, je Ah, pense. c'est une histoire fascinante. C'est une histoire que d'ailleurs je souhaite raconter dans un livre prochainement publié en France, mais je souhaite vraiment arriver à tracer. C'est un peu cette histoire-là du cannabis, mais moi c'est ce qui me fascinait. C'est l'arrivée de ça, la culture plusieurs fois encore là, millénaire et 1200 ans, 1300 ans quand j'y étais. Et l'utilisation du hashish dans un volet comestible qui, moi, était, effectivement, je le faisais à la maison, mais dans un volet qui m'était donné sur Internet. Donc, infuser un petit peu dans du beurre, faire des brownies, faire ci et ça. Là, j'ai vu le cannabis, pas comme étant l'ingrédient central. Tu sais, comme moi, je faisais des brownies au pot, là, c'était pour amener du cannabis dans le corps de mes amis. C'était un véhicule pour amener du cannabis dans le corps de mes amis, puis de moi-même, pour avoir du fun autour du feu, puis aller se baigner ou quoi que ce soit, tu sais. Là, j'ai réalisé que le cannabis, quand il m'était présenté sous forme de majoun, n'était pas la superstar centrale, c'était un ingrédient parmi tant d'autres. La date était aussi importante que le hash. Les épices, les fleurs, le ras el hanout, qui est une épice locale, était aussi importante. Il y avait vraiment, puis la personne qui faisait le majoun pouvait justifier chacun des ingrédients par sa raison d'être sur ce que ça va te faire. Puis le cannabis était un des ingrédients. On le balayait pas du revers de la main, mais on passait pas non plus de son temps à le focusser dessus, tu sais. Ce produit-là, le majoun que tu appelles, est-ce que c'était présenté juste comme un quelconque collation ou c'était présenté comme quelque chose de plus thérapeutique, médicinal? Oui, très thérapeutique, très médicinal. Parfois plus tard, donc dans d'autres zones où on le voit avec le tourisme, tout ça, c'est présenté comme une substance psychotrope qui va having a good time, tu sais, comme on dit, mais dans un contexte traditionnel, local, où il n'y a pas d'influence ou du moins de perméabilité touristique tant que ça, parce que ça prend du temps à se rendre là. C'est vraiment traditionnel, c'est avec une diligence, c'est avec un rituel, c'est avec une façon d'approche qui est très nurturing, qui est très, comment dire, ils prennent soin un peu, puis moi c'est ça que j'ai vu, tu sais, voir le majoun se déballer d'un petit parchemin, puis voir la petite boulette de pâte de fruits, me faire expliquer que la noix, ça va être bon pour te donner justement de l'énergie. La date, c'est encore là du sucre, ton énergie va être immédiate, mais la noix, elle, c'est pour plus tard, tu sais. Ton hashish, il va t'enlever ton inflammation, puis que tu as charrié du pot sur ton dos toute la journée, tu sais. Parce que ce que j'aidais, moi, justement, dans le Rif, c'est dans les cultures aussi. Puis là, j'ai vu, OK, c'est autre chose, tu sais. Fait que là, j'étais, OK, on peut l'utiliser pour dormir, pour les personnes âgées, fair enough. On peut le manger de cette façon-là, qui est pas du brownies, puis qui est pas des gummies, puis qui est pas des... Tu sais, en fait, j'ai réalisé que ce qu'on avait, nous autres, en Occident, c'est un résultat d'une prohibition. C'est le résultat d'une prohibition, tu sais. Le chocolat, les brownies, les gummies, ils ont leur place, là. Ils vont avoir leur place pour des siècles à venir, mais sont le résultat d'une prohibition, tu sais. Moi, je les faisais à la maison pour être slick. Je les faisais pour passer sous le radar. Je mettais 50 mg de cannabinoïdes dans mes jujubes, qui étaient véganes d'ailleurs dans le temps aussi, tu sais, mais qui quand même... Pour rentrer dans un festival, à la place d'avoir un gros joint puis tout ça, c'était plus facile. Ben oui, tu sais, c'est Donc, ça. c'était pour la prohibition. C'était pour la prohibition, puis j'ai réalisé, moi, avec le contact au Maroc de ce majoun-là, de ce cannabis comestible, la profondeur, puis j'ai surtout constaté ma profonde ignorance de ce qui était le cannabis, de ce que moi je pensais qu'était le cannabis, c'était complètement erroné. En tout cas, du moins, j'avais une portion de réponse, mais la forte majorité m'était encore ignorée. Puis je vous cacherai pas qu'elle est encore aujourd'hui, une grosse portion de ce que le cannabis peut être, m'est encore ignorée. Malgré le fait que je joue avec une vingtaine de ces molécules inhérentes, mineures et majeures, comme tu parlais. C'est exactement pour ça qu'on fait le podcast aujourd'hui aussi. Pour moi, personnellement, c'est l'éducation qui manque le plus dans le milieu. Puis de justement avoir l'espèce de savoir que les personnes que tu as rencontrées dans ces pays-là
transmettait de génération en génération, qui parfois est un peu bloqué par la prohibition parce qu'on avait ces espèces de stigmates-là aussi de c'est tellement bon. L'avocat est tellement bon, man. Le petit miel avec l'avocat. Ça le fait, ça le fait, maudit, mon gars. Je pense que le fait, là, le ça petit justifie boisé, tous les bruits que tu fais en background, mon gars. Mais honnêtement, c'est tellement bon. Ouais, j'aimerais que vous puissiez sentir ça ou goûter ça à la maison, parce Ouais, que la texture, l'arôme, ça marche tout très bien. Avec le petit breuvage aussi. Exact. Mais oui, clairement. Puis juste se rendre compte justement que... moi, personnellement, même le CBN, pour être quelqu'un qui quand même s'intéresse au cannabis depuis quelques années, les fonctions du CBN, les fonctions du CBG, que j'avais pas beaucoup de connaissances dessus, je commence à peine à le reconnaître par les produits, par exemple, que je retrouve sur le marché, les huiles avec CBD, CBG, les huiles avec CBN. Mais de savoir que depuis des années, c'est utilisé puis que c'est connu par certaines sociétés, c'est fascinant. C'est vraiment fascinant. Puis on se rend compte à quel point, en tout cas, ça c'est mon opinion aussi, je vais le dire, mais la prohibition a ralenti la progression de beaucoup de choses par rapport à ça et a favorisé des alternatives. Moi, personnellement, un de mes buts par rapport au cannabis, c'est d'enlever ou d'essayer d'aider les gens qui sont prêts avec des opioïdes. Par exemple, pour gérer des douleurs, pour gérer beaucoup de troubles. Il y a tellement d'options dans le cannabis, selon moi, qui peuvent les aider à ne pas utiliser des pilules, ne pas utiliser des opioïdes. Mais bref, je m'écarte un peu. On était au Maroc. On avait appris comme justement les différentes façons de faire des edibles, des choses comme ça. Je sais que tu as voyagé ailleurs aussi, tu as déjà mentionné plusieurs trucs. Continue ton parcours. Ouais. Mais il y a une petite portion du Maroc qui est intéressante aussi derrière tout ça, parce que ça m'a vraiment... Après le village, justement, je suis parti de ce village-là avec un beau cadeau d'Abdelkader qui m'a donné à peu près 250 grammes du hashish que j'avais fait avec lui et de certains morceaux de ces hashish qui avaient fait vieillir. On en parlera un peu plus tard de ça. Ok, attends, là, il faut faire une pause. Là, tu as 250 grammes de hashish avec toi au Maroc. Dans mon sac à dos. Dans ton sac à dos. Je m'en vais au sud. Au sud, on parle d'un autre pays ou juste... Je descends au sud du Maroc tranquillement, je fais l'Atlas, l'anti-Atlas, le Moyen-Atlas. Je descends jusqu'au Sahara, le Sahel, Mauritanie, Sahara occidental, Algérie, en traversant. Mais tout ça m'a été possible à cause de mon 250 grammes de hache. Je suis arrivé à une ville qui s'appelle Mahamid, aux frontières du Sahara, après avoir fait l'Atlas, après avoir donné des morceaux de hache à Pierre Jean-Jacques en descendant. Puis en arrivant à ce moment-là, j'arrive à des populations qu'on appelle les hommes bleus du désert, les Touaregs, les Berbères du sud, ceux qui portent justement le turban qui est teint au lapis lazuli, qui est une pierre afghane, gros turban bleu, la Gandora, qui n'est pas une djellaba, la djellaba a un capuchon, la Gandora n'a pas de capuchon. Moi, c'était mon rêve d'aller vraiment voir qui étaient ces gens-là, qui étaient ces individus-là. Puis, je savais pas comment m'y rendre, je savais pas comment gagner le respect de personne là-bas, j'étais tout seul, j'étais innocent, j'étais téméraire. J'étais rendu à 20, rendu avant la fin de ça, tu sais. Mais... T'as fêté ton anniversaire là-bas. Ouais, c'est ça qui est arrivé aussi, tu sais. Puis là, j'arrive à Mahamid, après avoir traversé quelques mois, justement, les montagnes du Maroc, après avoir fait mes premières randonnées, monté l'Atlas, tu sais, avoir perdu mes ongles d'orteil sur l'Atlas. Long story short, j'arrive au Sahara. J'arrive au Sahara avec ce qui me restait, à peu près, un bon 150, 175 grammes de hache, tu sais. Puis là, je suis comme, ok, genre, je veux rencontrer les Touaregs, tu sais. Fait que je veux voir qui sont ces gens-là. Puis que là, j'arrive je me rends au puits où est-ce qu'ils font boire leur dromadaire à chaque jour ou à chaque 2-3 jours. Puis j'essaie de parler avec le monde m'ignore, tu sais. Le monde m'ignore et ça, ils veulent pas rien savoir de moi, tu sais, rien de ça. Là, je vois par contre. Toi, t'es juste honnête. Comment t'es perçu? Est-ce que les gens pensent que t'es américain en premier? Est-ce qu'ils te voient déjà comme canadien? J'avais les cheveux longs et une pas pire grosse barbe à ce moment-là. Fait que c'est sûr que On est dans quelle année à peu près? Ça, c'est 2008. 2008, ok. Cheveux longs, grosse barbe. Cheveux longs, grosse barbe. Ouais, ça a été pas mal ça, mon geek pendant 10 ans. Cheveux longs, grosse barbe. J'avais des tresses dans ma barbe à un moment donné, mais ça, c'est un autre moment. Mais le moment est-ce que ce moment-là où j'ai vraiment vu mon ego meurtri quand j'ai vu que tout le monde m'ignorait, que j'étais là, comment je peux me faire accepter, comment je peux aller dans le désert, comment je peux apprendre ces skill sets-là, tu sais. J'ai vu que le dromadaire était central à ça, tu sais. J'étais allé au sucre de dromadaire, j'étais allé échanger du hache, j'étais allé parler, je me suis acheté un dromadaire, tu sais. Puis là, Tu t'es acheté un dromadaire? Un grand dromadaire blanc du Mali, là, tu sais, une espèce de... La Cadillac de dromadaire qu'il y avait au souk de dromadaire pour gagner le respect des hommes bleus du désert, qui étaient les Touaregs. T'as dealé ça avec du hache ou t'as... Je me suis fait enfiroiper, comme on dit en bon québécois, c'est-à-dire j'ai dû payer beaucoup trop cher pour mon dromadaire. D'ailleurs, j'avais des paniers d'osier, des cruches d'eau, de la viande séchée de chèvre, j'avais des cordes de figues séchées, de dattes, ainsi de suite. Okay. Fait que ça venait pas avec un dromadaire tout seul, mais je m'étais fait enfiroiper quand même. Ça, c'est carrément l'équivalent
l'équivalent du vendeur de chars usagés. C'est tout à fait version ça. marais. C'est tout à fait ça. Mais Ok. ça valait la peine parce que peu importe le dollar que j'avais payé de plus, le dirham, excuse-moi, que j'avais payé de plus là-bas, si j'étais arrivé le surlendemain, quand les Touaregs sont venus faire boire leur dromadaire au puits avec mon dromadaire, puis là, j'avais des gens qui me regardaient, je me disais, OK, qu'est-ce qu'il y a là? Lui, il a une Cadillac, tu sais. J'ai dit, moi, j'avais une Cadillac, tu sais. Ok, legit, c'était comme si t'avais J'étais arrivé avec un. le top char pour impress un peu la galerie. C'était ça. Puis, Fait que là, t'avais du respect. ben, c'était pas comme direct le respect. Tu sais, j'étais arrivé, j'allais mettre mon dromadaire, puis là, je le fais boire, mais de peine de misère, je sais même pas comment c'est quoi les bruits qu'il faut faire, le tirer comment, et c'est pas vrai, je me faisais tirer plus que. En tout cas, ça m'a pris de peine de misère d'amener là, tu sais. Sous le soleil, ça a rien, je vous mentirais pas que c'était un peu difficile. Mais j'arrive là, puis là, il y a un vieil homme qui, lui, on a croisé le regard une couple de fois, qui me regarde, puis comment, qu'est-ce qu'il fait là avec son dromadaire, puis il trouvait peut-être un peu téméraire, un peu intense, tu sais, mais il vient me voir, tu sais, il touche mon dromadaire, puis ainsi de suite. Puis là, moi, j'en profite, pow, je sors mon gros bloc de hache, un joint déjà roulé, pow, je l'allume, je le regarde dans les yeux, puis je lui donne mon joint de hache. Là, il me regarde, il prend mon joint de prendre puff, il me redonne. Là, je sors ma pipe à kiff, puisque le kiff, c'est une autre chose là-bas qu'on fume beaucoup dans une bois d'olivier. Puis on s'assoit, on parle pas, on n'a pas échangé un mot du mot. On fume, après ça, il se lève. Il prend mon dromadaire par la petite. Parce qu'il y a un anneau dans son nez, là, avec une corde, là, tu sais. Puis il me fait signe, il s'en venir, puis c'est ce moment-là que j'ai été accepté. Dans la région Igidi, ça s'appelle, là, tu sais, par ces groupes-là. Puis j'étais devenu boucher de tribu pendant un certain temps. Puis j'ai traversé le Sahara pendant plusieurs mois avec cette tribu-là. Puis c'est la chiche qui m'a permis de faire ça. C'est important parce que l'histoire est le fun, là, tu sais. Mais c'est surtout que la clé d'entrée de cette histoire-là, c'était mon hache que j'ai amené du Nord, tu sais. C'est ça qui t'a fait respecter. Le hache, puis aussi le hache est comme monnaie d'échange pour avoir mon dromadaire. Le hache comme comment dire, sugarcoating du dromadaire. J'ai pas juste un dromadaire, j'ai aussi C'est l'expérience ça. et le Puis produit. du bon hache que j'avais comme ça dans le sud, c'était quand même d'une rareté substantielle. J'avais des différents types, j'en avais beaucoup. Puis quand il l'a fumé, le hache, le monsieur aussi, je pense que ça l'a convaincu d'une autre partie du sens que j'étais pas non seulement un étranger, j'étais un étranger. Mais j'étais un étranger qui avait un petit peu d'insight sur la culture locale, puis qui semblait vouloir en savoir davantage, tu sais. Puis ils ont eu la générosité de m'apprendre ce que c'était ce davantage-là par la suite. J'étais boucher, tu sais, j'étais cuisinier de formation, fait que j'ai été le boucher de la tribu pendant près de 3-4 mois, là, à ce moment-là. Là, le boucher, je veux dire, t'as une formation au Québec avec des animaux XYZ, puis là, t'arrives là-bas, puis Ouais. ils te shootent une chèvre random. C'était des chèvres, ouais, surtout, c'était principalement des chèvres. Faut pas qu'on ait découvert des dromadaires aussi à certains moments, mais des jeunes, là, tu sais. Mais... Bon, attends, je suis déjà flabbergast, là, si je peux me permettre l'expression. Mais moi, à 20 ans, j'étudiais au cégep en théâtre, là, puis je me sentais déjà wild de poursuivre une carrière de comédien. Toi, tu traversais le Sahara avec une tribu, ton nouveau dromadaire, triple A, top notch, du gros H, en train de te faire du PR, puis de... Ok, faut que je me fasse accepter par la gang, genre. C'était quoi? Je veux dire... Déjà, moi, je trouve ça fucking intéressant. Puis je vais le mentionner, c'est la première fois, j'essaie de l'éviter presque, on dirait, par respect, mais moi, j'ai l'impression un peu au Québec que je suis en train de vous présenter le Frenchie Cannoli québécois. En tout respect pour Frenchie et tout ce qu'il a fait, je pense qu'Alex, moi, c'est ma découverte de l'année, justement, en termes de personne qui a une culture, qui fait partie du Legacy Market puis qui peut nous aider à apprendre des trucs. Mais à cet âge-là, à 20 ans, t'es dans le désert avec ton hache, ton dromadaire. As-tu déjà des projets? Est-ce que tu envisages quelque chose? Tu te vois où dans 10 ans? T'es au jour le jour? Ou... Je suis un peu au jour le jour, tu sais, j'ai eu, tu sais, j'ai un père qui était commerçant, qui était un businessman aussi, mais qui était un peu plus à part de la famille, et ainsi de suite, puis je le voyais faire sa vie de commerçant, j'ai toujours eu envie de vivre un peu ce qu'il vivait par admiration, mais j'avais pas d'objectif de vie précis à ce moment-là. J'avais plus un refus global, pour faire un écho à un document québécois intéressant aussi, le refus d'accepter ce qui m'était potentiellement ma trace destinée. Tu sais. J'avais un peu cette espèce d'affront d'autorité, désobéissance civile déjà bien ancrée dans du fait que je vendais beaucoup de potes. Puis le monde autour de moi me disait que je vivais un peu ma vie à l'envers, de vouloir partir, puis ainsi de suite. Puis moi, j'ai eu un peu l'affront de la jeunesse. J'ai décidé de prouver wrong, tu sais, puis de dire non, je m'en vais faire ça parce que c'est ça que j'ai envie de faire. Puis quand je suis allé le faire, j'ai juste eu plus que la confirmation que ce qu'il fallait que je le fasse à ce moment-là. Puis c'est là que j'ai réalisé. Puis oui, j'ai trouvé un purpose en faisant ça. Puis je l'ai réalisé un petit peu, mais il a été confirmé au fur et à mesure de ma vie. Puis il se concrétise, puis il se confirme aujourd'hui. Puis là, présentement, à travers ma carrière. Mais je me suis dit, OK, il faut que je fasse le pont entre ce savoir-faire traditionnel-là, puis que je l'amène chez nous, parce que c'est pas vrai qu'on va rester pogné avec des produits qui sont issus d'une prohibition. C'est pas vrai que ça va arriver ça, parce que le cannabis que je voyais, moi, au Maroc, puis par la suite dans d'autres pays, était d'une profondeur tellement substantielle que comme j'arrivais même pas à comprendre comment j'étais pour l'expliquer à mes chums.
J'étais comme, comment je vais aborder ça? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Puis c'est quoi ça d'abord et avant tout, tu sais? Fait que tu sais, ça m'a tracé, c'est juste que ça a tracé cette vie-là, puis j'en suis reconnaissant de tous les moments de cette grande... Tu sais, oui, il a fallu que je hustle pour aller au désert, mais Dieu sait que comme, hey, ces gens-là m'ont pris sous l'oreille, ils m'ont montré comment me diriger avec les étoiles pendant la nuit, ils m'ont montré comment faire cuire du pain dans le sable en dessous d'un feu, ils m'ont montré comment pas me faire piquer par des araignées, puis si ça arrive, ce qui est arrivé d'ailleurs à un moment donné, de pas mourir de ça, tu sais. Tu t'es fait piquer par une araignée? Ouais, mais j'ai eu des fièvres. C'est pas une araignée qui était venimeuse comme telle, c'est une araignée qui peut justement, si justement il y a une infection de ta plaie, peut te donner certaines fièvres, si la fièvre peut te créer une certaine déshydratation. Dans le Sahara, l'été il fait 55 degrés le jour, il fait 35 degrés la nuit, la déshydratation est déjà très accessible sans araignée. Fait que je filais mal. C'était pas l'araignée elle-même tant que ça, c'était un mélange de toutes sortes de facteurs, mais je suis passé proche quand j'étais au Sahara, puis j'ai passé proche quand j'étais tout seul en plus. Je me suis fait piquer, puis j'étais tout seul, puis je suis parti pareil, je me retournais au sud de dromadaire pour revendre mon dromadaire pour partir ailleurs. Puis c'est arrivé, je me suis fait, j'ai eu cet événement-là, je me suis dirigé vers un sous-campement en fait, puis c'était une femme locale qui m'a pris, puis elle me sacré dans sa tente, man, pendant une semaine, 5 jours de temps, j'étais en délirium, j'étais déliré, elle récitait des versets du Coran, elle me mâchait des herbes qu'elle mettait sur ma plaie, puis finalement j'ai donné mon dromadaire quand je suis parti de là, puis elle pensait qu'elle était encore plus reconnaissante. Elle m'avait donné ma vie, on s'entend, de cette madame-là. Moi, je donne un dromadaire, puis elle est comme, tu viens de me donner plus que ce que j'ai jamais eu. Elle t'a sauvé ta vie. Ouais. Puis le dromadaire, moi, je suis comme, ouf. Puis j'ai pas filé bien pendant un petit mois après ça. Là, je trouve ça cool que t'en parles parce que on romanticise un peu tout ça, on rend ça fabuleux, puis tout ça, mais c'est difficile, ça a été formateur. Ça n'a pas été juste, facile, je m'en vais au Maroc, puis c'est le fun, puis j'apprends sur le hachis. Ça a été des événements qui... Je veux dire, c'est juste d'avoir le guts de le faire, de partir là-bas, de le faire seul, mais traverser le désert, des choses comme ça, je veux dire, moi, je suis flabbergasté par ta vie. Pour de vrai, j'ai l'impression d'avoir joué safe toute ma vie en suivant une espèce de parcours un peu plus traditionnel de je vais à l'école, j'obtiens une formation, je développe un métier. Tout est parti sur une wild card, mon gars. Ben, tu sais, c'était un wildcard, oui, mais en même temps, ça faisait plein de sens, tu sais. Ça faisait plein de sens, puisque c'était ça que. Comment dire? C'est l'école de la vie. Ouais, puis je voyais ça dans les livres, tu sais. Je lisais Amin Malouf, qui est un grand auteur, j'invite tout le monde à le lire. Ça me raconte des beaux livres, puis des gens qui traversaient des déserts, qui traversaient des pays, dans des époques que j'ai pas vécues, que des moments que je vivrai jamais. Mais je voyais que, je vais prendre une dernière bouchée, mon cher. Délicieux, vraiment, excellent. Merci, chef. Puis, je sais pas où j'en étais avant de prendre cette bouchée-là. Je pense que la saveur me déstabilisait. Tu disais Malouf. Oui, Amin Malouf, c'est ça. Je lisais beaucoup de livres qui me montraient justement ce qu'on appelait les érudits tout-terrain. Des gens qui passaient de mathématiciens à commerçants en traversant des zones de l'empire de l'islam à l'époque, qu'on appelait l'âge d'or, comme je mentionnais. C'était comme un moment qui me fascinait. Puis je me dis, moi aussi, je peux peut-être vivre ça. J'ai le droit, moi aussi, d'aller vivre des affaires de même. T'sais. Puis il me dit, bon, en tant que jeune, j'ai dit, bon, j'avais un char, je l'ai vendu, ça a été mon dernier char que j'ai appartenu d'ailleurs. Je lui ai payé mon billet d'avion, je suis parti au Maroc, puis c'est ça qui a payé mon trip là-bas, mais on s'entend. J'ai pas dépensé une scène pendant des mois quand j'étais dans le désert. J'ai pas dépensé une scène pendant des mois quand j'étais dans les montagnes. C'est quand qu'on écrit un film ou un scénario à propos de ça? Ça, c'était le début, tu sais. Ça devient wild après ça. Ok, ouais, parce que justement, je veux continuer, je veux y retourner. On est au Maroc, on a traversé le hachis, le dromadaire, tu commences à te faire approuver. Ouais. What's up? Après ça, ben, tu sais, là, mettons, le Maroc, tu sais, il y a eu beaucoup plus de subtilité, ça a été beaucoup de mois, mais je peux dire que ça a été l'élément déclencheur d'un effet domino qui a duré une décennie, ma décennie de 20 à 30 ans, et qui a été défini par voyager, rencontrer des populations dans un contexte majoritairement tribal pour comprendre l'interaction entre la consommation de plantes psychoactives, cannabis et autres, et les mœurs religieuses. Je trouvais ça fascinant comment que l'interaction entre la consommation de ces plantes-là, les mœurs religieuses, la guérison, ces petites subtilités-là étaient des choses qui m'étaient pas accessibles. Parce qu'ils m'étaient pas accessibles, je voulais aller les chercher. Là, tu parles de rencontres tribales. On était au Maroc. Est-ce que tu as des pays directement? Tu as bougé de là? Tu es revenu au Québec? Oui, j'ai bougé un peu au Maroc. Je suis allé, j'ai traversé des frontières illégales à ce moment-là. J'ai traversé des frontières illégalement d'Algérie pour aller dans les oasis. Parce que c'était là que les Touaregs, eux autres, il n'y a pas vraiment de frontières. C'est du désert, on s'entend. Puis j'avais peur un peu, on s'entend, mais je suivais la gang, puis j'étais arrivé dans différents oasis. Toujours avec du stock sur toi ou? Oui, jusqu'à la fin. Puis quand je suis parti au Sahara occidental, c'est la seule frontière que j'ai faite illégalement sans cannabis, en fait. Okay. Puisque le Sahara occidental, malheureusement, l'Espagne a été très violente avec cette région-là du monde, qui est un petit pays au sud du Maroc, et a laissé encore là, d'ailleurs, l'Espagne enlever vos mines. Il y a un paquet de mines. Il n'y a aucune façon de rentrer dans le pays
outre que dans un train de minerai de fer, fait que j'ai comme jumpé d'un train, puis je suis parti au Sahara occidental, qui est un pays magnifique d'ailleurs, qui un jour, j'espère, va avoir ses lettres de noblesse, si on enlève les mines espagnoles. Mais à la fin de la journée, ouais, j'ai pu voyager un peu dans ces régions-là, mais ce que le Maroc a déclenché par la suite, je suis parti en Australie avec mon frère. Ok, là on est rendu en Australie. Ok. Ouais, je suis revenu au pays un peu, j'ai travaillé 7 jours sur 7 pendant 2-3 mois, je suis parti avec mon frère en Australie, avec 2000$ sur ma carte de crédit de libre, pas une scène. On arrive en Australie tous les deux, on va accueillir des bananes. Okay. On arrive à Cairns, dans les régions de Daintree, qui est la plus vieille forêt vierge au monde, aujourd'hui encore, qui n'a pas été touchée par les 4 dernières glaciations, si je ne me trompe pas. Prenez pas ça pour du cash, checkez Wikipédia. Mais à la fin de la journée, ouais, c'est ça, on est arrivé là-bas, moi et mon frère, on n'a pas beaucoup de sous. Puis encore là, tu sais, le cannabis est venu un peu à mon aide, tu sais. Parce qu'au départ, ce voyage-là n'était pas orienté cannabis du tout. Il était orienté, non pas nécessairement cannabis, quoique, mais il était orienté surtout aventure sur vie. Je voulais comme vivre, là, j'avais eu beaucoup de fun dans les montagnes du Rif. J'avais adoré genre vivre avec les terroirs, cueillir des racines, des fruits, blablabla. Puis avec mon frère, on a décidé qu'on va vivre ça à l'île. On part, on s'en va dans la plus vieille forêt vierge au monde, une des plus dangereuses au monde, avec des oiseaux qui littéralement se tapent des gens. Et on décide d'aller là, puis mon frère et moi, on a vécu pendant 6 mois à peu près. Ben lui est resté 6 mois, moi je suis resté plus d'1 an en Australie par la suite, mais lui il est resté 6 mois avec moi, où on a hustlé. On est allé, hustle, excusez-moi l'anglicisme, mais en fait on a... C'est que des anglicismes, je m'allais dire grinding. C'est ça. Le hustle, dans le fond, c'est d'essayer à chaque jour, puis de continuer le grind, de continuer le 8, de travailler pour obtenir ce que tu veux. Ouais, pour les targets. Puis, tu sais, il y a une belle histoire encore là liée au cannabis. Je suis pas, tu sais, juste faire une parenthèse, je suis très chanceux. Je suis excessivement chanceux, je suis reconnaissant, mais mon Dieu, je peux pas comprendre comment tout ça est arrivé encore aujourd'hui quand je le raconte de même. T'sais. Avant que tu le dises, moi personnellement, pour moi, la chance est égale. La chance et la malchance est égale pour tout le monde. La chance, c'est une combinaison de travail en amont et d'opportunités. Je pense que ton travail que tu avais fait déjà de 0 à 20 ans, puis ce que tu avais comme opportunité ont juste à donner au bon moment. T'sais. Oui, c'est vrai que ça a donné au bon moment. Puis... Mais ça n'empêche que faire ce qu'on aime dans la vie, c'est pas donné à tout le monde. Puis, d'une certaine façon, on l'entend toute notre vie, genre, hey, si tu travailles dans ce que t'aimes, tu travailleras jamais une journée. C'est pas vrai. Si t'aimes ça, tu travailles pareil. T'sais. Des fois, c'est plate. Mais à la fin de la journée, on est très. Comment dire, je suis sur mon X. Je suis sur mon X, dans le sens que je fais ce qui commençait à naître à ces moments-là de voyage, le pont entre le traditionnel puis le moderne. Non seulement pour le pont, mais principalement pour amener cette richesse-là, mais la respecter à travers tout ça, pas juste la voler puis l'amener là, tu sais. L'amener, puis l'expliquer, puis la transitionner dans des produits qu'on parlera peut-être plus tard. Mais l'Australie, on n'avait pas une scène, on a commencé à travailler des formes de bananes. J'ai réussi à comme rester un petit peu, le 1000$ qui me restait sur ma carte de crédit, on s'est acheté un vieux char. On est monté dans les montagnes pour où est-ce qu'on savait de fil en aiguille que le cannabis était cultivé par des populations aborigènes locales. Okay. Une place qui s'appelait Kuranda, qui est une petite ville de hippies là, dans les montagnes. Puis à ce moment-là, majoritairement des groupes criminels locaux étaient Malaïs, de Malaisie. Drôle de circonstances, j'ai aucune idée pourquoi. Puis il fallait que j'aille voir, j'avais entendu en tout cas du moins le hustle. On demande aux gens qui rencontrer, comment rencontrer. Puis je me fait dire de rencontrer un individu, un nom XY là, à ce moment-là. Et je m'en vais à Kuranda pour essayer de trouver cet individu-là qui normalement est le pont entre les cultures de cannabis, puis moi qui va avoir un sac de potes à vendre au Caravan Park. Puis pour me faire mes sous. Puis plus de sous que je faisais dans les fermes de bananes, en parenthèse. Fait que dans le fond, je m'en vais là-bas. Puis là, c'est encore là un addon, de la chance, c'est oui, effectivement, comme tu dis, circonstances, opportunités, mais drôle d'addon. J'arrive à Kuranda, c'est un marché public, gros vent, terrible vent, probablement les plus grands vents qu'il y avait là-bas depuis un bout. Il y a un bonhomme qui est sur sa table, qui tient sa table dans les airs, puis il est pas capable d'attacher après ses cordes. Puis là, je suis comme, ouais, on va l'aider, j'attache. Puis on fait ça à 3-4 kiosques, là, finalement, on se pète un coconut, on boit un coconut ensemble. Puis je suis comme, what's up, tu sais, comment tu t'appelles, toi? Puis le gars, il se présente en étant le nom de la personne que je cherchais. Je vais lui faire fi de certains noms aujourd'hui, tu sais, par respect. Puis, fait que là, il me dit ça, je cherchais exactement toi, en fait. C'est toi que je cherchais. Puis il me dit, à ce moment-là, encore les cheveux longs, j'avais une moustache bien pointue. Il disait, hey, t'as l'air de D'Artagnan. Fait que moi, il m'appelait D'Artagnan. C'était mon nom de dealer en Australie. Puis là, fait que il dit, ouais, c'est moi, c'est Afika. Puis, excuse-moi, je viens de dire le nom. Fait que, en tout cas, long story short, il se présente, ainsi de suite. Fait que là, on s'en va. Il me dit, bon, ouais, on va fumer un joint ensemble. Fait que là, c'est là que j'ai eu accès au cannabis cultivé dans les jungles australiennes par des aborigènes, transitionné dans une structure illégale malaï. Te rappelles-tu des strains en particulier ou des génétiques? Ouais, il y avait quelques génétiques particulières intéressantes. C'était des strains, encore là, hollandaises. C'est des strains hollandaises. On avait du bubblegum, on avait encore là, des purple kush intéressants. C'est la première fois que j'ai eu du chitral. Genre chitral, qui est une variété pour orienter les auditeurs. Chitral pakistanaise, une variété d'origine pakistanaise, qui est une plante un peu plus trapue,
qui est la mère de beaucoup de nos génétiques mauves. Tu sais, pour juste ballparker un peu tout ça. Là. Purple Chitral, je trouvais ça fascinant parce que déclenche sa couleur mauve avec le froid. Puis les nuits viennent très fraîches dans ces jungles-là, fait que le Purple Chitral s'exprimait d'une façon exceptionnelle. Là, qui avait été sélectionné. Et d'ailleurs, le mauve est un peu un antifongique, on pourra en parler un peu plus tard, permettait de cultiver du cannabis dans des jungles tropicales et très humides. Là, j'ai vu d'autres interactions chimiques. Donc, moins de chances de problèmes comme le powdery mildew, tout ce qui est oïdium, powdery mildew et tout ça. Là, tu voyais déjà, puis comme j'ai constaté partout où j'ai été, où est-ce que le cannabis était cultivé, c'était pas toutes les génétiques qui étaient cultivées. Puis il y avait des raisons pourquoi certaines génétiques étaient favorisées et d'autres pas. Et aussi, j'ai vu des champs de culture où les gens faisaient pas cette sélection-là. Et le cannabis était de piètre qualité. Okay. Mais je dirais que le savoir-faire ancestral aborigène a apporté à ces génétiques-là une vibe terroir qui était tellement nice. Hein. Genre, j'ai jamais goûté du Purple Chitral qui goûtait ça. Le terroir, tu sais, on parle de terroir, on sait c'est une expression des oligo-éléments, ce qu'il y a dans le sol. Tu sais. Exact. Tu donnes la génétique d'une plante, on appelle le chimiotype et le phénotype. Tu as deux choses. Tu as une graine de cannabis, elle va s'exprimer avec un phénotype, ça va être un look. Elle va s'exprimer avec un chimiotype, donc un profil chimique. Ces deux choses-là sont tributaires de la génétique, mais elle va seulement s'exprimer d'une certaine façon en fonction d'un terroir donné ou d'un terreau donné. Fait que donc, dans un contexte très, très tribal, très guerrilla cultivation qu'on appelait à l'époque, c'était vraiment une expression du terroir fascinante que de voir une subtilité que tu vois. Moi, je suis sommelier aussi, tu sais, dans la vie. Fait que, tu sais, j'entendais des gens de Bordeaux me parler des terroirs schistes et calcaire, et là je voyais le cannabis s'exprimer dans des jungles, puis j'avais l'écho de Champagne, j'avais l'écho des pinots noirs de Bourgogne dans du cannabis d'une jungle, tu sais. Puis moi ça rappelle beaucoup aussi ce que Frenchy essayait de mettre de l'avant pour le cannabis, c'est à quel point le terroir va être important pour certaines génétiques. Dans les dernières années de sa vie en Californie, il mettait beaucoup justement le terroir de toute la vallée de Mendocino de l'avant, si je ne me trompe pas. Puis oui, encore une fois, belle analogie avec le vin français, les terroirs Bordeaux, les terroirs Champagne. Un peu l'explication simple, c'est de dire si un cannabis pousse à côté des champs, par exemple, de fraises ou de dattes, comme tu mentionnais, cette espèce de mix de culture-là, on pourrait rappeler aussi toute la mycologie, en fait, les champignons, la mycosphère, la mycorhize, tout ça. La mycorhize qui, en fait... Qui va communiquer globalement avec toutes les plantes qui sont dans cette espèce de terroir-là, justement, puis qui va intra-influencer, bref. Tu l'expliques encore mieux que moi. Mais c'est un beau complément, justement, de parler de la mycosphère et tout ça, parce qu'effectivement, le terroir, c'est l'expression d'un lieu, c'est l'expression d'une façon de faire. Puis après ça, il y a des subtilités. Il y a des gens qui disent qu'on peut reproduire un terroir en culture intérieure. Là, on n'est pas nécessairement pour ce débat aujourd'hui, mais le terroir dont je parle en ce moment, c'est un terroir sun-grown, c'est un terroir extérieur. Presque ancestral. Ancestral. C'est une façon de cultiver. Moi, j'aime beaucoup. D'ailleurs, pour moi, le hashish, en forte majorité, les meilleurs hashish de ma vie ont été poussés au soleil. C'est une façon dans le sens que le spectre solaire peut amener une certaine chose. Je pense que c'est encore, tu m'arrêtes si j'ai tort, mais je pense que c'est encore vrai pour plusieurs produits présentement sur le marché légal, que ce soit un hashish ou une rosine, on va encore utiliser l'extérieur beaucoup pour ça. Oui, parce qu'on a un coût moindre aussi. Surtout si on fait croître le cannabis, si on fait une culture pour l'extraction, on a un calcul différent que si on fait un cannabis pour la fleur, fumée puis la fleur séchée. Fait qu'effectivement, on le voit quand même beaucoup. Mais on comprend aussi que le contrôle des variables environnementales, comme je mentionnais, phénotype et chimiotype, quand on a un environnement contrôlé, on peut jouer ça tel un maître d'orchestre, un chef d'orchestre peut guider une symphonie d'une main un peu plus directive. La nature devient un intrant aléatoire qui nous amène des subtilités qui, à mon avis, sont fantastiques. On peut apprendre beaucoup de la nature, puis après, le défi, c'est de tenter d'un peu reproduire à notre avantage ou en contrôlant les paramètres qu'on veut, cette espèce d'aspect-là de la nature. Pour revenir maintenant en Australie, tu m'as parlé beaucoup des tribus, puis tout ça, on parlait d'à quel point certaines cultures l'utilisent de façon plus, disons, thérapeutique ou médicale. Est-ce qu'il y avait justement des tribus en Australie qui avaient une façon d'utiliser les produits du cannabis qui t'a marqué? Moi, je te dirais, mon histoire australienne est plus davantage comment le cannabis que j'ai pu avoir accès à travers l'expérience de rencontrer à Kuranda, justement dans les villes. Dans les villages, le cannabis traditionnel, oh mon Dieu, on a une belle wing ici. Les wings infusés qui viennent d'arriver. Merci. Wing maison avec sauce barbecue et la petite sauce barbecue habanero au cannabis. Superbe. Il y a une fiole sur l'ensemble des. Parfait. Merci.
Merci infiniment. Merci Parce que beaucoup. vous allez vous salir. C'est clair. Bon, là, on n'est pas dans une entrevue hot sauce. On n'est pas vraiment dans une entrevue hot sauce où est-ce qu'on va avoir des questions chaudes puis tout ça. On se rappelle au niveau de l'histoire qu'on est rendu en Australie, les tribus, etc. J'essaie de vous faire un petit plan, disons, des Hot Wings. Je ne sais pas si je vais être capable d'avoir le foyer. Je ne crois pas, la caméra ne veut rien savoir, mais il y a des gros plans qui ont été faits, ça va être délicieux. Oui. On rappelle qu'on a environ 5 mg. Présente-nous le produit qui a été utilisé là-dessus, la sauce habanero infusée. Oui, ça c'est notre deuxième sauce piquante qui a été gracieusement acceptée par les équipes de la SQDC, et d'ailleurs encore merci. Donc une sauce habanero typique servie dans les tacos stand au Mexique. Donc on utilise le piment habanero, on utilise l'ananas caramélisé, un peu de cumin. On travaille vraiment dans un volet traditionnel ici. Là. On a un 5 mg de THC aussi. Je tiens à rappeler aussi que tous nos produits sont faits avec notre Full Spectrum Crude Oil, qui est un Full Spectrum, donc un extrait de cannabis en spectre complet, qui n'a pas été purifié, qui n'a pas été filtré, qui n'a pas été distillé non plus. Donc on travaille vraiment avec un produit qui est très fragrant, qui a un taux de terpène de l'ordre de 3,5 à 3,7%. Avec des flavonoïdes, avec des phénols. Fait que le cannabis est un goût avec lequel on joue, nous. On n'enlève pas le goût du cannabis dans nos produits. On l'intègre, comme je l'ai appris en Afrique du Nord, comme un ingrédient parmi tant d'autres, qui doit communiquer avec le reste. Et on doit l'adapter. Donc on n'est pas dans des distillats. Non. On n'est pas en train de prendre juste une huile puis d'extraire des molécules de THC. On veut l'effet complet de la génétique de la plante. Exact. Par exemple, pour ce produit-là, est-ce que vous avez utilisé une génétique précise, un produit précis? C'est quoi? C'est un assemblage de deux génétiques ici. On a du Dark Angel, d'une part, qui est une variété qu'on dirait, c'est sûr que j'évite un petit peu des fois les nomenclatures Indica Sativa, mais qu'on dirait tendance plus Indica, et du Cherry Bomb aussi. Donc, c'est deux petites variétés qu'on a utilisées pour ça. On a fait un bud run. Un bud run, c'est-à-dire une extraction de fleurs en sous-critique. Donc, on est allé très délicatement. Donc, on a sorti sous-critique dans le sens qu'on a fait une extraction par CO2. Le CO2 étant une des technologies d'extraction les plus écologiques. On récupère à peu près 97% du solvant utilisé. Et ça me permet de faire ce qui se rapproche le plus d'une huile d'hachiche liquide, où je vais aller chercher tout ce que la plante a à me donner, sauf la fibre de la plante elle-même. Tout ce qui est végétal, tout ce qu'on veut pas avoir, les gras, les lipides aussi, probablement. Certains j'en garde, certaines cires je vais garder aussi, dans les métriques d'extraction, mais je prendrai pas des chlorophylles nécessairement. Je prendrai pas nécessairement des aromates trop amers, mais ça permet de faire une huile en spectre large qui a une incidence, encore là, pharmacologique beaucoup plus forte. Moi, je la goûte. Pour avoir déjà goûté à ta sauce, je la goûte bien dans les ailes. Merci encore une fois à notre cook. C'est vraiment bon. Merci, chef. Délicieux. Bon, écoute, il n'y a rien d'autre à dire. J'essayais de faire une espèce de thématique pendant qu'on allait recevoir les ailes, en mode, tu sais, vous savez, les entrevues qu'il y a déjà sur Internet avec les hot sauce puis les questions un peu chaudes. J'en avais une question, avant qu'on revienne à tes aventures dans le passé, parce que je sais que présentement, tu es dans l'industrie beaucoup. All good. Est-ce que ça serait quoi selon toi, puis c'est pas une question si chaude que ça, mais c'est quoi le plus gros problème présentement selon toi dans l'industrie légale au Canada? Qu'est-ce qui devrait changer? Si j'en avais nommé qu'un, l'assise. La taxation, la façon de taxer. Je suis tout à fait d'accord avec un phénomène de taxation de différents produits, mais je suis pas tout à fait d'accord avec le volet d'un 2 poids 2 mesures. Dans le sens qu'on taxe l'alcool et des produits qui sont beaucoup plus dommageables pour la santé humaine d'une manière substantiellement inférieure, et je mets un S majuscule à substantiellement inférieur, vous irez faire vos recherches, mais on parle de l'ordre de 10% à 2%, 2% étant l'alcool, 10% étant le cannabis, tout dépendant de la province, et c'est sans penser des surtaxations provinciales aussi, ce qui fait en sorte que le produit devient de plus en plus inaccessible, parce que ça pousse le produit à être beaucoup plus coûteux, indépendamment du choix des producteurs licenciés. Cette taxation-là, qui d'ailleurs, je tiens à mentionner, je suis tout à fait d'accord avec une taxation, mais une taxation réaliste permettant à une industrie de vivre, de produire, d'amener justement ces narratifs et ces produits de l'avant sans être constamment mis à mal par l'État. Et cette assise-là fait en sorte que les producteurs et les transformateurs de cannabis sont mis à mal présentement. Et des beaux projets qui pourraient prendre naissance ne prennent pas naissance de par cette espèce de fardeau, cette lourdeur administrative aussi qui est lourde à porter. Mais ça n'en est qu'un, je pourrais mentionner plusieurs autres choses aussi, tu sais, mais effectivement l'assise en est un. Juste pour expliquer en détail pendant que tu prends une bouchée de tes ailes, mettons par exemple sur un produit, un 3.5 classique de fleurs à 30$ à la SQDC. Combien va
TPS, TVQ, taxes d'assises, combien reste au producteur à la fin? Moi, je suis pas dans le fleur, c'est sûr que la fleur, c'est un peu moins pire parce que c'est comme c'est au dollar, là, je pense, le dollar au gramme de fleur comme tel. Mais c'est comment dire, au niveau, mettons, de mes bouchées de fruits à moi, pour être plus directement lié à ce qu'on vend au Québec. Au Québec, on va ressortir peut-être de 1 à 2 dollars de notre produit à la fin de la journée. T'sais. Ton produit se vend combien? 10 dollars. Donc, sur le 10 dollars, il y a 2 dollars en taxes d'assises. Oh non, ça, c'est le profit. C'est ce qui nous reste pas beaucoup. Combien va la taxe d'assises, en fait? La taxe d'assises, ça va quasiment être exactement, c'est mon partenaire qui fait ça. Je veux pas vous induire en erreur, là, mais je pense qu'on est dans quasiment la moitié de la valeur du produit. Là, un petit peu, là, un peu moins que la moitié de la valeur du produit. C'est pire en Ontario. Puis ça, c'est sans inclure les TPS, TVQ. Exactement, ça aussi. Fait que là, le produit monte un peu plus haut pour le consommateur. T'sais. Ouais. Fait que, à la fin de la journée, moi, ce que je veux mentionner, c'est que c'est le consommateur qui est lésé. T'sais. Puis après ça, le producteur licencié qui est lésé parce qu'il peut pas avoir un produit plus accessible qui permettrait, encore là, en temps de récession aujourd'hui, d'amener des produits de qualité dans les mains des gens. T'sais. Parce que là, on est pogné par des gens font des produits de très basse qualité. On s'entend 70% de l'industrie comestible sont des produits qui sont avec une quantité invraisemblable de produits chimiques, avec de l'huile de palme, avec toutes sortes de cochonneries pour... je sais pas si c'est assez justifié ou justifiable, mais pour des raisons qui sont de prix principalement économiques. Économiques. Qui pourraient être, on pourrait inciter le producteur à faire des choix d'ingrédients plus légitimes, plus en cohérence avec ce qu'on vit présentement comme crise écologique, comme crise économique, peu importe qu'est-ce qu'on vit, mais dans le sens que si on donne pas les outils aux gens, comme disait Dédé Fortin, donne-moi à pas que je vais compter des buts. Hein. Exact, clairement. Écoute, c'est la même, je pense que, juste pour chevaucher un peu là-dessus puis te laisser manger ta wings, même chose, je pense que la taxe d'assises, c'est un des plus gros problèmes présentement dans le domaine du marché légal canadien. Pour les euros, vous avez peut-être pas une idée de quoi on parle, mais on parle d'un petit thème que le gouvernement oblige, pareil comme sur les cigarettes, pareil comme sur l'alcool, c'est une façon de taxer ces genres de produits-là. Personnellement, j'aimerais beaucoup la voir disparaître, surtout au niveau du médical. Les patients qui ont accès au cannabis médical, d'après moi, ne devraient pas payer de taxe d'assises. Mais on pourrait faire un podcast au complet là-dessus. Continuons tes voyages, parce que je vois qu'on arrive tranquillement vers le Canada, mais je reviens après, j'ai entendu parler du Mexique aussi. Le Mexique a été ma deuxième maison pendant un certain moment aussi. Mais mettons, l'Australie, ça m'a permis, en fait, de commencer à vendre du cannabis, d'avoir ce lien-là avec Random, m'a permis d'amener du cannabis, puis de le vendre à une majoration d'à peu près de 200% aux touristes locaux, principalement français à l'époque, bonjour à nos cousins, qui voulaient payer justement ce cannabis-là, mais qui n'étaient pas prêts à prendre les risques d'aller dans les régions où moi j'étais prêt à aller. Fait que j'amenais j'étais un facilitateur, puis avec ça, j'ai pu prendre des cours de plongée sous-marine. Moi et mon frère, on a pu vivre bien, tu sais. On a pu traverser l'Australie, on a fait 27 000 km avec notre petit char, tu sais, à se promener dans des déserts, dans des montagnes, un peu partout, à vendre du pot un peu ici et là. Et juste pour mentionner que c'est ça. L'Australie, pour moi, le cannabis n'a pas nécessairement été d'une façon tribale ou d'une façon culturelle, quoique mes expériences culturelles dans le nord d'Australie étaient phénoménales, mais pas nécessairement liées au cannabis per se, plus à d'autres types de substances psychoactives. Mais à la fin de la journée, après l'Australie, je suis parti en Asie. C'est un voyage qui a duré près de 2 ans à ce moment-là, sans retour au Canada. De l'Australie, je suis parti en Indonésie, où j'ai pu justement voir différents types d'interactions avec le cannabis encore là. Par la suite aux Philippines aussi. Et pour justement te parler du Mexique, je suis retourné à plusieurs reprises. Dans l'état de Oaxaca, j'ai eu la chance de Oaxaca, qui est un état très riche en culture précolombienne. Par culture précolombienne, on veut dire culture autochtone, qui prédate l'arrivée des Européens en Amérique. Les populations de Oaxaca, c'est les Zapotèques, les Zapotecos. Les Zapotecos, eux autres, ils ont survécu au génocide en tout cas, du moins, une portion des Zapotèques ont survécu. Il y a une belle histoire derrière tout ça, mais bon, long story short, c'est très Zapotèque, Oaxaca. Okay. Et Oaxaca est une terre de mezcal, comme on le sait, la tequila, le mezcal, c'est de là que ça vient. Et dans une zone... Oaxaca est séparé en des grands plateaux désertiques arides où on cultive l'agave pour faire le mezcal et la tequila, et une forêt de nuages où, légalement parlant, les individus, les populations zapotèques locales dans les forêts de nuages ont légalement, avec le gouvernement du Mexique, le droit de consommer la psilocybine, le champignon magique, et le cannabis de façon légale. Et ils ont des retraites de yoga, puis ainsi de suite, ce qui me parlait beaucoup. Là. Vous voyez le genre un peu, cheveux longs, barbe, puis voyage avec le cannabis dans les forêts de nuages. Et en arrivant là-bas, justement, à Oaxaca, ça a été une autre aussi révélation qui était... T'sais, on s'entend que les Zapotèques n'ont pas... Le cannabis n'était pas en Amérique avant l'arrivée des Européens. C'est les Européens puis le commerce triangulaire de l'esclavagisme qui a apporté le cannabis en Amérique. Les Zapotèques l'ont adopté dans leur pharmacopée par la suite. Et ils l'ont adapté à leur propre sauce. C'est drôle de dire sauce parce que les mollets là-bas, les sauces, les mollets qu'on appelle mole rojo, mole coloradito, sont toutes des sauces très complexes de Oaxaca. Puis le terroir culinaire et le terroir
de la pharmacopée est très, très, très présent. Le Oaxaqueño Gold, on connaît, certains d'entre vous vont le connaître étant des old school, c'est une variété de cannabis qui poussait, je pense, une des plus grandes variétés tropicales. Moi, je me rappelle d'en avoir vu là, probablement 10 mètres, là, une affaire de fou. Là. Des grosses variétés, là, de gros, ce qu'on appelle sativa, très élagués, avec des colosses substantiels dans un terroir qui est pas nourri. Fascinant. Fait que Oaxaca, pour moi, ça a été cannabis d'excellente qualité, à bas prix. C'est là que j'ai écrit ma maîtrise, c'est là que j'ai vécu des expériences, c'est là que j'ai appris la politique mexicaine, c'est là que j'ai appris l'espagnol. C'est là que j'ai travaillé le Oaxaqueño Gold, c'est là que j'ai appris à faire sécher du pot dans un contexte de jungle. C'est là que j'ai appris à... Puis si je leur ai montré la méthode marocaine quand j'étais sur place, fait que là on a fait des tambours, on a tapé du Oaxaqueño, on a fait du marocain avec du Oaxaqueño Gold, tu sais. Fait qu'il y avait comme une espèce de boucle qui se bouclait aussi dans mon histoire de comme... Il y avait des gens qui te donnaient du savoir, tu partageais ton savoir aussi. Okay. Puis je l'amenais pas au nord en premier, tu sais. Je l'amenais pas à nous en premier parce que c'était pas encore mûr pour ça ici, tu sais. Okay. J'étais pas encore dans cette gig-là, j'étais juste comme mon rôle de dire je vais être le transitionner du savoir de la tradition au moderne. Là, j'étais en train de faire de tradition en tradition. Puis tu sais, ça m'a donné comme j'étais tellement content de faire ça, j'avais tellement de fun à faire ça que je suis comme ok, c'est un filon à suivre, tu sais. C'est là que j'ai vraiment réalisé que comme ok, là j'ai pris une portion de mon savoir au Maroc, on s'entend à Oaxaca, là, c'était 7 ans après le Maroc quasiment, tu sais. Puis genre j'amenais le savoir-faire d'Abdelkader, le chef de la tribu justement, le chef du village, excuse-moi, à apporter justement à Oaxaca dans les forêts de nuages une méthode de hache qu'ils sont encore en train de faire aujourd'hui, tu sais. C'est malade, parce que je retourne à l'occasion, puis je vois encore mes chums là-bas, puis ils tapent encore du tambour, tu sais. Puis t'as l'impression d'avoir participé, puis de ben oui, c'est ça, c'est le fun, tu sais. Puis c'est moi qui est un véhicule, mais c'est pas moi qui est important là-dedans. Là. Ce qui est important là-dedans, c'est le lien entre Maroc, millénaire, migration, monde arabo-musulman, le monde culturel, forêt de nuages, zapotèque, les deux traditions, une encore là plusieurs fois millénaire, puis une relativement plus récente, qui s'intertwinent, se parlent. Puis là, je voyais ce phénomène-là comme étant un renforcement à mon rôle que je m'octroyais moi-même comme étant la transition entre le traditionnel et le moderne à travers une certaine forme de justification scientifique. C'est fucking intéressant, man. Pour de vrai, c'est fascinant. Là, on est au Mexique, on vend du cannabis. Moi, j'ai fini mon old fashion. Si d'ailleurs on aurait un autre truc à boire, je prendrais bien un verre pour passer avec ces wings-là si vous voulez, ils sont délicieux. On a un petit cidre aussi qui était mis de côté si jamais vous souhaitez. Oui, si vous voulez sortir le cidre, why not? Merci encore d'être là tout le monde sur le podcast. J'espère que vous passez un bon moment. N'hésitez pas avec vos questions sur Twitch, je les vois. Merci infiniment à tous ceux qui regardent sur YouTube aussi. Tranquillement, pas vite, je suppose qu'on va se revenir vers le Québec, Premièrement, avant de passer à ce que tu fais présentement, tu viens de nous parler justement de l'ayahuasca, un peu les champignons magiques aussi. Tu n'as pas simplement exploré le cannabis. Tu es quelqu'un qui a aussi eu de l'intérêt pour toutes d'autres substances aussi, psychotropes ou drogues carrément, appelons-le comme ça. Ouais, c'est médecine ou il y a différentes façons de l'appeler. Moi, j'étais surtout intéressé par ce qui était une médecine ou défini comme telle, mais qui était aussi défini comme étant soit non toxique ou virtuellement non toxique, qu'on appelle donc, dans l'échelle de la toxicité, on a différentes molécules, tu sais. Le Tylenol, l'Advil est assez haut là-dedans, curieusement, par rapport au cannabis, puis à la psilocybine ou LSD, qui est beaucoup plus bas aussi, en termes de toxicité. Après ça, on parle d'une toxicité physique ou physico-chimique. Par la suite, il peut y avoir une toxicité aussi au niveau, des behaviors cognitifs. Je suis pas psychologue, je suis pas médecin non plus, donc j'ai une limite à ça. Prenez pas mes paroles pour du cash non plus, je tiens à dire. Mais oui, certaines formes de médecine, donc les champignons magiques, ce qu'on appelle les champignons magiques, le psilocybine cubensis, principalement, génétique principale consommée, mais il y a une panoplie d'autres aussi, qui ont été quand même un sujet assez intéressant. Puis j'ai eu la chance, dans cette décennie-là de voyage, de faire un bac en anthropologie, une maîtrise en ethnographie de terrain aussi. J'ai pu faire, j'ai étudié à travers tout ça, mais en complémentant aussi mes rôles, je partais au Nicaragua pendant 4 mois être guide dans les volcans, puis j'allais vendre du pot en même temps, bien évidemment, où j'étais sommelier à l'Orchestre symphonique de Montréal en vendant du cannabis aux musiciens aussi, Fait que c'était, j'ai toujours été un parallèle, les deux ont toujours coévolué ensemble dans moi. Si jamais vous êtes un ancien membre de l'Orchestre symphonique de Montréal et que vous vous rappelez avoir acheté du cannabis d'Alex, laissez un commentaire dans la vidéo YouTube. Ok. Je t'en prendrai un petit refill. Merci. Mais c'est pour ça que ce soit en voyage ou que ce soit pendant mes courts séjours de retour ici pendant cette décennie-là ou par la suite, ça a toujours été une cohabitation entre le volet de en connaître, en comprendre davantage au niveau du cannabis lui-même, le commercer, le travailler, le transformer. Puis j'ai eu la chance dans le modèle SCMPR, à travers tout ça, de rencontrer puis de me faire solliciter par des groupes de patients, de patientes, principalement de patientes qui à l'époque se faisaient davantage prescrire des fleurs de cannabis
mais qui vivent avec des pathologies telles que la fibromyalgie, l'endométriose ou d'autres types de problématiques comme ça. Merci beaucoup, chef. Merci. Je tiens un petit shout-out tranquillement. Cidrerie Sainte-Cécile de Milton, Cidrerie Milton, nos voisins d'usine qui font un cidre excellent, qui s'accompagne d'ailleurs très bien avec un peu de cannabis, mais avec parcimonie, on tient à mentionner. Boisson, cannabis, de la parcimonie. Start low, go slow. Merci de le mentionner, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut le mentionner, on mélange alcool et cannabis, on avait un petit drink infusé, des choses comme ça, mais tu as le meilleur exemple justement de parcimonie. On en discutait tantôt en fumant un joint avant de commencer. À quel point c'est dommage que le marché pousse seulement vers les hauts taux de THC, les 30% et plus, 25% et plus, mais de découvrir des génétiques un peu plus basses en THC. On a fumé quoi tantôt? On a fait un Pink Freeze, qui est un croisement justement entre Pink Kush et Freezeland, qui est comme du old school et du genre moyen old school. Exactement, puis c'était juste délicieux, ça donne le goût en bouche, ça donne le petit buzz qu'on a besoin pour se sentir bien, mais on n'est pas défoncé, on n'est pas assommé, on est quand même capable d'être productif, puis se parler aujourd'hui. Moi, c'est aussi un de mes grosses, je trouve, déceptions du marché légal, c'est que l'industrie pousse juste vers les hauts taux de THC. Mais oui, parcimonie, bon message à passer, merci. Santé, à toi d'être santé Bob. Cheers. Ouais, la parcimonie. Mais je tiens à rappeler, oui, l'industrie pousse vers ça, mais l'industrie est poussée vers ça aussi d'une certaine manière. Je comprends les producteurs licenciés de vouloir offrir une variété à plus haut pourcentage, à moindre prix, parce que, inévitablement, les comportements de consommation semblent pousser vers ça. Et je le comprends, je ne l'accepte pas. Le comprendre n'est pas nécessairement une acceptation non plus. Cependant, comment dire, cette poussée vers les hauts taux de THC, c'est aussi dû au bâillon médiatique. Tu sais, on a un bâillon éducationnel dans le cannabis. On ne peut pas communiquer adéquatement ce qu'est le cannabis et l'effet de nos différents produits. Donc, les patterns de consommation vont définitivement se modéliser ou se modeler en fonction des informations accessibles. Quelles sont les métriques? THC, CBD, $. Donc, est-ce qu'on peut blâmer le consommateur de se diriger avec les métriques qu'il connaît, qui sont moléculaires? THC, combien j'en ai dedans pour la pièce que je vais mettre? Parce que je ne suis pas autorisé, moi, nécessairement, à faire une grande présentation sur mon médium de culture ou sur la raison que cette génétique-là a été traversée à travers les différents millénaires dans le bassin népalais et qui servait au travail au champ pour telle raison et blablabla, parce qu'on a un bâillon médiatique, tu sais. Un bâillon éducationnel, en fait, qui est dû au bâillon médiatique, je tiens à dire. Fait qu'effectivement, l'industrie va vers ça, malheureusement. Parce que la solution vient un peu des deux. Il faut en même temps éduquer le consommateur, mais il faut aussi que certains producteurs produisent des produits, les offrent, les mettent de l'avant et éduquent les gens à quel point ce produit-là, par exemple, on a un Purple Mountain Majesty balancé en THC CBD. C'est parfait pour commencer si vous avez jamais essayé quelque chose. T'sais. En place d'aller tout le temps vers les gros produits. Mais ouais, carrément. Je sais pas ce serait quoi la solution si c'est des producteurs qui doivent faire un lobby ou nous qui doivent éduquer un peu plus les consommateurs, mais il y a du chemin à faire. Je te dis que c'est un mélange des deux jusqu'à un certain point, parce que oui, effectivement, moi je suis de ceux qui arrivent là, justement avec des produits de plus bas taux de THC. Comme moi, tu sais, pour avoir analysé les âges d'importation là, pendant toute ma vie, il n'y avait pas un âge d'importation à 55%. C'est jamais arrivé, ça, tu sais. C'est pas arrivé en tout cas dans ma vie à moi. Fait que moi, ce que je veux recréer, quand je veux recréer un hashish, un joint, en snake, en pipe afghane, je vais pas nécessairement aller vers des trucs qui n'existaient pas auparavant, parce que je pense qu'on a déjà une bonne base sur laquelle partir. Partir vers du métabolite étant le THC, trop haut, simplement pour des raisons de dollars puis de valeur perçue, c'est pas une raison assez forte pour moi de me diriger vers ça. Je me dirigerai pas vers ça. Moi, mes variétés que tu vas voir arriver sur les marchés en termes de joints pré-roulés ou de fleurs à terme un jour seront des variétés plus ancestrales, seront des variétés avec des taux plus doux. Et même mon hashish qui lui, que je le vende en Ontario, que je le vende au Québec. Au Québec, évidemment, on a la limite du 30%, mais qui me convient parce qu'à la fin de la journée, moi, mon hashish là, libanais ou marocain âgé avait à peu près 30-32% de THC, 4, 5, 6% de CBN, un petit peu de CBG. C'est une super bonne question. Qu'est-ce qu'on fumait à l'époque quand on était jeune? C'est quel pourcentage de THC selon toi? On fumait autour du... Dans les haches, s'ils n'étaient pas coupés, on pouvait toucher à des 30%. En hashish. En hashish. En fleurs? Oh, en fleurs, on touchait, c'était du 12 à du 12. J'ai analysé beaucoup de haches que de fleurs. À toute transparence, j'ai analysé bien du hache. On avait des petites machines excusez-moi, le infrarouge. C'était l'infrarouge qu'on utilisait. J'oublie le nom de la technologie elle-même, mais ça nous permettait de savoir à peu près le taux dans notre hashish. Puis tu sais, les hashish qu'on importait étaient pas mal ça, parce que moi j'essayais de les copier. J'essayais d'émuler le hashish d'importation, puis le faire avec moindre coût, avec le Freezeland qu'on faisait pousser dans des randes de maïs. Écoute, il faut célébrer, c'est 420 right now. Yeah. C'est 4-20, on va faire un chip. Oh, c'est 420 right now? Oh, ouais, on va se faire un petit snack de hache aussi. 420, mais oui, on va se faire un petit snack de hache. J'ai apporté
Mon kettle, Alex a son Apple de son côté. On a du hash ici. Parle-moi de ce que tu as amené sur la table. Ouais. Premièrement, je vais essayer de le montrer à cette caméra-là. On va essayer de faire des gros plans. Ah, c'est le fun de se faire une petite dégustation comme ça. Regarde, Je pourrais prendre une petite lame, un petit couteau pour couper le hachiche. Excuse-moi, j'ai oublié d'en sortir un. Dans le besoin de la caméra tiroir, gros plan pour ça, c'est sûr. Ce qui est intéressant dans la plaque que Bob vient de vous montrer, c'est que c'est la même chose en 3 itérations. C'est la même chose. Ce qu'on regarde en ce moment, là, c'est la même affaire. Par contre, c'est la même affaire au niveau de l'ingrédient. C'est pas la même affaire au niveau chimique, au niveau physico-chimique. C'est là que ça va devenir vraiment intéressant. Je sais même plus regarder. C'est là que ça va devenir vraiment intéressant, les gens. Comme il explique, on a le kief avec lequel les Temple Balls ont été faits. La matière originale vieillit de combien de temps ici? Ici, on a un 4 mois d'âge. 4 mois d'âge et ensuite... Ici, on a un 13 mois d'âge. Donc plus d'un an. C'est ça, exact. Et là, on va voir la différence au niveau aussi des senteurs, du look, etc. Déjà, le kief sent très bon. On va ouvrir les Temple Balls. Je vais juste laisser 2 secondes avant qu'on fasse un gros plan de 2 secondes ici pendant que j'ai une caméra qui est là-dessus. Je peux mentionner aussi pour la petite histoire, le hashish est sur une planche de bois d'olivier qui provient directement du Maroc. Oh, c'est un bois d'olivier qui vient du Maroc. Je l'ai mis dessus parce que je l'ai ramené de ces voyages-là. Je trouvais ça intéressant j'aime beaucoup comme quand je sers un brunch de cabane à sucre qui est sur ma planche en érable. Fait que tu sers la tire d'érable sur le même érable que la tire sort. Je suis un peu un gros geek sur ces affaires-là, mais j'aime ça aller justement au profond des choses, parce que le terroir, pour moi, c'est une des choses j'en ai des frissons sur les bras, je t'en parle, tu sais. Okay. Ça me... Ouvrons ça, prépare ta caméra pour les gros plans quand on va ouvrir juste pour que vous compreniez la texture du kief, c'est comme un peu une texture de sable kinétique, c'est pas lousse, là. C'est très très résineux aussi, là. Voilà, comme ça, vous voyez un peu, là, ça c'est le kief. Celui-ci, on va le presser avec un peu de vélocité, un peu de chaleur pour permettre d'éclater toutes les petites glandes, nous permettant de donner cette texture-là. La texture qu'on a ici, c'est un hashish qui a été vieilli 4 mois, qui, on le souhaite, très bientôt arrivera en SQDC, très probablement, on le souhaite beaucoup. Et ici, après 4 mois, le kief, lui, va âger, mais pas à la manière d'un fromage qui va fermenter, on parle pas de fermentation. On peut reconnaître un peu la texture du kief, regardez ici, je vais faire une petite parenthèse comme ça ici. Vous voyez, la croûte extérieure a oxydé. Comme ça ici. La croûte extérieure a oxydé. Le hashish, c'est un fruit. On presse une Temple Ball, une boulette, une brique. On isole le kief qu'on a pressé. Quand on a pressé le kief, les trichomes, les glandes du cannabis ont éclaté. Et, oh, excuse-moi, mais oui, vas-y, sans-le. Les glandes ont éclaté, mais sans-le, prends un petit morceau de kief à côté, sans le kief avant, puis sans le hashish après, puis perçois la distinction. C'est la même chose. C'est le temps et la méthode qui a permis de le faire émerger dans d'offrir une autre facette de la plante. La plante ne crée pas, la majorité des métabolites qui se retrouvent, des molécules qui se retrouvent dans notre hashish, sont pas produits par la plante elle-même, sont produits par le processus de vieillissement de cette plante-là aussi, tu sais. Fait que le hashish permet, quand on le roule comme ça, cette petite boulette-là de Temple Ball, de créer cette petite croûte-là, qui oxyde, qui est plus foncée que l'intérieur, comme vous avez vu, qui permet d'isoler le kief qui a été pressé, pour le permettre d'âger. Donc, le processus d'âge, il ne faut pas être, comme je dis, une fermentation, mais c'est une dégradation noble chimique. Donc, on va avoir des molécules qui sont présentes dans notre trichome éclaté, des terpènes, qui sont solvants souvent. Pinène est un solvant très puissant. Le solvant pinène, lorsqu'éclaté, va interagir avec les molécules présentes dans la chiche. Puis ils vont créer d'autres choses. Fait que là, on va partir d'une molécule telle que le citral, qui est comme le citronnelle très forte, là, en arôme citrus. Avec l'oxygène, avec le temps, avec la pression, avec l'interaction des autres molécules, des autres solvants, va devenir du linalol ou du limonène. Là, c'est là que c'est important, ce que vous reteniez ça à la maison, parce que moi, ça me flabbergasse. Juste pour expliquer en termes de secondaire 5, si je peux me permettre, on prend le kief, on press, vous avez déjà vu mes vidéos pour faire des Temple Balls, on l'isole, donc il y a une espèce de croûte qui se fait à l'extérieur qui va protéger le kief à l'intérieur, il ne sera plus exposé ni à la lumière ni à l'oxygène, et ça donne ceci. Mais si on continue à le faire vieillir, ce que Alex va nous expliquer, c'est qu'on a 2 choix de dégradation, ce qu'on appelle aussi la dégradation noble. On pourrait décider de faire de l'oxydation par exposition à la lumière ou de l'oxydation par exposition à l'oxygène. Et c'est là qu'il m'expliquait, pendant qu'il est en train de rouler des petits snakes qu'on va se fumer,
un procédé va donner tel type de terpène ou va amener tel terpène vers un genre, et l'autre procédé va amener le terpène à se transformer en totalement autre chose. Ouais, ou à se préserver, parce qu'on peut vouloir garder le profil original de la plante, ou du moins le préserver dans une certaine intégrité jusqu'à une maturation certaine. Par contre, je prends le chemin d'un terpène, sans vouloir aller trop loin dans les métabolites, un terpène qu'on connaît bien, le myrcène. C'est l'arôme de la mangue, c'est l'arôme qu'on va avoir, qui est un petit peu poivré, un petit peu métallique dans notre cannabis, très sucré. Ce myrcène-là, lorsqu'il est dégradé par le temps, par l'air ou par la lumière, principalement par le temps dans le contexte du hashish, devient le hashichène. Hashichène est un terpène qui n'est pas d'occurrence naturelle dans la plante, mais qui provient de la dégradation du myrcène. Un hashish d'importation a toujours un gros taux d'hashichène. C'est ce que les old school, quand ils sentent leur hash, sont comme « Ah, ça c'est pas du hash ». Quand tu vois quelqu'un un mononcle ouvrir son hash puis il dit « Ça c'est pas du hash », il va dire c'est à cause qu'il n'y a pas d'occurrence de hashichène dedans. Ça sent pas, qui vient avec l'âge. Et la rapidité d'exécution, souvent, on veut amener un produit en marché, je comprends, mais du hashish, c'est vieilli. Il n'y a pas d'hashish, c'est pas vieilli. C'est pas du hashish, c'est pas vieilli. Ça n'a jamais été ça. C'est pas... jamais... Là, je te le dis que mon hashish, notre hashish s'appelle hashish style montréalais vieilli. Je dis qu'il est vieilli, mais à un moment donné, j'espère ne pas avoir à le dire, parce que, mon avis, ça n'a pas de sens, c'est un peu ça. Donc, une date d'emballage sur du hashish devrait être tout le temps minimum 3 mois plus tard? En fait, non, c'est que le hashish doit être vieilli en briques d'abord et avant tout aussi. Par contre, si t'as une pas pire quantité, c'est pas pire en Temple Ball, mais j'aime mieux, moi, puis j'ai des meilleurs résultats en dégradation noble lorsque le hashish est en briques. OK. Ouais, j'ai pas encore la réponse à toutes ces questions-là, j'ai pas encore la réponse à toutes ces interrogations-là. Mais on a des débuts de réponse. On perd de la masse aussi. Il y a des affaires qu'on se rend compte quand on fait vieillir que je perds de la masse, puis c'est pas de la décarboxysation, j'ai pas d'air. Je suis encore en train de me poser plein de questions. Mais c'est tellement le fun de pouvoir se poser ces questions-là, dans un contexte légal, puis d'en parler avec toi aujourd'hui. Si je comprends. Vas-y, mon ami. Yes, sir, merci pour le petit snake. On va se faire les deux types de hashish, parce que là, je t'ai donné celui jeune. Ben jeune, 4 mois. Ça, c'est un hashish qu'on peut mettre en marché, à mon avis. Avant 2-3 mois, là, tu peux pas vraiment mettre un hashish en marché. Puis ici, on a notre petit hashish, le même hash ici. Puis là, je vais te le faire sentir aussi, Bob, après. Une fois que tu vas être allumé, ça, là, puis tu vas voir, il est vraiment différent. Il est vraiment différent après avoir, même en termes de look, là, il n'y a pas la même gueule, il n'y a pas le même nez, et il n'y a pas le même arôme. Et il n'a pas le même effet non plus. Parce qu'il va y avoir davantage de CBN de développer dans le hashish un peu plus vieilli. Et le hashichène, il va être encore plus exacerbé. Quoique, parfois, je préfère un petit 4 mois à mon 13 mois, tu sais. Ça dépend qu'est-ce que je mange, ça dépend comment je file. Parce que mon 13 mois, là, il relaxe. Très relax. Parce que son taux... sédatif? Ouais, sédatif. Plus de CBN? Plus de CBN, ouais. Fait que là, carrément, là, juste pour être sûr que je comprends bien, dépendant de la façon que tu vas faire vieillir ton hash, tu pourrais avoir un hash qui serait plus énergisant, disons, je vais vraiment à des opposés, mais un peu plus énergisant, disons, presque sativa pour utiliser une vieille nomenclature. Puis avec une autre technique de vieillissement, tu vas avoir quelque chose de beaucoup plus sédatif, c'est ça? Tout à fait, ouais. Puis tu sais, le terme sédatif, là, je suis un peu geek dans mes affaires, mais tu sais, quand on dit CBN et sédatif, le CBN est hypnotique. Dans le terme de la psychologie moderne, tu sais, hypnotique, pas que tu vas être en hypnose, mais on l'appelle, en théorie dominante, une molécule hypnotique. La mélatonine est une molécule hypnotique, tu sais. Les molécules qu'on considère sédatives sont souvent hypnotiques. Mais bon, je dis juste ça pour les geeks qui sont à l'écoute présentement, là, tu sais. Mais oui, effectivement, on peut associer le côté, justement, hypnotique d'une molécule à la sédation, qui est celle du CBN présentement, qui est créée par le vieillissement un peu accru. Et le hashichène est plus présent aussi. Puis curieusement, ça, je n'ai pas encore catché pourquoi, j'ai plus de cariophyllène plus tard, mais ça, j'ai pas encore caché c'est quoi le lien moléculaire avec ça. Il est plus poivré. Puis plus poivré, cariophyllène est un anti-inflammatoire très puissant. Et donc, on aurait un effet pharmacologique de comment dire, anti-inflammatoire musculaire, là, sans vouloir aller un peu trop loin dans les allégations, substantiellement supérieur dans un hashish vieilli que dans un hashish jeune. Tu sais. Okay. Mais il y a un trade-off, tu sais. Quand on prend le kiff, là, même pincer de kiff dans le joint, là, ça va être floral, ça va sentir le pot pourri, ça va être très édifiant, stimulant. Mais ce kiff-là vieillit plus tard, là, il est plus stimulant pantoute, là, il relaxe, tu veux manger, te relaxer, regarder un film, mais même pincer de ce kiff-là dans ton joint, ça va être le contraire qui va se faire. C'est le même ingrédient. Travailler différemment, avec une méthode de maturation aussi qui est différente. Je trouve ça remarquable que, premièrement, c'est très bon, c'est des très bonnes pop. J'avais hâte de prendre une petite bouffée, justement, ça fait du bien. Bon 420 encore une fois. Bon 420, les amis. On devrait réussir à finir ce podcast-là sans être trop stone. Je vais me moucher, désolé. Vas-y fort. Ce que je voulais dire que je trouve fascinant, c'est que tu prennes le temps et que tu aies la passion pour faire ces recherches-là.
on va pas se mentir, je pense qu'une grosse partie de l'industrie... Je pense qu'une grosse partie de l'industrie est drivée par amener un produit sur le marché le plus rapidement possible, puis de commencer à prendre le temps de faire de la recherche et du développement. Santé, on fait un petit cheers avant. Santé, mon cher. Santé, mon chum. Oh my god. Tu sais, juste ça, là. Conversation, comme ça, goûter, au même moment où on en parle, le plus fréquemment possible. Ouais, carrément. C'est tellement un peu plus sophistiqué, c'est tellement un petit peu plus aussi. Je m'excuse là, pour tous ceux qui fument du hash à la bouteille sur une cigarette, là, mais c'est pas même game. Il y a tellement une façon maintenant d'évoluer dans notre consommation de cannabis, que ce soit toutes les rosines, les devices électriques pour consommer aussi. Oui, la combustion, oui, un hash. Bref, c'est juste merveilleux. Note la différence à ce que tu viens de fumer. Tu as une fraîcheur un peu plus green dans celui-là. Celui-là, tu dis dans le poivre. Ben oui. Le fruit cuit. Le fruit confit, hein? Écorce d'orange confite un peu. Ça, abricot, même jusqu'à un certain point, c'est complètement fou. Hein? Du même kiff, le même produit qui a été pressé 4 mois dans mon kettle. 13 mois dans l'autre. 13 mois dans celui-ci. Il y a une grosse différence de goût. Les gens à la maison, je peux même pas vous l'exprimer. J'aimerais ça que vous puissiez sentir. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir aussi le kiff à côté. C'est que ça nous permet de voir vraiment l'évolution. Ça aurait été vraiment intéressant aussi d'avoir la fleur initiale, qui nous aurait vraiment permis d'avoir un spectre entier. Malheureusement. Génétique déjà, ici, on a un power sherb ici. C'est un power sherb tout le long. Genre, ça a été du power sherb all-in. Okay. Ça, c'est vraiment. Est-ce que ça va être ça qui va arriver en marché au Québec? Je ne sais pas encore, mais j'ose croire que ça va être quelque chose dans cette optique-là. J'aime beaucoup le power sherb pour la variété sherbet qui va aller chercher justement ces métabolites-là, ces terpènes-là, qui vont me permettre d'avoir un profil vieilli intéressant, parce que c'est pas tous les génétiques de cannabis qui sont ce qu'on appelle des hash plants. Hash plants. C'est pas toutes les génétiques qui sont bonnes pour devenir du hash ou de la rosine. Exact. De plus en plus de breeders ou de gens qui font justement leur pheno-on qui vont aller justement vers ces espèces de génétiques-là. Ouais, puis tu sais, il va y en avoir qui vont être bonnes pour la rosine. Il va y en avoir qui vont être bonnes pour le hash old school. Il y en a qui sont spécialisés pour être bonnes pour grow outdoor, pour être poussés à l'extérieur. Il y en a qui vont moins bien marcher à l'extérieur. Exact. Puis on connaît rien en ce moment. T'sais, on a de l'air d'être vraiment smart en ce moment, là. Mais Dieu sait qu'on connaît rien. On connaît rien. On connaît pas mal plus la tomate, tout moins qu'on connaît le pot. Là, parce que Dieu sait que la tomate, là, elle a été standardisée. Pas que je veux qu'on standardise le cannabis dans une façon unidimensionnelle, mais je veux qu'on le comprenne autant qu'on comprend la tomate. Il faut qu'on fasse des études là-dessus aussi. T'sais. Cheers tout le monde, encore une fois. Santé, hein, santé. Cheers l'équipe technique, merci encore le cook derrière. Le chef a une question. Oui, le chef a une question. J'aimerais que tu me guides un peu avec... Apporte ça ici, man, viens près du micro. Comme ça, on va en parler ensemble, oui. Certainement. On va revenir sur le hash parce que je pense que c'est un produit que tu amènes dans le marché légal aussi bientôt. Oui, en fait, en juillet en Ontario, puis on ne sait pas encore, mais on l'espère quelque temps en 2024 au Québec aussi. J'aimerais être capable justement d'amener aux Québécois, aux consommateurs québécois, l'amour que j'ai pour ce produit-là, puis je l'ai émulé, j'ai émulé du hashish d'importation. Ce qu'on goûte là, je le sais que ça goûte ce que ça goûtait, parce que je l'ai vendu, puis je l'ai fait, puis je l'ai goûté, puis à qui mieux. Là, puis ça ici, c'est un hommage aux histoires que je vous raconte depuis tantôt, c'est un hommage à ça, c'est un hommage à Abdelkader, c'est un hommage à Anita aux Philippines qui me faisait une crème. Chef, merci mon cher. Merci mon bébé. Donc ici, on a des boulettes indiennes, c'est ça? Oh, wow. Boulettes indiennes, boulettes d'agneau. Et là, on va... Passe-moi là une petite... Oui, bien sûr, bien sûr. On va de mon côté ici pour que les gens le voient bien. On a ce qu'on appelle une honey oil dans une petite seringue. Et je te laisse expliquer ton produit. Est-ce qu'il y avait un autre... Y a-tu un double tip? Ouais, il y a un petit bouchon pour le visser. Dans le sac, il va y avoir un autre bouchon si tu me l'apportes. Ben, il était déjà dessus, le petit bouchon. Il l'a enlevé, c'est lui, c'est ça. Il l'a juste enlevé. On va agrandir le nozzle sûrement à un certain moment aussi. Mais oui, en fait, ça, c'est le but de l'exercice de ce produit-là, c'est d'amener un extrait qui est l'extrait de base dans l'entièreté de notre portfolio comestible. On utilise l'extrait cru, comme je mentionnais tantôt. On l'extrait sous critique. On le purifie pas. On utilise toutes les terpènes du cannabis dedans, du cannabis québécois. Et on le met dans un applicateur qu'on appelle comme ça. Puis ça peut avoir l'air un peu wild d'un applicateur qui ressemble à une seringue, mais la raison d'être, c'est la responsabilité sociale, là, parce qu'on a gradué, on sait ce qu'on met dedans, on sait comment qu'on en a de cannabinoïdes à chaque activation. C'est beaucoup plus utile, ce petit applicateur-là, au niveau médical, au niveau récréationnel, que beaucoup de produits qu'on a présentement en marché, parce qu'on parle d'un produit cru, on peut transformer n'importe quoi en comestible, on parle d'un produit qui est tellement fragrant qu'aucun enfant va avoir envie d'utiliser ça non plus, ça goûte
terrible, c'est impossible à utiliser pour un enfant aussi, donc on a vraiment cette petite applicateur-là qui encore ressemble à une seringue, mais à toute fin pratique, sa raison d'être, elle est la responsabilité sociale, rien d'autre, et l'accessibilité, parce qu'on va être justement dans les marchés ontariens l'extrait la moins chère de sa catégorie, parce que notre mission n'est pas seulement de vendre du cannabis, et de rendre le cannabis accessible, et de déstigmatiser, et de démocratiser, puis en amenant ça ici, on est capable de faire en sorte que quelqu'un qui a un petit salaire, qui a envie de se médicamenter, peut acheter ça, là. Il y a 680 mg de cannabinoïdes là-dedans. C'est ça la grosse différence, si tu me permets. Ben oui, vas-y. 680 mg. Donc, on parle d'un produit qui est considéré comme un extrait, comme un concentré. C'est ce qui permet d'amener ça à 680 mg. Mais la subtilité de ces produits-là, c'est que c'est des produits, tu m'arrêtes si je me trompe, qui sont déjà décarboxylés. Donc, ils sont decarb, comme on dirait en anglais, donc déjà activés. On n'a pas besoin d'une combustion et d'une vaporisation pour activer les effets du THC avec ce produit-là. Donc, carrément, ça, si vous avez un dab rig, quelque chose avec une torche pour vous faire des dabs, vous pouvez vous en squeezer un peu, vous faire un dab avec un Peak Pro, un Puffco, un Proxy, n'importe quel e-rig. Vous pourriez en rajouter simplement dans un joint aussi, dans un bucket, dans un bong, mais je pourrais m'en squirter directement sur la bouche aussi. Vous m'avez déjà vu peut-être utiliser des produits similaires pour infuser des Timbits sur ma chaîne YouTube. Mais là, carrément, la différence, c'est qu'on a une belle petite graduation. Je vais m'assurer de faire des gros plans de ça éventuellement pour vous les montrer en insert. Mais on va pouvoir être sûr de... avoir une meilleure idée, disons, de la quantité de milligrammes qu'on met, par exemple, sur chaque boulette. Je pense que c'était ça ta question. Oui. Ouais, exact. Fait que moi, ce que je suggère ici, on a deux individus qui avons des tolérances assez substantielles. Et si on veut vraiment percevoir le profil, parce que ce qui est intéressant là-dedans, c'est ce qu'on appelle le profil organoleptique. C'est un grand mot, là, mais c'est qu'est-ce que ça goûte? Quel est son arôme? Quel est son parfum? Puis moi, ce que je suis fier de cet extrait-là, parce qu'elle est comestible. On peut infuser son joint, on peut infuser son bol de bong, on peut le mettre sur notre boulette indienne aussi, tu sais. Puis à la fin de la journée, on se l'approprie. C'est ce qui est Moi, je veux offrir des outils aux consommateurs de cannabis, puis ça, c'en est un de ces outils-là qu'on aimerait que tout le monde ait en main, parce que c'est très versatile, c'est très polyvalent, puis ça permet aussi d'être démocratique aussi. Si jamais on n'a pas l'argent pour s'acheter une huile sublinguale, là, l'huile d'olive, ça, ton huile sublinguale, à moitié prix, tu sais, à la fin de la journée, on veut que ça soit démocratique. Puis pour que ça soit démocratique, il faut que ça soit accessible. Là, je me permets de me tromper aussi avant, mais il y a beaucoup de gens qui ont hâte de voir la bonne vieille Rick Simpson Oil sur le marché légal, récréationnel ou médical. Est-ce qu'on peut dire, puis dis-moi si je me trompe, que ça, c'est ce qui s'en rapprocherait un peu le plus comme type de produit? Ouais, je dirais que c'est ça qui s'en rapproche le plus comme type de produit, puis tu sais, sans vouloir pousser ça trop loin, parce que tu sais, vraiment Rick Simpson, avec son extraction à l'éthanol est substantielle, est vraiment fantastique. Il y a de la chlorophylle dans le Rick Simpson Oil, que moi j'ai pas nécessairement beaucoup là-dedans, parce que la chlorophylle comme telle se dégrade et amène un corpus aromatique vraiment désagréable. Au niveau du full spectrum, c'est le plus proche qui s'en rappelle. C'est un des produits qui, sans vouloir faire d'allégation, c'est un des produits qui est plus large en termes d'applicabilité, parce que il y a un corpus moléculaire super large. C'est comme du hash. C'est du hash liquide. C'est du hash qui est applicable sur le comestible comme il peut être applicable sur le infusé, comme un joint infusé, ainsi de suite. C'est vraiment... oui, c'est exactement. C'est comme du Rick Simpson Oil. C'est comme ce qu'on appelle le Phoenix Tears. C'est comme tout ça. Fait qu'allons-y. Je vais t'en mettre l'équivalent d'un... Ah oui, merci. On a 3-4 boulettes. On va se mettre l'équivalent d'à peu près quoi? Tu veux un petit 10 mg, toi? 20 mg? 10 mg avec le 10 mg, parfait. C'est qu'on va se mettre l'équivalent, là, c'est plus petit qu'un grain de riz. Puis elle est très, comment dire, visqueuse, parce que elle a des terpènes. On les a pas retirés. Elle a des flavonoïdes. On parle de 3,5% de terpènes. On parle d'un produit riche en flavonoïdes aussi. Puis ces terpènes-là, c'est des solvants, c'est qui permet d'avoir une huile qui est beaucoup plus liquide aussi, c'est visqueuse qu'on appelle. Qui se travaille un peu mieux, qui s'utilise un peu mieux dans le fond. Ouais, qui est très versatile en fait. Puis tu sais, j'ai tellement de commentaires souvent par rapport à nos comestibles où les gens nous disent, parce qu'on on fait des tests à l'aveugle et ainsi de suite, tu sais, puis on remarque souvent, les gens nous disent, c'est un 10 mg ta petite bouchée de fruits. Je suis comme, non, c'est un 5 mg. Les gens disent, mais c'est parce qu'on utilise un extrait en spectre large. L'effet, il n'est pas nécessairement plus exacerbé, plus fort au niveau psychotrope, mais il est plus profonde, il est plus complexe. On parle souvent de nos edibles, les gens sont comme, j'ai un effet corporel. Les gens au médical, les commentaires qu'on a des fois sur LinkedIn, sur Instagram, ça en d'avoir des frissons, là, tu sais, de se dire que, en comparant, mettons, un gummies à 5 mg ou une barre de fruits faite avec des
bleuets du lac Saint-Jean avec une huile de hache liquide comme ça, les gens ont un effet médicinal exacerbé. Fait qu'on n'ira jamais, nous, vers un produit trop purifié parce qu'on n'a pas besoin d'aller vers un produit trop purifié parce que c'est un sous-produit encore là d'une industrie interlope puis d'un glissement du pharma au cannabis quand le cannabis est, par inhérence, un extrait en spectre large, tu sais, le H. C'est ça la base. T'sais. Carrément, mais c'est ça, l'industrie pousse des fois vers justement l'ISA. Bref, on pourrait faire une émission, un podcast au complet là-dessus. Oui. Premièrement, je tiens à féliciter Goldorak derrière parce que l'idée c'est de pas non plus de camoufler le goût de l'huile ou quoi que ce soit, mais d'avoir quelque chose qui matche bien avec le goût, comme c'est quand même assez corsé et tout ça. Boulette indienne, si je ne me trompe pas, c'est ça au menu? Boulette indienne, boulette d'agneau avec curry, cumin, shallot grise et gingembre. Puis dans la sauce, on retrouve les mêmes épices. Je mettrais des sous-titres si on ne l'entend pas bien, mais c'est délicieux. Avec un peu de yaourt. Ça marche vraiment bien. Excellent. Avec une petite nane, là. Puis, ouais, je m'en viens stone, on va pas vous mentir. J'avais un autre truc que tu m'avais... On va laisser le petit... on va laisser le snack s'éteindre, je pense, ça. Parce que pourtant, moi, je trouve que ça, le hashish, justement, encore là, très bas. On parle de quelque chose à 30%, là. 30%. C'est délicieux. On est deux individus avec une tolérance assez substantielle. On aurait séparé un joint, on n'aurait pas eu cet effet-là. Non. Le hashish, ce corpus-là, qui est pas... on peut pas l'obtenir dans de la fleur. La plante ne le produit pas. La plante ne crée pas une portion des métabolites qu'on retrouve là-dedans. Ils sont créés par une intervention humaine, un travail, une vélocité, une pression et un vieillissement, un âge. Puis ça nous permet d'atteindre quelque chose d'autre, qui est comme un peu, pas nécessairement mieux qu'une fleur, mais différent. Tu sais. Puis si on peut aller vers une diversité avec un même ingrédient, ben allons-y. Tu sais. C'est ça que c'est le cannabis pour moi aussi. Tu sais. Je viens de me rappeler par contre de ce que je voulais te parler, puis c'est important, je pense qu'on l'a pas mentionné. Comme on est dans le domaine des consommables, est-ce que tu pourrais m'aider? On est là pour éduquer beaucoup parce que je pense que c'est un des trucs qui manque le plus dans l'environnement du cannabis. Justement, l'effet différent. On a deux systèmes endocannabinoïdes, le système respiratoire, le système digestif. Plusieurs personnes vont réagir différemment avec des edibles, des consommables. Oui. Je te laisse nous expliquer un peu. C'est très intéressant comme phénomène. C'est une très bonne question aussi d'ailleurs. Le cannabis consommé par la combustion. On dira qu'on a parlé de décarboxylation. J'imagine qu'une grande partie de vous savez c'est quoi. C'est le cannabis, on pourrait manger la plante sur la plante comme telle. On n'aurait pas nécessairement d'effet psychotrope comme tel, à moins que la plante ait été justement vieillie et séchée. De par le simple fait que la plante a les molécules dans leur format acide. Donc THC est très peu occurrent dans la plante, c'est du THCA. Et donc, pour l'obtenir, pour avoir l'effet psychoactif, il faut qu'on cuit la plante ou qu'on l'active avec la combustion. Donc, le joint, quand on allume un joint, ça se décarboxyle à chaque puff. La métabolisation ou le métabolisme, en fait, d'un joint ou d'un médicament ou de n'importe quoi qu'on mange ou qu'on intègre dans notre corps va être tributaire du véhicule qu'on utilise. Tributaire, donc, va être directement lié au type de véhicule. Fait que donc, le cannabis, quand on le fume, on perd une grande portion dans la fumée du joint qui part. Une autre portion est perdue dans les condensations, dans les parois, ce qu'on appelle nasopharyngiennes, donc dans le corps ici, dans la bouche et dans le pharynx, et ainsi de suite. Et là, on va avoir une portion des cannabinoïdes absorbés qui vont entrer dans le flux sanguin par les bronchioles. Ceci étant dit, une portion de ce THC-là, sous forme THC, va nous affecter de façon psychotrope directement. Une portion du THC absorbé par les bronchioles va véhiculer par le foie et va être transformé en un métabolite qui n'est pas produit par la plante, mais produit par le foie, qu'on appelle en termes techniques une métabolisation hépatique. Le THC hydroxy, qui est son petit nom en science, tu sais, mais c'est 11-OH-THC, c'est sa formule moléculaire, c'est à peu près 55 fois plus psychoactif que le THC dans son occurrence naturelle. Donc le métabolite que l'on crée par le foie, je fais le chemin contraire juste pour rappeler, est plus fort que le métabolite qu'on consomme en fumant. Il y a un léger pourcentage, je pense qu'on parle de 2,5 à 5%, il faudrait vérifier la littérature scientifique plus actuelle, mais cette conversion-là par le foie, elle est anecdotique, elle est très petite avec le joint, mais lorsqu'on le consomme par la bouche, on peut y aller aussi de façon instinctive, la bouche, le foie et la digestion classique, on va beaucoup plus métaboliser de 11-OH-THC, de hydroxy-THC qui est plus psychoactif lorsqu'il est consommé par les parois oromucosales gastriques. Le cannabis activé, le THC, consommé dans la bouche, arrivé dans l'estomac, va être digéré, absorbé par les parois gastro-intestinales, va entrer le flux sanguin, mais va aussi être en grande majorité, en grande portion, métabolisé par le foie, ce qu'on appelle une métabolisation hépatique. Donc le cannabis comestible
on a besoin d'en prendre pas mal moins pour avoir un effet beaucoup plus substantiel, ce qui en fait le véhicule le plus médicinal ou le plus rentable, si on veut juste utiliser le volet cannabinoïde par effet. Mais à la fin de la journée, ouais, on a une métabolisation hépatique par le foie qui fait le hydroxy-THC, qui lui est beaucoup plus occurrent lorsque consommé par les parois mucosales ou gastro-intestinales, versus fumée. Et quand on fume, on en perd énormément dans la fumée parce qu'on tient le joint dans nos mains. Puis aussi, on a des métabolisations, des métabolismes différents lorsqu'il est vaporisé. On peut parler de la vaporisation comme étant encore là un peu plus substantielle comme métabolisation que le joint aussi. Fait que tous les véhicules changent la façon de mieux capitaliser sur son cannabinoïde, les parois rectales. Je savais que t'étais pour m'en rire un bon shot, là. J'attendais pas à ça. Je suis trop stone pour ça. Je vais pas te mentir, le petit je m'en plus que je pense. C'est du 30% en plus, hein? Direct là, pas de lubrifiant, rien avant. Ouais. Non, c'est les parois rectales qui sont les ça va faire une bonne phrase punch, hein. Ouais. Mais non, à la fin de la journée, on parle de suppositoires comme rectales, mais aussi les parois intravaginales pour les femmes sont aussi un véhicule de choix pour la médecine. Donc les suppositoires intravaginales pour fibromyalgie, endométriose, on voit beaucoup d'études là-dessus. Encore là, je suis pas médecin, je suis pas encore en train de faire des prescriptions à personne. Je suis en train juste de me faire un vulgarisateur de la littérature scientifique moderne. C'est tout. Ok. Man, je vois ça avancer, je vois le temps qui avance aussi, je veux qu'on continue à raconter ton histoire. Maintenant, comment tu as basculé dans le domaine, disons, des expériences legacy market, même ici au Canada, au marché légal, à être où t'es rendu maintenant, puis à faire même jusqu'à du lobbyisme pis tout? Ben, le but de l'exercice, c'était de faire un changement, tu sais. Puis quand j'ai vu que le cannabis était pour devenir légal, ben, évidemment, ma seule avenue, j'ai jamais même été question, c'était de migrer vers le légal. Donc, dès qu'on a eu une décision étatique d'aller vers ça, ben, moi, j'ai déjà abandonné tout ce qui était mes ventes interlopes. En fait, j'ai migré. J'étais arrivé avec mes premiers startups qui ont malheureusement crashé de façon violente, les deux premiers startups. Donc, on a eu la nouvelle que le cannabis comestible n'était pas pour être légal au Québec à un certain moment. Moi, mon startup premier était un startup de cannabis comestible, très haut de gamme, de truffes au chocolat, bean to bar avec des fermiers de l'Équateur. Et, tu sais, j'avais vraiment un lien avec des lubrifiants sexuels, avec, tu sais, une ligne vraiment de produits très de luxe, très tracé, avec des ingrédients justifiés, puis ainsi de suite. Puis là, me levant un matin, ayant le cannabis comestible n'étant pas légal au Québec, ben, mes investisseurs ont tiré la plug, puis là, j'ai dû me réinventer à quelques reprises. C'est arrivé à quelques itérations, jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui dans l'itération avec Gaïonica, où j'ai rencontré Philippe Bonnet, Sébastien Bonnet, des professionnels de l'industrie agroalimentaire, qui eux ont bâti des usines à travers le monde de différents jus pressés à froid avec une éthique de travail, donc de réutiliser des produits de seconde main comme les jus, d'utiliser de nouvelles méthodes de pasteurisation qui ne sont pas de la pasteurisation, on appelle la haute pression hydrostatique, pour la petite histoire. Mais ces gens-là sont venus appuyer ma vision, et ils sont venus me suivre dans cette aventure-là qui est Gaïonica, qui est leur aventure autant que la mienne. Et les recettes sont toutes émergées en fait de ces expériences de voyage qu'on a eu la chance de discuter aujourd'hui. Tu sais. Le majoun que je prenais au Maroc, les produits Bli et Djoubli, là. Si vous alliez il y a 1000 ans en Afrique du Nord, puis vous avez la chance de rencontrer des gens, des locaux, et de prendre un comestible là-bas, à toute fin pratique, c'est exactement ce qu'on offre. On le fait avec une itération nordique. On utilise des fruits nordiques parce qu'on ne veut pas avoir d'incidence trop profonde sur nos écosystèmes. On veut choisir des produits locaux. On travaille avec des bleuets du lac Saint-Jean, des bleuets du Nord cueillis à main pour notre produit au bleuet lavande. On fait des efforts. Pas pour juste comme être vraiment dire comme on est smart, on fait des efforts. Non, mais c'est parce qu'on veut avoir un impact sur notre monde. On pense que le cannabis peut être beaucoup plus qu'une médecine. C'est un contexte de changement social aussi. T'sais. Quand quelqu'un consomme le cannabis puis a du bien-être, il va avoir une réflexion qui va s'en suivre, peut-être juste dû à l'effet, mais même après l'effet, il va se dire pourquoi c'était illégal pendant ce temps-là. Quelle raison était motivée qui pour faire en sorte que je n'avais pas accès à ça. Fait qu'à la fin de la journée, on pense que le cannabis ne doit pas nécessairement être qu'un produit. Puis on pense que le comestible ne doit pas être un véhicule que de cannabinoïdes, un véhicule d'ingrédients bien-être, mais aussi un véhicule d'idées, un véhicule de narratif, puis de valeur. Bien dit, hein? Très bien dit. Hein? Merci. On va tester les bars justement dans le dessert tantôt. Je sais qu'on a un petit truc qui s'en vient là-dessus. On a eu la chance de tester déjà ton miel. On a eu la chance de tester la sauce. On a eu la chance de tester maintenant la honey oil aussi. As-tu des scoops pour nous? Est-ce des choses qui s'en viennent? Ouais, mais là, tu sais, le Chili Kush, notre marque de sauce piquante qui vient de sortir au Québec, ça fait 2 semaines maintenant. On est très reconnaissant de la SQDC d'avoir travaillé avec nous pour amener justement ce type de produit aux Québécois qui nous permet de faire travailler notre industrie locale, autant cannabis que pas cannabis, parce que comme vous savez, c'est mon voisin, Miel Fontaine,
à Sainte-Cécile-de-Milton qui nous fournit notre beau miel d'automne, tu sais. Fait Shout-out. que, ouais, shout-out pour vrai, parce que, hey, le cannabis doit se redorer aux yeux de la société, à ramener ses lettres de noblesse. Puis ça se fait à travers une collaboration territoriale, ça aussi, c'est d'aller chercher, travailler avec nos voisins, pas juste pour le fun, c'est un effort qu'on fait pour aller amener, on appelle rising tide, une marée montante, là, tu sais, on veut que le cannabis puisse faire travailler le monde dans une direction qui fait du sens en fonction de nos valeurs à nous. Fait que bon, scoop, on aimerait amener nos hashish au Québec. On aimerait beaucoup être capable d'amener ces valeurs-là, ces narratifs ancestraux-là au Québec, aux Québécois, parce qu'on pense que le consommateur québécois, il mérite d'autant plus qu'il l'a toujours eu. Il a toujours eu accès au hashish d'importation, maintenant, on l'espère de moins en moins. En visant un 30% et moins? Ouais, au Québec, tu sais, en visant 30% et moins, puisque moi, ça me stresse pas tant d'offrir, comme tu l'as vu, regarde l'effet qu'on a, toi puis moi, en ce moment. C'est un hashish de 30% qu'on a fumé là. Tu sais, je comprends qu'un hashish de 50%, on aurait peut-être fumé moins pour avoir un effet beaucoup plus substantiel, mais le hashish traditionnel, ancestral, de la manière qu'on le fume présentement, ça doit être de même. Tu sais, il peut être différent un peu, puis il peut être... Évidemment, on peut innover, puis on doit innover dans la vie, puis on doit aller en dehors des sentiers battus, mais on va commencer à innover, à mon avis, vers des directions qui font du sens lorsqu'on aura maîtrisé le traditionnel. Le traditionnel n'est pas maîtrisé présentement dans notre industrie, et on essaie de l'émuler de toutes sortes de façons, mais c'est ça. Fait que donc, le scoop, j'aimerais beaucoup pouvoir amener des hashish et des joints infusés au Québec, tu sais, pour comme les gens qui roulent pas leurs joints de hash, tu sais, les amener déjà roulés, tu sais, pour dire comme, regardez, le petit vendredi soir... une petite journée spéciale, on va monter un petit peu le pourcentage. Tu le ferais comment? Un donut avec un snake ou juste des petites parcelles? J'irais, moi, le Marocain comme tel, ce qu'on fait, c'est qu'on va le chauffer légèrement, ce qui est la façon de taxi driver marocain qui roule avec une main. Hein. On met le hashish, on chauffe légèrement avec la pompe de main, le hashish qui va fondre légèrement. Eux le mélangent avec le tabac, mais dans notre occurrence à nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va chauffer la hache, on va le mélanger avec une fleur locale, encore ici, sur ça au Québec, et ça va être mélangé comme une espèce de semi-pâte, semi-joint, puis c'est ce qui va faire un joint de 30% encore là, et riche avec des aromates qu'on retrouve pas dans la fleur, tu sais. Le joint infusé a une raison d'être, même si tu dis hey, j'ai de la fleur à 30%, j'ai un joint infusé à 30%, fair enough, tu sais. Tu as des alcools à 30%, je peux avoir une rakia bulgare à 30%, je peux avoir un mezcal à 30%, qui va me dire que c'est la même chose? Personne, parce que c'est pas la même chose. T'sais. À la fin de la journée, nous autres, ce qu'on apporte présentement, c'est ça. C'est ce qu'on souhaite apporter, c'est vraiment l'expérience d'un joint infusé pour les gens qui souhaitent justement le vivre sans nécessairement avoir à le faire eux-mêmes. Puis cette espèce d'élégance-là que ça amène. Puis le côté un peu aussi que dans la chiche vient d'autres types de molécules comme des cires, des gras, des molécules non polaires qui amènent la fumée à être un peu plus grasse, un peu plus onctueuse. Fait que cette expérience-là de fumée, j'aimerais être capable d'apporter, en tout cas aux Québécois, parce que je l'enjoy moi aussi beaucoup avec mes propres produits. Okay. Puis j'aimerais diversifier, j'aimerais arriver vers la rosine aussi à un bon moment donné aussi au Québec et ainsi de suite, mais pour l'instant, on veut vraiment arriver à diversifier le secteur comestible tout en jouant dans les produits traditionnels aussi. T'sais. Ça, c'est pour le Québec, mais pour le Canada anglais, on a d'autres plans aussi. Ouais, être sûr qu'on a assez de temps aussi, je voudrais rappeler les gens, si vous êtes en direct présentement, si vous avez des questions, on va s'en venir vers la période de questions, je pense, bientôt. N'hésitez pas à les poser. Moi, j'adore ce que je mange. Je suis vraiment bien médicamenté, disons ça comme ça, présentement. Je veux te poser la question, parce que je pense que c'est une question que beaucoup de viewers peuvent se poser déjà, mais est-ce que tu penses que la limite, justement, de 30% au Québec va disparaître un jour? J'espère, je crois que oui, parce que ça fait pas vraiment de sens à ce niveau-là, dans le sens que c'est un peu une forme de paternalisme étatique à mon avis, puis ça c'est pas de la faute de la SQDC nécessairement, c'est les décideurs au pouvoir bien avant la SQDC qui doit exécuter les lignes directrices idéologiques d'un parti, sans vouloir faire d'éditorial. On voit une façon de faire qui ne fait pas nécessairement de sens au niveau scientifique et technique, ne fait pas nécessairement de sens au niveau social non plus. Je dis pas que moi je devrais être à 50%, au contraire, je viens de dire le contraire depuis 10 minutes. T'sais. Je veux juste dire que ça fait pas de sens de le limiter à ça parce que c'est un produit qui s'exprime de façon tellement diverse, ça empêche d'avoir certains véhicules de consommation comme une bonne rosine pressée, là, c'est pas à 30%. Là. Si tu veux qu'elle soit à 30%, il faut que tu la coupes avec d'autres types de génétique qui fait en sorte que tu arrives dans des blends. C'est pas nécessairement mauvais des blends, genre j'en fais des très bons, tu sais. Mais j'aimerais être capable d'offrir une vraie rosine, tu sais, fouettée, vieillie. J'aimerais être capable d'offrir, parce que tu sais, là on parle des hashish très traditionnels marocains, parce que ça me tient très à cœur, mais tu sais, je maîtrise des techniques afghanes, différentes autres techniques pakistanaises qui sont des hashish qui peuvent être aussi plus forts. Oui, effectivement, mais tu sais, comme je dis, le hashish ici, je le verrais pas plus fort, tu sais. Mais oui, effectivement, au Québec, on doit un jour le voir changer, ce 30%-là. Évidemment, tu sais.
Comme on doit voir la limite de milligrammes du cannabis comestible augmenter, inévitablement. Ça n'en est pas nécessairement provincial, c'est fédéral. C'est un paternalisme encore là qui fait aucun sens quand on voit le 2 poids 2 mesures fait avec d'autres substances telles que l'alcool ou le tabac. L'alcool qui va littéralement faire plonger des jeunes dans des comas éthyliques tous les week-ends à travers notre fédération. Et tu sais, limiter le cannabis à 10 mg fait en sorte on nourrit une industrie, un marché noir qui est encore extrêmement fort, parmi les plus forts au Québec ici aussi malheureusement. Et on perd des taxes qu'on a grandement besoin. On perd des canaux de distribution qu'on pourrait développer, on pourrait travailler. J'ai des voisins qui font de la lavande, j'ai des voisins qui font des tomates, j'ai des voisins qui font plein de choses. On pourrait faire beaucoup plus de gamme de produits avec une latitude plus grande aussi. Fait que c'est sûr que j'aimerais ça appeler à une diversification, mais encore là, c'est pas la SQDC qui décide ça nécessairement. La SQDC exécute aussi les mandats donnés par l'État. Ils le font avec brio. Ils le font avec brio dans la mesure du possible. C'est pour ça que tu fais aussi du lobbyisme en plus, de faire... Oui, ça a été... Mais le lobbyisme a commencé à l'échec de mon premier start-up dans le cannabis comestible, quand le cannabis comestible n'était pas légal au Québec. Je peux vous mentionner que j'étais pas content, j'étais très en colère, en fait. Une colère que je porte encore, pas encore là, une colère qui n'est pas dirigée à la SQDC, qui n'est pas dirigée à l'État directement, mais qui est dirigée à une certaine forme de laxisme étatique, qui n'est pas justifié, qui est anti-scientifique, qui mérite un peu par sa simplicité, en fait. Et je me suis dit, bon, si avec des arguments si simples, ils sont capables de faire des choses si profondes, moi, avec des arguments un peu plus complexes, je vais faire des choses encore plus profondes. Donc, j'ai décidé de m'inscrire au registre des lobbyistes à travers le CETAC, puis le Conseil québécois du cannabis comestible, d'y prendre la présidence, puis de mettre le couteau entre les dents, pas agressivement, mais me dire d'aller demander des justifications aux parties prenantes, puis d'aller aider à définir le carré de sable du cannabis comestible, ce à quoi la SQDC a été incroyablement réceptive, et avec laquelle on a pu collaborer pour amener la ligne de produits BLI, qui aujourd'hui est la plus aimée des Québécois, et très prochainement la plus aimée des Canadiens aussi, parce qu'on suit des lignes directrices qui sont celles des temps anciens, on ne réinvente pas la roue, on la réactualise avec de l'éthique et des valeurs là, modernes, actuelles, qui on pense va nous aider à avoir des lendemains un peu plus glorieux. Okay. Je fais du coq à l'âne, puis je saute sur une question du public qui nous demande si on peut parler un peu de microdosage, mais aussi de d'autres microdosages comme LSD, champignons, kétamine. Je peux moins parler de dosage, parce que comme je mentionne, je suis pas médecin, je peux pas prescrire, je peux pas parler nécessairement de prescription comme telle. Si je parle d'expérience aujourd'hui. Si j'élargis la question un peu, mais qu'est-ce que tu penses aussi des expériences à propos de ces autres drogues-là, peut-être au niveau de la médecine, de ce qui se passe justement, puis de l'ouverture, que la légalisation du cannabis, peut-être on pourrait dire, a apporté? Oui. Oh oui, non, c'est très intéressant parce que les psychédéliques ou les antéogènes, tout dépendant des nomenclatures qu'on souhaite utiliser, vont très certainement changer grandement le paysage psychologique là, de comment on traite en fait différentes pathologies dans le futur. C'est déjà en train de se faire, le Canada est un des leaders là-dessus. On traite les patients en fin de vie avec la psilocybine pour enlever l'anxiété de fin de vie. On traite des gens avec des syndromes post-traumatiques à la kétamine avec la MDMA, puis on a des résultats incroyablement plus élevés que des médecines de synthèse créées. Quoi qu'il y en a certaines qui sont de synthèse aussi créées, tout à fait. Mais oui, les antéogènes, les psychédéliques, c'est une révolution qu'on vit présentement. C'est une révolution que je souhaite collaborer un bon jour. Pour l'instant, mon combat, c'est le cannabis. Pour l'instant, ma passion puis mon focus, c'est ça. Mais j'aimerais un jour être capable de collaborer à introduire ces médecines-là. Mais je pense qu'il va y avoir une structure bien différente de celle du cannabis parce qu'on parle de molécules différentes. On parle d'accompagnement potentiellement essentiel aussi. Je dis pas que nous, moi, dans ma jeunesse, je n'ai pas eu cet accompagnement-là quand j'ai interagi avec ces molécules-là. Mais je pense que les générations futures, quand ces molécules-là vont être accessibles, ça va venir avec un certain cadre respectif qui va être différent de celui du cannabis. Puis j'invite l'État à se poser ces questions-là aussi pour être capable de paver un peu la voie, puis aussi de l'encadrer adéquatement, parce qu'effectivement, on parle de molécules qui peuvent être potentiellement plus psychotropes, puis avoir des incidences psychologiques plus profondes aussi. J'ai un peu de difficulté, on dirait personnellement, à imaginer le marché récréationnel. On parlait de psilocybine, ce qu'on pourrait appeler aussi les champignons magiques, mais un marché récréationnel de psilocybine, comme mon viewer mentionnait, un marché de microdosage par exemple, ou le marché un peu plus médical pour le champignon magique peut-être. Ton côté, tu vois ça comment? Ben, c'est certain que ça va pas naître récréationnel. Je crois pas que ça doit non plus naître de façon récréationnelle. Peut-être que plus tard, on va peut-être avoir une façon de l'encadrer pour les adultes, mais je crois que d'abord et avant tout, on doit se questionner sur le potentiel médical. On doit l'accepter, parce que Dieu sait que depuis les années 70, nous avons une quantité assez substantielle de data nous indiquant que la psilocybine peut servir à plusieurs types de pathologies. Commençons par ça. Commençons par aller dig in dans ces pathologies-là, le pourquoi et le comment.
Mais tu sais, je pense que la psilocybine elle-même pourrait naître de façon potentiellement bien-être, pas nécessairement récréationnel per se, mais bien-être dans des lieux potentiellement désignés, qui sont pas nécessairement que du lieu médical, mais qui peuvent être des lieux qu'on pourrait dire à mi-chemin du médical et du récréationnel, parce qu'encore là, je crois que beaucoup d'utilisation du cannabis, qu'on dit récréationnel, est fondamentalement médical aussi, tu sais, ou médicinal, tout dépendant de la nomenclature qu'on souhaite adopter. Yeah. Mais non, c'est vraiment... Pardon. no worries. Je pars dans des Des réflexions profondes. Des réflexions profondes, exactement. Honnêtement, moi, les edibles m'ont affecté, je pense. Le hashish était très bon, mais je commence à sentir les additions du milligramme. D'où la parcimonie, hein. Exactement, la parcimonie. Une question qui revient présentement sur Twitch, puis qui est quand même intéressante. On a effleuré un peu l'idée tantôt. Est-ce que tu penses que l'importation de produits va se faire éventuellement, comme on disait, des haches du Maroc, un Libanais, un truc par-ci, un truc par-là? J'aimerais ça beaucoup. J'aimerais ça beaucoup parce que je pense que c'est un vecteur économique important. Je pense que le cannabis, dans ces zones-là du monde, le sont déjà. Le Maroc est le plus grand pays exportateur de cannabis au monde déjà. On doit convertir ça. Les paysans du Rif sont parmi les plus pauvres de cette région-là d'Afrique. Ça fait pas de sens parce qu'ils sont sous la botte des cartels italiens, français et ainsi de suite. T'sais. De légaliser le cannabis va permettre de le légitimiser, excusez-moi, en tant que produit de consommation, que ce soit médical ou récréationnel. Et l'exportation va être clairement, nettement, la phase suivante. Les pays qui peuvent produire davantage de cannabis extérieur avec davantage de saison vont avoir ce qu'on appelle dans la théorie des avantages comparatifs, un avantage comparatif par rapport à d'autres zones du monde. Le Maroc a l'avantage comparatif de sa formulation classique, qui est déjà l'exportateur d'hachis le plus important de la planète. Donc effectivement, l'exportation va arriver. Nous exportons déjà. Nous allons importer un jour, je souhaiterais même faire partie de groupes qui vont justement mettre en valeur les savoir-faire traditionnels libanais de la vallée du Bekaa, sans que ça soit fait dans un chemin interlope avec des gens violents, potentiellement quand ça arrive au pays ici. T'sais. Je dis pas là-bas nécessairement, mais on s'entend qu'un contexte interlope invite justement l'interlope, la violence nécessaire à garder la contrebande, comme on dit. Là, fait que oui, l'importation doit arriver pour légitimer toutes ces supply chains-là, faire en sorte que l'argent arrive dans les poches des gens qui le font, ce produit-là. Tu as mentionné l'exportation présentement, ça me fait penser à une autre question que j'aimerais te poser. C'est quoi le statut? C'est vraiment insider, tu me dis qu'est-ce que tu en connais puis qu'est-ce que tu en penses, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont trop au courant de la situation. C'est quoi le statut présentement du Canada en tant qu'exportateur de cannabis? Je sais qu'il y a du médical qui s'en va dans certains pays. Peux-tu nous en parler puis nous décrire un peu c'est quoi la situation d'un producteur licencié? Qu'est-ce qu'il risque? Comment ça se passe quand il exporte du cannabis du Canada? Ben, c'est une bonne question qui arrive quand même à brûle pour point parce qu'on a vécu récemment Israël qui revient vers le Canada en disant qu'il accuse de dumping auprès de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, par rapport au fait qu'il dit on aurait dumpé des qualités de cannabis inférieures à des prix substantiellement supérieurs à leur valeur, ce qui est une accusation. Je suppose que ça va aller tout ça, mais ça invite à se poser la question dans les pratiques commerciales. Qu'est-ce qui va arriver? Comment ça va arriver? Personnellement, je suis pas en train d'exporter moi présentement à travers mes modèles d'affaires, mais c'est une opportunité d'affaires, ce ne sera pas la vache à lait des producteurs, pas tout de suite. Les barrières à l'entrée ou les barrières à la sortie, qu'on pourrait dire quand on parle d'exportation, sont encore trop substantielles. La valeur ajoutée d'exporter du produit, puis aussi je pense que la pertinence écologique, on se le dira, je suis un aparté, j'aime beaucoup militer pour des choses qui me tiennent à cœur, donc les pratiques écologiques. Exporter des fleurs là, dans des containers, ça fait pas de bon sens. Non. Ça devrait être produit là-bas, ou plus proche, au sud de cette région-là, à mes yeux. Ça fait aucune cohérence écologique ou en termes d'énergie kilojoule dépensée pour amener ça là-bas. Fait que, tu sais, à la fin de la journée, oui, il va y avoir des articulations territoriales qui vont se faire à travers l'exportation, mais qu'un pays du Nord comme le Québec qui exporterait un jour du cannabis au Sud, ça fait pas de sens. Mais pour l'instant, oui, je pense que ça peut être une manne intéressante pour les producteurs québécois, producteurs canadiens aussi généralement. On est parmi les premiers à établir ces supply chains-là. On est les premiers à en bénéficier aussi. Il faut faire attention, notre réputation elle peut être mise à mal, comme on le voit avec l'interaction avec l'OMC présentement. Il faut faire attention, mais il faut prendre l'opportunité aussi, parce que c'en est une. J'entends parler aussi de producteurs qui risquent, quand ils exportent, par exemple en Allemagne, le produit doit être testé, doit passer une batterie de tests. Le problème, c'est que si après ça, il n'est pas accepté, on n'a aucune façon de le réimporter chez nous. Est-ce que je me trompe? Je connais pas toute l'articulation subtile territoriale, mais ce que je peux dire, c'est que je peux peut-être aller vers peut-être une autre direction, dans le sens où l'articulation qui permet d'exporter, le GMP, le fameux GMP, je pense que ça peut être intéressant d'en parler, parce que
c'est des pratiques qui sont un peu contournées aussi. T'sais, on exporte GMP, mon GMPI, c'est des produits rendus dans le pays. T'sais, on manicure pas le produit ici, on le manicure là-bas pour qu'il devienne valide. Ça reste à être comment dire, on est au début de tout ça, ça reste à être défini. Mais par rapport au fait qu'on doit rapporter de la fleur et ainsi de suite, je suis pas assez au fait, moi, de l'Allemagne et de l'importation, exportation de fleurs pour dire que c'est un irritant ou pas, là, ce phénomène-là de fleurs. Mais je peux dire que le supply chain d'exportation puis la façon de le légitimer dans les différentes zones cibles, c'est un peu gris encore. Ça reste à être défini. Puis je suis enthousiaste de voir ça défini un peu mieux aussi. C'était quand même intéressant de ce qui se passe en Allemagne aussi, en espérant que ça allait du côté français à faire un peu avancer. Tu penses quoi de la situation en France? Ben, tu sais, moi en France, j'ai toujours donné beaucoup de cours de formation. J'ai une compagnie de consultation qui s'appelle ATP Cannabis, puis on donne beaucoup de formations. Je donne des cours sur la chimie du cannabis, la métabolisation du cannabis, le design industriel. On a collaboré à bâtir des usines, on a fait de la sélection technologique, développé des formulations à travers la planète, tu sais. Puis la France est une nation intéressante pour le cannabis parce que c'est le plus grand consommateur d'Europe, connaisseur, une grande population aussi d'origine maghrébine qui a une connaissance intrinsèque du produit. Je pense que vraiment la France va être un des leaders en termes de consommation, si ce n'est pas en termes de production un jour aussi, mais la proximité de l'Afrique du Nord et la légalisation prochaine récréationnelle au Maroc va définitivement créer un supply chain vraiment intéressant. Le Maroc-France, il va y avoir quelque chose de très beau qui va se développer prochainement. Puis ouais, évidemment, je souhaite en faire partie aussi, parce que c'est une cible aussi, la France, au niveau de mes écrits puis de mon savoir, où je souhaite le transmettre à dans des cours, dans des formulations, des séminaires que je donne là-bas aussi. T'sais. Ça fait 2 fois, je pense, que je t'entends mentionner tes écrits, juste pour les avides lecteurs ou des choses comme ça qui sont là entre nous. Peux-tu préciser qu'est-ce que tu... Ouais, mais tu sais, je fais des manuscrits pour mes cours. Fait que tous mes étudiants qui ont suivi mes cours, là, j'ai formé peut-être, j'imagine, 7-8 000 étudiants des derniers 10 ans, là, à travers mes formations. Au Québec, on a dû arrêter pour différents enjeux légaux, mais on a continué en ligne. Fait que ça a toujours été, moi j'offre mes services de consultation, de donner des cours en fait à ces différentes firmes. J'ai même assisté à la Chambre de commerce de Paris, j'ai même fait du lobbyisme au Maroc, fait du lobbyisme, j'ai donné une conférence à l'Université du Mexique récemment aussi. On donne en fait des savoirs, puis moi j'aime donner mes manuscrits aussi, donc j'écris beaucoup de choses sur la vulgarisation. C'est jamais vraiment moi qui parle, mais c'est des écrits modernes que je crunch, puis moi en fait j'apprends de cette façon-là dans ma vie. Il n'y a pas de doctorat en cannabis exactement dans ce que je fais, fait que la façon de me former, de faire une formation continue, c'est de lire constamment les théories dominantes les plus modernes, puis de les cruncher, puis de les vulgariser moi-même. Puis après ça, je les donne en cours. Fait que moi c'est un processus d'intégration de savoir pour moi. C'est un processus aussi de don de savoir d'une autre façon, puis aussi de gain aussi capital, parce que c'est sûr que c'est intéressant aussi d'en faire le commerce de ce savoir-là aussi, parce que on a vraiment un edge au Canada qui est non négligeable. Fait que oui, puis je travaille aussi à mon manuscrit présentement qui devrait voir le jour en France en 2025, je l'espère, prochainement, qui est une histoire en fait du cannabis de 14 000 ans. On fait un cheminement, puis même un chapitre sur juste comment rouler des joints, puis pourquoi le rouler de telle façon, t'sais. Parce que je souhaite vraiment juste amener des outils, tu sais, un toolbox, un peu une boîte à outils, dans des zones où le cannabis n'est pas légal, il est interlope, puis de l'amener une espèce de petit coffre à outils, de dire comme, c'est ce que c'est le cannabis, là où il était il y a 14 000 ans dans des tombes en Chine, là où il était au Népal quand il s'est séparé du houblon, il y a de ça quelques millions d'années, tu sais. C'est intéressant de donner un contexte, tu sais, parce qu'on a ce contexte-là pour la boisson, on a ce contexte-là pour le paquet d'affaires, pour les tomates, Donner un contexte au cannabis, puis tu sais, c'est un privilège de pouvoir donner un contexte au cannabis aujourd'hui, de juste être le porte-voix de mes expériences passées. T'sais. Il y a une question qui parlait du CBN dans le chat, on en a déjà parlé un petit peu, la molécule, mais ça me permet de sauter là-dessus, parce que je trouve qu'on n'a pas encore assez abordé justement ces sujets-là, particulièrement au Québec où l'affichage des cannabinoïdes mineurs est peut-être pas encore. Je pense que ça s'en vient. Là, c'est là, ça s'en vient, là, oui. Mais oui. Peux-tu nous parler justement, si tu veux revenir un peu sur le CBN ou un peu même du CBG, THCV, le CBC? Le CBC, bref. Pas cannabichromène, il y a beaucoup de molécules intéressantes, THCP, tétrahydrocannabiphorol, tétrahydrocannabivarin, on a beaucoup de nouvelles molécules très novatrices, très intéressantes, qui nécessitent beaucoup d'études encore, qui est très excitant de parler de tout ça aussi, tu sais, parce que, comme je dis, moi, cette première expérience-là avec les cannabinoïdes mineurs qui portaient pas ce nom à l'époque, ça a été sur les toits d'Abdelkader au Maroc, tu sais. Puis le CBN, ses propriétés sédatives sont occurrentes, mais si tu le prends seul, il va avoir une certaine potentialité intéressante, mais lorsqu'il est combiné avec d'autres cannabinoïdes, on va exacerber ou amenuiser son effet. Fait que oui, les cannabinoïdes mineurs sont vraiment intéressants, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'est-ce qu'on peut créer avec eux, puis qu'est-ce que ça va donner avec le... Oh, wow!
Payer cette pension. Oh mon dieu, ça c'est magnifique. Je suis comme on s'en vient au dessert. Wow, la côte de bœuf, toi. Mon dieu Seigneur, hein, c'est Ça, ok, ça. préhistorique, hein. Avec son jus de viande, puis des pousses de brocoli. Mon dieu, je vais avoir des photos de ça après. On est très choyés aujourd'hui. Hein, merci beaucoup. Je suis honoré d'être avec vous, messieurs, de me faire traiter de mes produits articulés sur de la viande, des produits comme ça. Never seen before. Je vous le mets ici. Donc ça, Merci on va se beaucoup. l'infuser nous-mêmes avec la sauce habanero, c'est ça? Exact, salsa habanera. On l'appelle la sauce habanero à cause de la loi 101. Oh, La loi 101, non, mais c'est qu'on appelle, puisqu'il faut appeler le nom justement dans c'est une son nom. C'est une sauce au piment habanero. Mon cher, à toi l'honneur. Ok. Comment tu suggères, Goldon, on le met en dessous de la petite luzerne, par-dessus? Comment est-ce qu'on- C'est, comme tu le sens, moi je donne peut-être la petite sauce à côté. Oui, c'est vrai, hein, ouais. Une petite sauce à côté, comme ça, tu te fais un petit. Petite sauce, puis on dip dedans. Ouais, un petit jus de viande, là. Je vois le genre. Bon, Je m'excuse, je vais me moucher un peu, j'ai des allergies aujourd'hui. j'ai peut-être été un petit peu trop rapide. Donc, je vais t'en verser juste là. Merci, mon cher. C'est ça. T'as vu le petit côté un peu caramélisé là, des ananas, on les fait cuire, les ananas, pour obtenir justement. Une sauce aux prunes. Ouais, mais je voulais reproduire, moi j'ai tellement de plaisir, ou du moins au Mexique, en tout cas avec la culture culinaire, les gens et tout ça, que je voulais apporter une sauce mexicaine comme étant une signature, après mon miel piquant, parce que ça me tenait à cœur. T'sais. Puis là, on dit piquant, mais c'est vraiment quoi sur l'échelle de Scottville. C'est dans les très très bas, parce qu'on peut pas, on voulait faire un produit démocratique aussi. Fait que c'est un produit qui est piquant, mais tolérable et assez accessible à tous. On va y aller plus tard dans des produits qui vont monter pas mal plus haut sur l'échelle de Scoville, mais pour l'instant, on voulait vraiment introduire quelque chose de démocratique. Fait qu'on a travaillé en aller-retour avec la SQDC pour permettre d'atteindre ce corpus de saveurs-là, qui était à la fois qui masquait, ou qui, comment dire, pas masquait, mais qui allait bien avec l'extrait en spectre complet, t'sais. Mais aussi qui permettait d'être accessible à tous. Bon appétit. Le jeune garçon de 16 ans qui se fumait ses joints, man, puis qui avait rêvé à peine de légalisation. On pensait pas un jour manger comme ça après une si bonne discussion. Fait que merci à tous ceux qui permettent que ce soit possible présentement. Merci à toi, Alex. Ouais, merci, bon bon. appétit. Bon appétit. Mon Dieu, c'est délicieux. Tellement fondant. Avec la purée de patates douces, là, un petit jus de viande. Oui, monsieur. Oh, on ne manquera pas de protéines aujourd'hui, Bob. Pourquoi on va au resto déjà? Je vous remercie. Oh, wow. Ça va s'appeler On va le boire au resto. Magnifique. Wow. Magnifique. Wow. On devrait faire une pause, juste manger. On va revenir après. Tout tourne encore, ça lui colle encore, les caméras suivent, excellent. Merci encore à tout le monde d'être là. Merci à tous ceux qui permettent que ce soit possible présentement de faire ça. Oui. Moi, j'avais aussi plein de questions personnelles à te poser au niveau de l'expertise. Présentement, comme on disait, moi et mes chums, on aime ça commencer à faire pousser dans le but de brasser, faire du lâche pour faire de la résine. Premièrement, juste au niveau du brassage. Est-ce que tu as des trucs, des vieux de la vieille, des choses que tu pourrais nous apprendre au niveau de... Tu sais, moi j'ai ma petite machine, on fait brasser ça, on essaie de garder la température le plus bas. Qu'est-ce que tu pourrais nous apprendre? Mais moi, je voudrais dire, tu sais, commencez pas tout de suite. Si vous avez, tu sais, l'argent, les budgets, évidemment, tu sais, les machines hashtag, tout ça, c'est vraiment le fun, puis tu sais, j'ai beaucoup de plaisir avec ça aussi. Mais commencez avec une rame, commencez avec de l'huile de coude, allez-y tranquillement. Comprenez votre biomasse, puis vous allez vous rendre compte aussi très tôt que c'est pas... Tu sais, oui, il y a des génétiques, on a parlé des hash plants tantôt, tu sais, des génétiques qui se comportent mieux dans l'extraction pour faire le hashish, donc l'extraction à l'eau, le dry sift, tu sais. C'est pas un bon dry sift va pas nécessairement être un bon washer non plus, tu sais. Puis, comment dire, si t'as pas un bon succès avec ta génétique, c'est peut-être pas à faute de ta génétique non plus tout de suite, tu sais. C'est peut-être ta méthode culturelle. Ta méthode culturelle, c'est tout ça, ça dépend vraiment. Pour justement ce but-là, de faire du hash puis de la résine, on n'a pas besoin de chercher à faire des grosses cocottes bien denses. On peut chercher à faire des cocottes qui sont un petit peu plus loose, si vous me permettez l'anglicisme, pour que l'extraction soit favorable. Ouais, c'est intéressant comme truc, parce que moi j'ai une génétique que j'aime beaucoup pour mon hash, que ben, je sais pas si c'est à cause de la génétique ou c'est modifications qui ont eu lieu à travers depuis le temps que je l'ai, mais un peppermint kush, là, tu sais, qui fait d'ailleurs des grandes tresses très très élaguées avec plein de petites buds. J'ai tendance à avoir un meilleur yield, un meilleur rendement, excusez-moi, sur mon extrait. De part, je pense,
la structure des bractes. Le cannabis, la fleur de cannabis, c'est ce qu'on appelle une infrutescence parthénocarpique. Là. C'est un peu étrange comme nom, mais c'est des petits bractes qui vont l'un sur l'autre. C'est pas une fleur à proprement parler, c'est une infrutescence. C'est plusieurs fleurs l'une sur l'autre. Fait que c'est sûr que si on fait du hash plant, normalement, t'auras pas une bud d'une densité substantielle. C'est pas ça que tu vas chercher parce que accéder aux trichomes qui vont être présents dans la fleur comme telle, ça peut être plus difficile. Puis là, il va falloir une plus grande violence au niveau de la rame, au niveau de la vélocité de tes rames, pour aller chercher les trichomes comme tels, pour aller briser. Parce que le but de l'exercice, on le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas nécessairement, pour l'extrait à l'eau, le trichome, lui, normalement, la forte majorité des trichomes qu'on cherche à aller chercher sont glandulaires et à tige. Donc, ils vont avoir une petite tige de la grandeur d'une cellule, ou plus ou moins, avec une cellule sur le top qui est un petit trichome qu'on souhaite atteindre. Et le froid permet de casser la tige, d'obtenir cette espèce de glande-là. Donc, les hash plants, ou du moins l'extracteur de hashish, est un peu à la manière d'un pomiculteur dans un verger. Il va aller chercher la pomme dans son arbre. La plante est un véhicule pour la pomme. Comment obtenir la pomme de façon délicate pour préserver son intégrité, pour aller chercher ce qu'on a besoin dedans. C'est ça la question, tu sais. Puis ça vient à travers des datas. Puis sans vouloir être trop scientifique et technique, tu sais, mesurez vos glandes. Mesurez les glandes. Prenez des photos, prenez votre microscope, regardez la maturité. La maturité d'un produit, tu sais, si tu fais un bubblage substantiel, là, vraiment magnifique, puis que tu arrives à le presser puis il donne rien, là, c'est pas nécessairement à cause que ta plante n'était pas bonne aussi, tu récoltais au bon moment, t'as-tu pressé de la bonne façon. Est-ce que tu as pris tes bonnes fractions aussi dans tes bubble bags, tu sais? Parce qu'il y en a, tu sais, puis il y a d'autres trichomes qui, de plus en plus, là, les nouvelles études nous pointent vers des trichomes qui sont sans tige, sessiles qu'on appelle, qui sont des gros trichomes bulbeux, qui ont pas de tige, qui sont sur la plante elle-même. Ce serait ceux-là les plus riches en cariophyllène dans certains types de hash plants, tu sais. Fait que, tu sais, ceux-là, des fois, si on les balaie du revers de la main pour aller chercher des trichomes plus quantitatifs, on perd du qualitatif. Fait que, tu sais, moi, ce que je veux dire dans tout ça, sans vouloir geek out trop longtemps, apprenez votre plante. Apprenez pourquoi, c'est quoi les précurseurs qu'elle a besoin. Puis, tu sais, quand je faisais l'appel à standardiser les méthodes culturelles, comme on l'a fait avec la tomate ou la patate, c'est ça que je dis, tu sais. Comprenons le terroir, comprenons le terreau, comprenons les précurseurs métaboliques qu'on a besoin dans le sol pour donner des métabolites par la suite, THC, CBD, et ainsi de suite, tu sais. C'est ça qui est le but de l'exercice, tu sais. C'est d'atteindre un niveau de savoir nous permettant d'œuvrer puis d'être vraiment les maîtres de tous ces artifices-là pour être capable de créer des produits qui vont justement rendre hommage à ce qui était fait dans le passé, tout en innovant vers le futur. Vraiment bien dit. Vraiment bien dit. Est-ce que tu aurais un petit guide général pour justement ceux qui utilisent maintenant les bons vieux bubble bag avec certains microns? Pardon, j'ai de cet excellent repas pris dans les dents. Est-ce que, par exemple, de tel à tel micron, quelle utilité? Tel à tel micron, telle utilité, qu'est-ce que tu favorises? Regarde, on va en parler, c'est le fun, j'avais déjà sorti 2 petits haches de ça ici. Ça, c'est mes bons amis. Shout out Altacan Bio. Guys, you make wonderful stuff. J'approuve. Yes, c'est des passionnés, des gens dispo qui... chez Mendo. Yes, dispo chez Mendo d'ailleurs. On cherche à faire certaines collaborations, fait qu'on a certains petits ponts de recherche présentement avec eux. Ici, là, on a un beau 25U, là. Fait que c'est tout petit, là. Regarde ça. Ouvre ça, là. Mais je veux pas l'ouvrir avant toi, je veux que tu l'ouvres, puis mets-toi le nez dedans, là. Hein? Hein? Non, mais ça sent la rosine presque, on dirait. Ouais, mais ça, c'est un bubble ash qui est plein de contaminants aussi. Pas plein de contaminants désagréables, juste un bon ratio de contaminants, juste ceux qu'on veut. J'aime même pas ça appeler ça des contaminants, j'appelle ça de la matière végétale. La matière végétale souhaitable. Des contaminants nobles, si on parle de dégradation noble, on pourrait quasiment faire un corollaire avec un contaminant noble aussi, tu sais. Ici, on parle d'un type de hashish avec une petite taille de trichome, qui est très collant, parce qu'il est très riche en métabolites non polaires, en grosses molécules grasses. Prends un petit chunk, prends un petit morceau, puis il gosse avec tes doigts, tu vas voir, et ça va te sortir... je veux que tu sortes ces arômes, là. Tu vas comprendre un peu comme fais du hash avec, tu sais. Prends-les, presse-les, écrase-les dans ta main, genre, puis après ça, je vais te montrer un autre taille. Parce que, tu sais, tant qu'à parler de taille, on va parler de ce que c'est aussi, tu sais. Là, il va fondre un peu, il va être dry, tu sais. Puis tu sais, normalement, là, si tu travaillais ça pendant une petite demi-heure, là, avec un peu de chaleur, là, tu finirais par avoir quelque chose de très collant qui deviendrait un bon temple bar. Là, je t'ai juste beurré les doigts, excuse-moi. Tu sais, je t'ai juste beurré les doigts, prends une petite guenille comme ça. Tu me beurres les doigts quand tu veux, ok? c'est bien dit, mais tu sais, je vais t'en sortir. Mais ça sent tellement bon, qu'est-ce que je t'entends avec ça? Ouais. Ça, c'est sticky. Y a-tu du citron, y a-tu du fruity? Comment ouais, vas-y. Dis-moi ce que tu sens. Dis-moi 3 mots. Dis-moi 3 mots, je vais te répondre avec 3 molécules. Moi, fruity, citron, sucré.
Alright, fruity citron sucré. Ben, tiens, le citron tout de suite, c'est deux choses en ce moment qu'on sent. On a limonène, mais on a aussi une grosse vague de terpinolène. Donc, citron, il est agent nettoyant, hein. Pomme, agent nettoyant. Pine Sol un peu, tu sais, il va voir monsieur Pine Sol, terpinolène, limonène, qui sont en train de faire une valse dans ton nez en ce moment, là, qui font des formes tridimensionnelles dans ton esprit pour te donner une idée, tu sais. C'est malade, ça, c'est la psychologie des arômes. Mais oui, ici, on a de limonène, on a du farnancène, on a du myrcène, mais on a quelque chose d'exceptionnel que j'adore, du valencène. Valencène, là, orange de Valence, tu sais, écorce d'orange, là, fruity, sucré, là, ça vient de ton valencène qui va juste team up un peu avec du myrcène, puis qui va juste te donner une belle salade de fruits en nez, là, tu sais, comme ce que tu viens de savoir, là, ça sent même, tu sais, tu t'avais senti du cannabis à l'époque, tu donnes ça à quelqu'un qui connaît pas le cannabis, il va dire, il saurait pas que c'est du cannabis, tu sais. Tu sais, t'as juste vraiment comme, oui, c'est pungent, genre, mais t'as un arôme substantiel. Point Break est la génétique ici. Puis ici, on a encore là une même génétique. Point Break? Point Break, ouais, c'est pour ça. Ben, je trouvais ça intéressant parce que vous l'avez ce Mendo, tu sais. Je trouvais ça intéressant de faire un petit segway, tu sais. Puis Max, notre généreux Max d'Altacan. Hein? Même chose. 160, check la mesure de tes molécules, de tes trichomes là-dedans. C'est le type de sac qui a été utilisé par les artisans de Charlevoix, mes amis. Là, on a quelque chose de très dry. C'est très dry, celle-là. C'est un peu plus comme du sable. On le travaille différemment, on l'intègre différemment. On peut prendre un morceau de celui-là, les travailler. C'est ça la recherche pour faire des hashish différents, c'est d'intégrer des fractions de tes bubble bags. Tu sais, je pousse un peu plus loin la réponse un peu, peut-être un peu plus loin que tu l'aurais souhaité, mais c'est là on a genre des il va. Mais on a des tailles de micromètres différents, donc des sélections de trichomes différentes, des compositions de contaminants différents, d'une même génétique et qui s'exprime d'une façon vraiment différente. Quoi qu'on peut la reconnaître, tu sais, t'as reconnais au nez. Mais tu l'as-tu le terpinolène, t'as bien moins de limonène, t'as bien moins de fruits. Exactement dire ça, il y a beaucoup moins de citron. T'as du poivre. Exactement. Là, maintenant, il y a de l'épice, il y a le cariophyllène qui ressort beaucoup plus. Attends, là, je suis flabbergast. Explique-moi la différence encore plus entre les deux, là, comme si j'avais 5 ans. En fait, c'est simplement les trichomes sont les pommes. Sont les pommes dans le pommier. Les pommes dans le pommier, pour le corollaire, sont les trichomes dans le cannabis, dans les fleurs de cannabis, dans les infrutescences. Puis là, c'est correct, et on est le gars de 16 ans en moi qui se balait du fucking rock. Du bon âge des doigts, tu sais, hein, c'est pas gênant, comme on dit. Mais à la fin de la journée, c'est la taille des trichomes qui amène des profils moléculaires différents, parce que la plante, là, elle n'est pas une usine à molécules qu'on aime. Elle produit des molécules pour elle-même. Les métabolites qu'elle sécrète, c'est des métabolites secondaires qu'on appelle. Donc, les métabolites secondaires, les terpènes, les cannabinoïdes, sont cette classe-là. Les métabolites secondaires ont des fonctions qui sont pas nécessairement liées à la reproduction directement, du moins, quoique ils peuvent attirer certains pollinisateurs, mais sont surtout dus à la défense contre les attaques insectes ou fongiques ou bactériennes. Fait que la plante va sécréter certains types de terpènes dans ses trichomes pour se protéger lors d'une attaque. Et ces trichomes-là ont différentes fonctions en fonction de leur rôle de protéger la paroi extérieure, la paroi intérieure, le bracte, le pistil, l'intérieur, la tige, le tronc, les trichomes sessiles, les trichomes qui ressemblent à des petits pics là, qui sont sans glandes, qui eux n'ont pas justement de métabolites. La plante, en fait, c'est son arsenal. Son arsenal de défense contre son environnement, et ce sont aussi une certaine forme de médium de communication avec son environnement aussi, parce qu'elle peut aussi attirer certaines formes de pollinisateurs ou autre chose. C'est dans le monde des plantes en général, outre cannabis. Mais pour le cannabis ici, quand on sépare différentes fractions de nos bubble bags, on va obtenir différentes tailles de trichomes, différents types de trichomes qui ont, de façon inhérente, différentes fonctions dans la plante. Donc, ils vont être composés chimiquement de façon différente, distincte. Et certains seront souhaitables, certains seront moins souhaitables. Certains seront plus gras, certains seront plus solvants. Donc, l'assemblage de ces différentes fractions-là, la subtilité de l'assemblage des fractions, c'est l'artisanat du hashish. C'est l'artisanat du hashish, c'est comment le faire fondre. Puis là, c'est comment l'assembler, mais comment le travailler, donc avec la chaleur, avec la fameuse bouteille d'eau de Frenchie, qui est la méthode népalaise, tu sais, pour faire de temple ball, tu sais, c'est très, très subtil, pour pas trop éclater, mais éclater assez. Vieillir, mais pas trop vieillir assez. Mais la différence marquante entre juste la grosseur de micron présentement, juste parce que je suis encore flabbergasté, ça c'était les 25 U. Ouais. Le dernier que tu m'as fait sentir, c'était le 160 U qui est beaucoup plus incroyable. Fait que tu t'as vraiment. Je voulais qu'on se parle aujourd'hui en expérience. C'est pour ça que j'ai sorti ces kiffs-là, ces haches-là. Je voulais que, oui, je te réponds avec des réponses, mais aussi
tes réactions face aux auditeurs permettent aussi de transcender ce que je veux parler à travers ces petits produits-là, tu sais. Que tu sens, que tu vois justement ces différences-là. C'est ça l'expérientiel. C'est ça qui est le fun dans la formation de cannabis aussi, tu sais. Lorsqu'on est capable d'interagir avec la plante, lorsqu'on est capable de travailler la plante pour obtenir des résultats spécifiques. Parce que là, on parle d'arômes, mais ces arômes-là sont des effets. Ces arômes-là ont des effets. Les terpènes ont des incidences sur le système nerveux central, les flavonoïdes ont des incidences sur le système endocrinien, les cannabinoïdes ont des incidences sur le système endocannabinoïde. On a une pharmacologie substantielle là-dedans, là, tu sais. On comprend rien de ça encore. Est-ce qu'on peut envisager, j'ai la bouche pleine, c'est excellent, tout ça. Ouais, c'est délicieux. Délicieux. Est-ce qu'on peut envisager dans, j'extrapole, 5, 10, 20 ans, whatever, un espèce de marché presque précis à propos même des terpènes puis de tout ce que tu mentionnes, que même moi je connais pas les flavonoïdes puis tout. Il y en a un nouveau en plus dernièrement qui est sorti que tout le monde parle en disant qu'il n'y a pas juste les terpènes. Tu parles des cannes à sulfure, cannes à sulfure et tout ça, là, ouais, c'est nouveau, mais c'est pas nouveau. Quelque chose. Les esters, les alcools, ouais. Exactement. C'est nouveau, mais c'est pas nouveau, mais oui, effectivement. Est-ce qu'un jour on va avoir une espèce de marché justement où on a une huile de cannabis qui est spécialisé CBN, bon, on a déjà ça, les huiles CBN, mais en plus avec tel ou tel terpène qu'on sait que ça va faire tel effet. On a une autre huile qui est plus comme, ok, ça c'est pro-limonène, tel terpène, c'est pour la créativité, c'est pour ci. Est-ce qu'on va réussir à aller jusqu'à être si précis que ça au niveau de la chimie des terpènes, je dirais? J'ose croire que oui, mais je tiens à mettre un bémol aussi sur l'intégration des terpènes botaniques dans le volet comestible. Je crois pas qu'on devrait nécessairement être là présentement. Bon. D'autres vous diraient le contraire, potentiellement, il y aurait une certaine forme de raisonnement cohérent, mais à mes yeux, on a assez de corpus dans le cannabis pour jouer avec. Là, c'est de savoir, est-ce qu'on va être en mesure d'utiliser le terpène comme étant un agent d'effet, de direction d'effet? Effectivement, oui. Mais ça prend tellement de compréhension profonde, parce que je vais vous parler par un exemple. Le limonène, lorsque consommé, comme on vient de le sentir dans nos hashish, si on fumait ces hashish-là, le limonène qui est très dominant et le terpinolène donne un effet édifiant, ce qu'on appelle stimulant ou uplifting, qu'on aime bien dire, tu sais. En grande majorité, pas chez tout le monde, pas chez tous, mais bon, chez la majorité des gens. Le limonène, lorsque consommé oralement, ne va pas te donner de stimulation, mais va favoriser ce qu'on appelle la cytoprotection gastrique. Protection contre les brûlures d'estomac ou les ulcères. Il y a un brevet déposé aux États-Unis du limonène pour la cytoprotection gastrique, tu sais. Fait que ça, c'est juste pour mentionner la subtilité et la complexité de notre ignorance par rapport à ces molécules-là aujourd'hui, puis la difficulté qu'on va avoir à pallier, à prescrire des effets spécifiques en fonction de ça. Par contre, je mets un autre bémol, la science alimentaire moderne a déjà un beau bagage de réponses par rapport à ça. Nous, c'est ce qu'on utilise chez Blee, chez Joubli, puis dans nos formulations comestibles. On a des produits qui, sans le cannabis, ont des effets spécifiques. Tu sais, moi, j'ai ma bouchée, là, bleuet, lavande, là, elle a du poivre dedans aussi, un petit peu de poivre, légèrement, on le goûte pas, légèrement. Un poivre de Télichéry qui est riche, un des poivres les plus riches en cariophyllène. Tu sais, on le dit pas, ça, on peut pas le dire. J'aimerais bien ça le dire, mais tu sais, on peut pas le dire sur nos médias sociaux, on peut pas le publiciser, mais tu sais, j'ai choisi mon poivre pour une raison particulière, la région d'où il vient, tu sais. La lavande, j'ai choisi aussi. On la grind à moins 20 degrés Celsius pour préserver la cariophyllène, le linalol de la lavande, parce qu'on sait que la lavande, lorsque consommée de façon gastrique, gastro-intestinale, va faire, promouvoir un effet sédatif, relaxant, hypnotique. Indépendamment des cannabinoïdes qui sont dans notre formulation. Donc, le but de l'exercice, nous, c'était de créer des produits qui ont un effet, puis d'après ça, d'utiliser des formulations de cannabinoïdes spécifiques pour exacerber l'effet inhérent dans les formulations alimentaires. Par exemple, pomme et matcha, de la caféine d'occurrence naturelle dedans. On arrive à 15 mg d'occurrence naturelle à peu près par barre de nos bouchées de fruits. Ce qui fait en sorte que la caféine, en interaction avec le CBD et le THC, fait un effet qu'on appellerait stimulante et édifiante, dû à son effet, qu'on pourrait appeler entourage, entre guillemets, avec la caféine présente. Donc, ce que je voulais dire, c'est que je vais un peu plus loin que ta question. Oui, on va jouer avec les terpènes, mais Dieu sait qu'on doit jouer avec énormément de choses en ce moment. Là, on a beaucoup de bagages dans la science alimentaire que nous, on est en train de jouer avec présentement. Il n'y a rien de sorcellerie, il n'y a pas de magie derrière tout ça. C'est de la science alimentaire. C'est des molécules qui interagissent sur des systèmes connus avec des théories dominantes qu'on utilise, nous, en formulation pour amener le client par la main vers un effet spécifique, reproductible de fois en fois, parce qu'on contrôle notre supply chain. C'est ça le name of the game. Carrément. Tu as mentionné terpènes botaniques, puis ça me fait penser à une question qui est, je pense, chaude, si on veut, présentement. Mm-hmm. J'ai cru mentionner aussi, je pense que j'en ai entendu parler lors des dernières réunions SQDC. Pardon, cette excellente nourriture. Oh mon Dieu, c'est délicieux. Je me garde l'espace pour le dessert. Ça va. Ouf! Ben oui. On recommence la question. Mm-hmm. Je recommence ma question, certain. Oui, donc ma question serait...
On a parlé, tu as mentionné justement terpènes botaniques. Est-ce que, justement, c'est un sujet chaud présentement? Il semble y avoir des produits qui arrivent sur le marché récréationnel avec des ajouts de ce qu'on appellerait terpènes botaniques. J'ai même pas envie de décrire la situation. Je pense que tu vas être mieux placé que moi pour le faire. Oui, mais en fait, c'est qu'on a le droit dans certaines régions, dans la majorité du Canada, sauf mettons le Québec et d'autres régions qui, à mon avis, avec raison, on le fait, de formuler avec des terpènes botaniques. Donc, des terpènes botaniques, c'est... Les terpènes, en général, là, sont partout dans toutes les plantes. Là, dans la majorité des plantes. Les terpènes, c'est la façon dont les plantes interagissent avec leur environnement aussi d'une certaine façon. Juste pour dire ça dans un langage vraiment là, simple, ça permet de faire, par exemple, un joint qu'on pourrait appeler infusé avec des terpènes botaniques saveur bleuette. Ouais, saveur bleuette. Tu peux faire en sorte que, mettons, ton joint va goûter bleuette, le melon, toutes sortes de choses comme ça, mais ces molécules-là sont présentes dans la nature, sont extraites d'aliments, de carottes, de melons, de fruits, il n'y a rien de synthétique, il n'y a rien de synthétique là-dedans, ça vient de la nature comme telle, mais tu sais, j'ai entendu un médecin récemment me dire en anglais, je vais le dire en anglais, puis je le traduirai par la suite, mais « What's food grade is not necessarily long grade ». Ce qui est bon pour le consommable gastro-intestinal par manger, en fait, là, n'est pas nécessairement bon pour vaporiser et fumer non plus. Ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'on n'a pas nécessairement les études nécessaires pour dire que c'est correct de mettre un tel pourcentage de limonène dans un vaporisateur, puis de le puffer comme ça. C'est correct de le mettre dans ton petit vaporisateur à huile essentielle chez vous, là. Mais de le mettre dans ses poumons directement, puis de le puffer. Personnellement, l'empirisme, là, on n'est pas encore dans des études très poussées, mais l'empirisme nous pointe vers des irritants. C'est des irritations. Des gens souvent disent « Ah oui, terpène botanique » est souvent synonyme d'irritation. C'est d'irritation dans les poumons, puis ainsi de suite. Puis là, on le voit aussi utiliser sur la fleur. Donc, on va utiliser une fleur qui est peut-être pas nécessairement de bonne qualité. Puis on va utiliser un petit spray de terpène, puis on va en mettre sur la fleur pour lui donner une impression de qualité. C'est un raccourci qui, moi, je pourrais pas vous dire que j'aime ça nécessairement, personnellement, comme consommateur. La loi là-dessus, à mon avis, devrait être plus précise. Et je pense qu'on devrait rechercher davantage avant d'autoriser. C'est ça. Puis je pense que le cannabis lui-même vient avec des corpus aromatiques, tu l'as senti toi-même, c'est des salades de fruits qu'on a devant nous. Oui, c'est une façon d'utiliser des terpènes de la plante en tant que telle, à la place d'y aller puis d'avoir à créer des saveurs un peu artificielles. C'est quoi la situation présentement au Québec avec ces produits-là? Je pense qu'on l'a interdit complètement. Ça. C'est ça. Je pense qu'on l'a interdit complètement au Québec. Si on interdit les saveurs dans les vapes. Si on interdit les saveurs dans les vapes, on interdit dans tout, c'est ça. Exactement. Ouais. Puis c'est correct d'un certain sens parce que tu sais, faut pas, tu sais, oui, tu sais, certains le voient comme un paternalisme ou d'autres choses, mais moi je vois ça comme une certaine forme de protection du consommateur que de dire, bon, c'est peut-être pas bon, parce que ça, en tant le pinène, là, tu sais, on l'utilise comme solvant industriel pour dissoudre du plastique, tu sais. C'est quoi la quantité réglementaire à mettre dans un produit de cannabis? On l'a dessus, on sait dessus. Qu'est-ce qui va faire en sorte? Est-ce que ça va me faire des irritations de mes bronchioles? Est-ce que je vais avoir de l'asthme plus tard à cause de ça? Tu sais, il y a toutes sortes de petites questions à se poser. Fait que, tu sais, moi, j'impose la prudence et la recherche dans la vie, souvent, tu sais. Clairement. T'es directement dedans, puis je veux pas non plus te voler des scoops ou quoi que ce soit, mais qu'est-ce que tu penses aussi de la situation particulière au Québec de la réglementation qui entoure les consommables? Contrairement à ailleurs où on peut faire des chocolats, des gummies, je sais que pour toi c'est particulièrement, je pense que tu vois le challenge comme un défi pour trouver ta propre niche, démarquer justement, mais qu'est-ce que tu penses en général de cette situation? Moi, je pense que le Québec tend à choisir un peu quelle sera justement cette articulation-là du comestible. Au début, il ne le voulait pas. On s'entend, l'État ne voulait pas le comestible légalisé. Il a fallu le définir différemment. Je crois que c'est peut-être un peu trop frileux parce que ça permet pas encore, là, c'est pas la SQDC que j'accuse de frilosité du tout, c'est vraiment simplement l'État, le parti au pouvoir qui a une certaine forme de frilosité par rapport à certains types de produits ou de définition de produits. Je pense que le consommateur se trouve lésé dans une certaine mesure où dans la majorité du Canada, l'industrie du cannabis comestible représente entre 15 et 22% des ventes de cannabis. Au Québec, on est à 3 à 4. T'sais. Le 20% restant, c'est le monde illégal qui le fait présentement, ça. C'est pas nécessairement... c'est pas de la faute, comme je dis, c'est pas de la faute des parties prenantes comme telles directement. Mais à la fin de la journée, les restrictions qui sont faites au niveau des ingrédients, ça fait en sorte que ça met de l'argent dans les poches des gens où il faudrait pas nécessairement que l'argent aille, nécessairement. Je crois qu'on pourrait taxer davantage avec nos... On peut pas nécessairement taxer davantage, mais on pourrait avoir davantage de revenus de taxation si on avait une plus grande diversité de produits accessibles. Le consommateur n'aurait pas nécessairement besoin d'aller acheter des produits sur des sites louches qui viennent du BC, qui sont pas tracés. On l'a vu, là, plusieurs études sortir en Ontario. Je pense qu'il y avait comme
en tout cas, 75% des intoxications cannabinoïdes qui ont été reportées dans les hôpitaux en Ontario, quelque chose comme ça, peut-être prenez pas mes paroles pour du cash, allez voir l'étude en tant que telle, mais étaient directement liées à des achats interlopes. Donc les sites, et nous au Québec, c'est un peu juste ça qu'il y a, à part, mettons, les produits Bli et certains produits, donc ramen, saucisson, qui sont tout à fait corrects, qui sont des beaux produits, là, c'est pas ça la critique, mais je pense que de diversifier, moi j'irais pas vers ça, je commencerais pas à faire des gommises parce que c'est pas ça ma niche, là, tu sais, mais d'avoir des gommises, ça permettrait... il y aurait de la place pour ça, parce que les gens n'achèteraient pas leurs gommises sur Internet. Exact, parce que c'est comme ignorer que le produit existe. Oui, puis les gens l'achètent sur Internet, tu sais. Les gens vont le trouver une autre place s'ils veulent chercher ça. La personne qui veut se trouver comme tu dis, un jerky ou quelque chose comme ça, un ramen infusé, il va le trouver à la SQDC facilement, mais la personne qui veut un jujube ne va pas s'empêcher d'aller l'acheter ailleurs. Puis comme tu dis, risque d'être exposé plus à des produits mal dosés ou whatever, qui sont un petit peu plus dangereux. Je ne veux pas non plus critiquer, il y a des bons produits qui se font dans les marchés gris puis à d'autres endroits quand même, il ne faut pas non plus l'ignorer, mais non, clairement c'est ignorer un marché au Québec, je pense qu'il devrait être aussi, comme tu dis, taxé puis légiféré dans un sens. Oui. Yeah. Non, tout à fait, parce que tu sais, on parle de traçabilité, puis on parle de la responsabilité sociale. C'est la responsabilité sociale de l'État, de la légalisation du cannabis, de l'encadrer adéquatement. Puis je pense que ce petit morceau-là n'a pas été encadré adéquatement parce qu'on laisse ça dans les mains d'organismes qui ne sont pas réglementés, qui sont autorégulés, puis cette régulation-là n'est pas nécessairement aussi sévère qu'elle doit l'être. Ouais, puis à chaque année, on va avoir droit à l'article, je n'aimerais pas de médias ou de journaux, mais qui dit... Par exemple, dans le temps de l'Halloween, encore une fois, des bonbons avec des traces de THC trouvées dans un sac d'un enfant. Puis, à chaque fois, les emballages ou les marques qui sont montrées, c'est des trucs de marché gris, des trucs du marché légal qui, justement, n'auraient jamais leur place. Des espèces de faux Oreo infusés, des espèces de faux Skittles, des espèces de marques très connues que, justement, un enfant ou un parent pourrait confondre ou quoi que ce soit. Oui, puis c'est le rôle de l'État de délocaliser ces pratiques-là, parce que c'est pas des bonnes pratiques, tu sais. C'est pas des bonnes pratiques, puis quels sont les outils proposés pour les délocaliser? Ben, ils sont pas très fructifiants, ces outils-là, parce que oui, effectivement, moi j'ai le droit de mettre mes produits en marché, parce qu'indépendamment de la législation, j'aurais proposé des produits comme ça, parce que c'était l'éthique des produits que je voulais amener, tu sais. Fait que ça fait du sens pour moi d'amener ces produits-là. Mais à la fin de la journée, il y a une grande portion de la population, ce qui est probablement 20% de la consommation 20% de la consommation de cannabis au Québec, qui se fait à travers les comestibles, à travers les milieux interlopes. Puis ça, c'est un peu dommage parce qu'il pourrait y avoir des belles business qui font ça au Québec, il pourrait y avoir des belles entreprises qui travaillent dans des jujubes vegan, mettons, dans un contexte de shape qui fit avec l'État, il y a de forme qui reflète la responsabilité sociale de l'État. T'sais. J'ai entendu parler à travers les branches d'un popcorn infusé, c'est-tu vrai ça? Ouais, Popcorn Infusion, on travaille en parallèle là-dessus, je dirais, en parallèle. C'est pas un centre, c'est pas un focus. On va le développer. À la SQDC, ça viendra pas au Québec. Ça arrivera pas au Québec. Ça pas pour tout de suite, du moins. Ça va aller vers le Canada anglais. Ça va aller vers un partenariat, justement, avec différents groupes locaux et extérieurs à la province. Mais oui, c'est intéressant. On travaille vraiment vers différents types d'innovations au niveau alimentaire présentement. T'sais. On va continuer à travailler dans les fruits. On aimerait ça beaucoup amener une diversification de la forme, du format et des saveurs au Québec. Parce qu'on pense que la croissance pourrait être incremental, comme on dit, incrémentale, qui va croître, qui va pas être cannibaliser la croissance actuelle, parce qu'on le voit très bien, 3% du comestible au Québec, 20% ailleurs. Il y a beaucoup de place à amélioration. Fait qu'on pense être capable de diversifier le secteur. Mais ouais, le popcorn pourrait être intéressant, quoique justement ça n'a pas été accepté ici, malheureusement. Malheureusement. Pourquoi? Sinon, ben justement, on a parlé, je veux dire, là, je veux pas le rapper, ça fait déjà longtemps qu'on est là ou quoi que ce soit, on a dit encore un peu, mais on a parlé de plein de trucs. Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas abordées, que tu aimerais nous mentionner, des histoires que tu sens que, ah man, il faut que je raconte ça vaut la peine? Ah, ben c'est sûr que, tu sais, j'en ai vécu des différences. Je dirais qu'au niveau du cannabis topique, on n'en a pas parlé beaucoup puisqu'on mange beaucoup aujourd'hui. Peut-être une petite parenthèse sur le cannabis topique, puisque nous autres, peut-être 25%, les crèmes, les salles de bain, c'est des produits que nous autres, on fait, tu sais, moi je fais ça depuis toujours, même quand j'assistais en formulation des groupes de patientes à l'époque, un de mes rôles, moi, c'était d'extraire du cannabis, de leur montrer comment l'extraire, puis de formuler dans des crèmes pour traiter des douleurs chroniques, tu sais. Fait que moi, depuis 15 ans, je développe des crèmes, des sels, des bombes de bain, différents produits pour des patients, des patientes principalement. Et malheureusement, au Québec, on n'a pas le droit de vendre du cannabis topique. Les raisons me sont anti-scientifiques encore aujourd'hui, mais bon, on va peut-être le voir arriver un jour. Mais ouais, parlons un petit peu du cannabis topique, justement. Moi, j'ai une petite histoire de voyage de fun aux Philippines, quand j'étais dans des contexte villageois tribaux, là, au nord de l'île de Luzon, qui est l'île principale là, des Philippines. J'avais travaillé, j'étais cuisinier en fait là-bas, je cuisinais de la bouffe là, pour le groupe. Là, je m'étais fait mal en levant un sac de tubercules, genre des grosses patates, là, je pense un tarot, quelque chose comme ça. Puis c'est la première fois,
C'était la première fois dans ma vie que j'avais utilisé le cannabis topique. Il y a une femme qui est arrivée, Anita qu'elle s'appelait, elle a utilisé un gras de bœuf qu'elle a mélangé avec du hash puis de la citronnelle. Ça sentait pas très bon. Mais c'était pas une jeune, tu sais. Puis j'avais mal, j'avais quand même très mal, tu sais. Puis elle est venue me voir, elle est arrivée avec son gras de bœuf. Tout de suite, je savais pas que c'était du gras de bœuf, elle me l'a expliqué par la suite. Mais elle m'a comme pris la main, puis elle m'a expliqué un petit peu c'était quoi, tu sais. Puis elle m'a palpé, puis masser la main comme tel. Puis moi, c'est la première fois que j'ai interagi avec ça. Puis encore là, je me pose beaucoup les questions pourquoi on ne l'a pas encore au Québec, ça. Parce que, tu sais, Dieu sait que comme moi, toutes ces patientes-là que j'ai assistées dans le. C'est des Québécoises, là, tu sais, qui utilisent le marché médical aujourd'hui, évidemment, qui ont accès à ça. Mais mon Dieu, que j'aimerais que ma grand-mère ait accès à ma crème, tu sais, que ses amis aussi. Puis, tu sais, j'aimerais mentionner aussi, tu sais, moi j'ai été élevé par ces femmes-là, ma grand-mère, mes deux grand-mères, ma mère, qui ont été, tu sais, j'ai vu ce struggle-là, tu sais, de douleurs chroniques, de struggle constant, tu sais, dans la vie. Puis je pense qu'on pourrait amener une certaine forme de légèreté, tu sais, au monde en autorisant des produits qui sont bénins, qui sont non toxiques, là, tu sais. On parle de. C'est moins dangereux du Tiger Balm, là, parce que le Tiger Balm, tu t'en mets dans les yeux et ça te brûle. Fait que ça l'est pas vraiment. T'sais, je comprends pas encore ce que c'est. Fait que c'est peut-être un petit éditorial. Je suis pas encore prêt à aller me battre comme je me suis battu pour le cannabis comestible, pour les topiques, parce qu'évidemment, nos assiettes sont pleines, dans plusieurs sens aujourd'hui. Mais à la fin de la journée, ouais, c'est quelque chose que je trouve qui fait encore là que le consommateur québécois est lésé, parce qu'on fait des petits beurres corporels, des beurres de mangue fouettés, avec du CBD, sans THC, avec de l'huile de sapin baumier du Québec, de l'huile de lavande du Québec. On fouette ça à la maison avec nos machines qu'on a faites nous-mêmes, puis on aimerait ça que ça soit dans les mains des Québécois. Ça l'est ça va l'être à travers Mendo, ça va l'être à travers différents groupes, Joe Squad, puis tout ça au médical. Mais, comme je dis, l'accès à ces produits-là au niveau récréationnel devrait être Oui, merci beaucoup, c'est excellent. On se prend des doggy bags, man. Messieurs, Je peux prendre un doggy bag. qui m'ont volé mes pommes matcha. Ouais, je pourrais aller en chercher un autre, j'en ai en haut. Ah, il y en a peut-être ici, ouais, pas de matcha, le petit verre au milieu, Bli. Ben oui. Ou le vert pâle aussi, c'est la même chose. Vert pâle, ouais, prendre celui-là, j'oublie, ouais. On prépare le dessert, les gens. Si vous avez des questions, n'hésitez pas encore à les poster dans le chat. C'est le temps, j'en ai une bonne justement ici de El Grosso. Les noms Twitch, man, des gens, c'est génial. Question un peu plus technique, mais d'où vient le nom Gayanica? Puis est-ce qu'on peut avoir une idée du chiffre d'affaires? Tu as le droit d'en skipper ou faire des rebounds aussi. Le chiffre d'affaires est en constant changement présentement, fait que je peux pas me communiquer vraiment sur un chiffre parce qu'on est en plein lancement. Puis je suis très fier de dire, on lance en Alberta en ce moment, on lance en Ontario, au Yukon. On va lancer très bientôt en Nouvelle-Écosse et ainsi de suite. Mais bon, le départ est maintenant. Fait que, au niveau chiffre d'affaires, je vais me garder une petite gêne. Mais Gayanica vient en fait mes partenaires qui sont Philippe Bonnet et Sébastien Bonnet, qui sont de l'agroalimentaire, qui ont comme justement bâti des usines de pesto, de jus et ainsi de suite. Eux ont toujours eu des noms liés à déesse Gaïa. Gaïa, c'était Gaïos, Gaïo, Gaïi et ainsi de suite, leur nom de compagnie. Puis quand je suis arrivé dans le groupe, le nom justement Gayanica était le nom déjà qu'ils avaient sélectionné pour leur projet cannabis, qui justement faisait référence à Gaïa la Terre, là, comme tel, puis Ica pour faire une espèce de finalité un peu latine, qui rappelait cannabis comme tel. Puis après ça, vraiment les brands qu'on développe comme Jubilee, Jubilee, jubilation, jubilé, fête, célébration un peu. Bli, en fait, Bli était parce que le mot Jubilee ressemblait trop à jujube. Pour la sensibilité justement de l'État québécois. Donc on a dû enlever le JU et utiliser Bli simplement. Puis ça nous a permis en fait de. Mais je le referai aujourd'hui dans le sens que indépendamment de cette requête-là, je suis content d'avoir fait ce move-là parce que la nature insulaire du Québec qui fait en sorte qu'on a certains do's and don'ts, des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire, fait en sorte qu'avec Jubilee, qui est ma marque, qui est une marque distincte de Bli, je peux avoir des activations différentes, des produits différents, des narratifs différents que je pourrais peut-être pas avoir au Québec comme tel, du moins maintenant, que je souhaite potentiellement avoir un jour au Québec, mais le narratif de Jubilee est pas mal plus éducationnel que le narratif de Bli. On a un Instagram avec Jubilee, on fait des lancements avec du yoga en Ontario, on sponsor des festivals de musique, on fait des choses qui sont très on-brand, qui vont vraiment bien avec le produit, qui vont vraiment bien avec le type de consommation de produit, tandis que Bli, ça me permet de le garder de façon juste vraiment insulaire, comme une marque exclusivement québécoise. Fait que dans le fond, au départ, ce qui était potentiellement vu comme une frustration au niveau de mon board, de devoir créer deux marques, parce que c'est coûteux de créer des marques, maintenant est vu comme quand même assez salutaire, je te dirais. C'était sage de le faire comme ça, je le referais comme ça. Il y a quelque chose de particulier à propos du Québec aussi, pour plein d'aspects, je trouve, dans le cannabis. Je pourrais juste parler de l'aspect du cannabis médical au Québec par rapport à Mendo, donc je pourrais faire un podcast au complet là-dessus. Le fait d'avoir accès à des bons produits, justement, que la SQDC n'a pas au médical.
Mais ouais, je comprends un peu ce que tu veux dire par rapport justement au dédoublement de la marque, puis à devoir... j'ai l'impression que avec ta personnalité, de toute façon, tu le vois comme un défi stimulant plus que comme quelque chose de frustrant, right? Ouais, parce que moi, quand j'ai vu, mettons, le cadre respectif qu'on a comme aidé à définir avec le Conseil québécois du cannabis comestible et la SQDC, moi, j'ai vu ça comme un incitatif à la créativité. T'sais. Je me suis dit, bon, ouais, c'est un bâton d'un roue, ça peut être vu comme un bâton d'un roue, mais à la fin de la journée, on a un cadre donné. J'ai le droit de vendre du cannabis comestible légal au Québec. C'est un cadeau, là, ça. Là. C'est un gros cadeau pour quelqu'un qui a vendu du hash derrière les dépanneurs, pis ces choses-là. J'ai vu ça comme étant un défi intéressant, puis j'ai vu la SQDC comme étant des collaborateurs qui souhaitaient le définir avec moi, avec nous, puis c'est ce qui est arrivé, puis c'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui on a ces beaux produits-là, puis on a les Québécois qui adorent ce qu'on offre, puis merci pour vrai, parce que, tu sais, on s'est battu pour l'avoir, mais veut pas, le terreau est fertile pour qu'on y arrive, là, Puis on le co-définit, c'est pas évident, je pense qu'on a dû envoyer une vingtaine de recettes aux différents directeurs et directrices de la SQDC à ce moment-là, mais à la fin de la journée, il était réceptif, il goûtait. Il nous disait que la forme était bonne, était pas bonne. Puis aujourd'hui, on a une marque Bli au Québec qui est des bleuets sauvages du lac cueillis à main, tu sais, de la lavande. Ça, c'est une question justement que je voulais pas oublier, merci de me le rappeler, mais je commence à me promener justement à faire des visites, en avoir fait plusieurs. On comprend le concept de, OK, un produit, le cannabis en tant que tel, la fleur, le procédé, le faire pousser, avoir des mères, faire des clones, le faire sécher, le faire cure. Juste le fait que certains producteurs, justement, ont été confrontés à ça la première fois. Je pensais qu'une fois récolté, je pouvais le vendre direct. Non, faut que tu le fasses sécher, faut que tu le fasses cure, tu sais. Bref. Mais le procédé pour faire des produits consommables, comme ce que toi tu fais, là, la recherche et le développement, peux-tu nous passer à travers ça a été quoi le process justement? C'est super intéressant. Quoi une journée dans quelqu'un qui essaie de faire ces produits-là? Mais moi, c'est mon dada. T'sais, moi, je suis un développeur de produits, c'est ce que j'aime. C'est comme dans tous les chapeaux que je porte, c'est le chapeau que je préfère, c'est développer des produits. Fait que initialement, ça part toujours d'identifier sa cible. C'est pour ça qu'on a travaillé très fort avec la SQDC pour identifier la cible. Fait qu'une fois que tu l'as identifié, c'est-à-dire une cible réglementaire, où je m'en vais, le Québec, mettons. Quelle est la réglementation au Québec? D'une part, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire? Parce que si je commence à développer des recettes avant de savoir ça, je vais perdre mon temps longtemps. Okay. Fait que c'est définir le terrain de jeu, comprendre le terrain de jeu, comprendre les parties prenantes, qui sont les joueurs, pourquoi, comment, quelles sont les règles. Aider à définir des règles qui ne sont pas définies. Un bon vieux, faites vos recherches. Faites vos recherches, puis tu sais, soyez certains où est-ce que vous enlignez. Les parties prenantes sont là, la SQDC demande à jaser avec ces gens-là, avec nous, pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire, tu sais. Utilisons les outils qui sont là, tu sais. Fait que ça, c'est d'une part, définir la cible. Là, je parle de la SQDC présentement, mais ma cible, mettons, là, je développe des bouchées de fruits comme celle-ci, même surette pour l'Ontario, tu sais. Fait que là, ça va, ils m'ont demandé, l'Ontario, ils sont comme, hey, tes bouchées de fruits, là, c'est vraiment cool ton concept, on aime ça, c'est sans sucre, c'est sans ci, sans ça, sans gluten, sans allergènes, ainsi de suite, sans intrants chimiques. Est-ce que t'es capable de faire de quoi comme ça, mais comme surette, qui pourrait comme compétitionner le jujube surette, tu sais? Fait que là, on s'en va vers ça. Fait que là, ils m'ont aidé à définir une cible. Fait que là, j'ai une cible dans ma tête. Fait que là, comme, qu'est-ce qui est le fun surette? De la mangue, tu sais, la mangue, c'est le fun surette. Hey, mais pensez-vous de la mangue? Oui, c'est pas pire. J'ai une cible. J'ai défini ma cible. Là, je recule de cette cible-là. Moi, je travaille juste avec des intrants crus, tu sais. Je travaille de l'extrait cru. Fait que moi, ça, c'est quelque chose que je suis non négociable. Fait que peu importe la cible qu'on me définit, si ça fait pas avec mon narratif d'intrants crus puis ce que je fais dans mon usine puis mes valeurs, ben, j'irai pas vers cette cible-là. Je vais continuer à essayer de tackle mon interlocuteur pour me définir une cible qui va conforter mes valeurs à moi. Fait que là, je vais avoir le A, le Z et le A. Je vais avoir la cible, puis je vais avoir mon intrant qui fit avec ma cible. Puis comment je me rends là, c'est ça le processus d'R&D. Le processus d'R&D, c'est de se dire comment je réussis à atteindre ma cible en conservant mes valeurs, sans compromettre mon supply chain. Je sais où sont poussés mes bleuets, je sais où sont poussées mes pommes. T'sais. C'est important pour moi de savoir ça. T'sais. Je ferais pas autrement que ça. T'sais. Je le ferais pas sinon. T'sais. Je le ferais pas sinon parce que c'est pas ça que j'ai envie de faire. J'ai le luxe de faire quelque chose que j'aime, puis j'ai le luxe d'avoir des consommateurs qui nous donnent plein d'amour. T'sais. Fait qu'à la fin de la journée, dans ce processus de recherche-là, pour faire ces bouchées de fruits-là, je pense avoir atteint mon A à Z, tu sais. Parlant des bouchées de fruits. Oh wow! Quel beau segway! Magnifique! Regardez-moi, je vais vous faire la présentation. Oh, merci mon cher. On a 2 types de thé barres de fruits là-dedans, si je me trompe pas. 3 types, wow! On a le bleuet lavande, le pomme matcha et coco vanille. Notre coco vanille, exactement. Que j'ai mis en crumble sur les bouchées des 2 autres barres. Puis vous avez une boule de glace à la vanille et une boule de glace thé matcha avec un filet de réduction de basilic. Oh my god, vraiment nice. Merci beaucoup, chef. C'est une petite barre qu'on pourrait appeler une barre de fruits. Normalement, les gens peuvent la manger juste comme ça, puis là, on s'amuse parce qu'on se fait péter un peu les bretelles en podcast de luxe, à la mettre un peu en mode de luxe, justement. Mais
Beau petit produit un peu... C'est vraiment délicieux. Il y a un petit côté épicé. Là, on utilise du gingembre et de la cannelle dans notre pomme, notre bouchée à la pomme aussi. Ça vient vraiment chercher là, avec le matcha, avec le vinaigre balsamique. On a vraiment un tout. C'est vraiment une bonne idée. Ouais. Pour de vrai. Excellente idée. Oh, wow. Moi, j'aimais déjà les bouchées comme ça. Je trouve que c'est très... Là, je vais y aller dans le full cliché, là, pas hippie ou quoi que ce soit, mais très granola nature. Tu sens que t'es pas en train de manger trop de sucre aussi. La texture est correcte. Juste pour ça, là, développer un produit physiquement parlant, combien ça peut prendre de temps d'arriver tu penses à quelque chose, puis là, finalement, on a une petite barre comme ça dans nos assiettes. Ça peut prendre plusieurs mois. Mettons, si j'ai déjà défini mon A et mon Z, donc ma cible qui est mon intrant, donc mon huile full spectrum, ça peut prendre plusieurs mois, mais ça va vraiment dépendre de la nature de notre produit. Tu sais, ici, on travaille vraiment dans du cru. On travaille vraiment la formulation du produit elle-même est inspirée, comme je disais, du majoun. Fait que la formulation elle-même n'est pas nécessairement complexe, parce que comme vous voyez, si vous tournez mon sachet nos sachets de bord, on voit vraiment les ingrédients, c'est tout naturel, c'est très simple, il n'y en a pas beaucoup d'ingrédients, on reste très simplement. Fait que le volet complexité de formulation n'est pas nécessairement super présent, quoique, ici, c'est vraiment dans les petites épices qu'on veut utiliser pour déclencher ce qu'on appelle les effets spécifiques. Fait qu'ici, le matcha, le gingembre, la cannelle, c'est pas un hasard qu'on a mis ça dedans, tu sais. On veut reproduire, oui, peut-être un petit peu l'effet de saveur de pomme, de tarte aux pommes, mais la cannelle et le gingembre déclenchent la digestion, ce qui favorise la bioaccessibilité de nos molécules aussi, tu sais. On met du poivre dans la sel au bleuet, on met du piment d'Espelette dans celle à la cerise, on travaille avec les épices, on travaille avec différentes sciences alimentaires pour amener ça. Fait que c'est ça la complexité dans notre produit. C'est ça qui va prendre plusieurs mois à développer parce que on va être capable de bien matcher notre huile full spectrum. On veut la goûter, mais on veut pas que les gens goûtent l'huile full spectrum comme tu goûtes pas en ce moment une huile full spectrum. Tu goûtes des fruits, tu goûtes des épices, tu goûtes des arômes. Puis ça, c'est dû vraiment à un match organoleptique. Donc, on a vraiment travaillé à voir quelle était la composition physico-chimique de notre huile, quelle était la composition physico-chimique de nos aliments. C'est ce qu'on appelle la sommellerie moléculaire. Tu sais, moi, je suis un disciple un peu d'un homme qu'on appelle François Chartier, qui est un des plus grands sommeliers. Il a été le plus grand sommelier au monde à 2 reprises, je pense, une reprise. Et il a écrit plusieurs livres sur ce qu'on appelle la sommellerie moléculaire, qui est le match. On dit sommellerie parce qu'on pense à l'alcool, mais moi, je veux dire vraiment l'adéquation aromatique entre différentes molécules aromatiques comme on a là, et c'est ce qu'on fait dans nos produits alimentaires. Donc on essaie de mettre les molécules aromatiques du cannabis sans les enlever parce qu'on ne purifie pas notre extrait, on ne filtre pas, c'est un extrait cru, et on essaie de bien le matcher avec un produit. Donc il peut se passer plusieurs mois entre un et l'autre, puis ça c'est sans parler du développement de la marque, parce que développer une marque, choisir les couleurs, choisir les formes de lettres, tout ça, on fait tout ça à l'interne, on est une petite équipe, puis mais on a la fierté, tu sais, le piment de Chili Kush, je l'ai dessiné à Noël, tu sais. Le piment, là, sur le sac de Chili Kush, j'ai dit je vais faire une marque moi-même. Le Chili Kush, c'est une marque que j'ai faite de A à Z. J'étais allé voir mon voisin, j'étais allé acheter son miel, j'étais allé dessiner, j'étais allé écrire Chili Kush, dessiner un piment, on a choisi des couleurs, on a tout fait ça à l'interne, avec une grande fierté d'ailleurs, tu sais, mais ça prend un certain temps, ça aussi, tu sais, outre la formulation du produit. Tu trouves des partenaires, vous designez des machines pour faire des bars comme ça, ou vous allez utiliser justement des technologies qui existent déjà dans l'industrie alimentaire, qui peuvent mixer votre... Comme tu dis, le full oil, full spectrum oil, voilà, l'huile en spectre complet, oui. Exact. Oui, effectivement, en fait, mais on fait de l'ingénierie, on fait de l'ingénierie alimentaire aussi, tu sais, à la fin de la journée, on a designé, ma firme de consultation a designé mon usine présentement, fait que on avait un hangar qu'on a détruit pas mal de murs et on a redesigné ce qu'on voulait en fonction des flows de production. On savait qu'on voulait faire le Z, le A et le A à Z étaient déjà définis parce qu'on a fait la recherche et développement en parallèle du développement infrastructurel de nos installations. Fait que... Oui, en fait, on a designé on a fait affaire avec des ingénieurs aussi, tu sais, pour se donner une idée de quelle était la façon d'optimiser. On a travaillé aussi avec avec différents centres, différents centres de recherche à Montréal, différents centres de recherche à la Pocatière aussi, pour être capable de bien définir quelles étaient les sélections technologiques nécessaires pour le faire. Fait que, tu sais, à la fin de la journée, on a un hachoir, on a un extrudeur, on a un convoyeur, puis effectivement, on fait comme une ligne de production alimentaire pour un produit de consommation classique. Par contre, en gardant en tête une dispersion d'ingrédients actifs du pharma. C'est vraiment comme une usine pharmaceutique qu'on a, parce qu'on travaille avec une molécule active qui doit être constamment très stable, tracée, dans des barèmes très précis. On a un laboratoire analytique à même l'usine avec des HPLC, donc des éléments analytiques qui nous permettent de suivre en temps réel nos productions, parce qu'on fait l'extraction, le développement de produits comestibles, le développement de produits alimentaires. Pour s'assurer aussi qu'il n'y ait pas de dégradation, puis je veux dire,
ou qu'on suive une dégradation qu'on veut dans le hashish. Aussi. Tu sais, comme moi, mon hashish, je le teste chaque mois, puis là, j'ai des surprises. Puis encore aujourd'hui, ça fait 20 ans que je fais du hash et plus, tu sais. Puis j'ai des surprises tous les semaines. Tous les semaines encore. Je vais avoir des surprises. Les gens vont avoir des surprises après moi, tu sais. Clairement, ça va juste évoluer. Je le rappelle, si vous avez des questions, posez-les avant qu'on wrap tout ça de notre côté. Je pense qu'on a pris déjà énormément de très bon temps. Merci encore à Goldo derrière et tout ça. J'aimerais ça te laisser au moins l'opportunité aussi de t'exprimer sur ce serait quoi ton souhait pour le futur, ou par exemple, c'est quoi tes projets que tu travailles présentement puis qui te tiennent à cœur puis que tu veux que ça avance, t'sais. Tu voudrais que les gens soient un peu allumés sur le sujet. C'est sûr que moi, ce qui me tient beaucoup à cœur, parce que je suis très proche de mes grands-mamans, puis tout ça, puis c'est mes muses, c'est elles qui m'ont inspiré à faire beaucoup de mes crèmes, beaucoup de mes sels de bain, c'est elles qui ont utilisé mes produits, qui m'ont encouragé à continuer parce que ça traitait beaucoup de leur pathologie puis de leurs différents maux. J'aimerais beaucoup être capable de faire en sorte que le cannabis aille dans les centres gériatriques. T'sais. J'aimerais beaucoup être en mesure de faire en sorte qu'on assiste beaucoup mieux nos aînés. Puis je pense qu'on a des molécules là, qui peuvent changer les vies. Là, la solitude de nos aînés, c'est terrible. C'est horrible parfois. Des gens qui n'ont pas nécessairement des filets sociaux et des familles comme mes grands-mamans ont aussi. T'sais. Fait qu'à la fin de la journée, je pense qu'un des combats que j'aimerais mener moi aussi dans ma vie, c'est aussi du tourisme gériatrique dans le sens d'offrir des centres de spa où des personnes âgées pourraient venir de façon abordable, venir subir des traitements qui leur amènent à avoir des meilleures circulations, de la relaxation, parce que Dieu sait que ces gens-là ont Concrètement, ça serait quoi? Là, j'amène ma grand-mère ou ma mère ou quelque chose. Ouais, là, une retraite, il y a une thématique cannabis en plus de spa. Oui, puis c'est pas nécessairement psychotrope, ce serait vraiment des enrobages d'algues au CBD, des hammams CBD, pas nécessairement, là je parlais de gériatrique aussi, mais je pense que le spa cannabis c'est quelque chose qui va naître, qui va être très populaire un jour, parce qu'on va avoir des traitements holistiques, très intéressant où on va utiliser des vaporisations, des nébulisations de différentes molécules intéressantes, comme on le fait d'ailleurs maintenant. Tu sais, un bain vapeur là, rempli de bergamote, t'interagis ton système nerveux central avec de la bergamotène. Il y a de l'huile de sapin broumier, ton système nerveux central interagit avec de la pinène, alpha et bêta-pinène, stimulante, bronchodilatateur. T'as toutes sortes de choses. T'as déjà ça qui existe présentement, qui est vaporisé. Tu sais, à la fin de la journée, je pense qu'un jour, on va être en mesure de bien moduler tout ça. Puis je dis pas nécessairement encore là de façon psychotrope, je parle beaucoup de CBD, de CBG, CBN, justement à la limite, quoi, qui est un petit peu psychotrope aussi. Je vois vraiment quelqu'un qui arrive dans un centre, mettons, qui va suivre un traitement de massothérapie, ça peut être même du yoga, ça peut être différents types de façons de procéder, puis de se médicamenter, puis des guides. Parce que Dieu sait que les gens ont besoin des guides, ont besoin de savoir comment utiliser ces produits-là, puis nous autres, on essaie d'amener des façons de le faire, mais tu sais, veut pas le bâillon éducatif et médiatique qu'on a nous empêche d'amener ça, tu sais. Fait que c'est sûr qu'un monde idéal serait dans... Ouais, on prendrait soin de nos personnes âgées sur ce qu'on fait pas beaucoup. Je pense qu'on pourrait le faire beaucoup mieux avec des produits cannabinoïdes aussi. Je dis pas de donner du THC à ta grand-mère puis t'en aller. Non, je suis pas en train de dire ça du tout. Tellement d'accord. Je veux dire, pour travailler dans l'industrie maintenant un peu plus du médical, le nombre de fois maintenant que j'entends que ce soit d'un vétéran, d'un aîné ou quelqu'un qui a jamais fait l'expérience du cannabis qui arrive encore avec l'idée de juste c'est des drogués qui appellent ça comme... Non. Une huile au CBD avec CBN pour vous aider à dormir qui va vous enlever, mais vous éloignez d'une pilule ou d'un opioïde, ou de quelque chose comme ça, ou une bonne huile au CBG, par exemple, pour le jour, qui va vous éloigner d'un antidouleur ou quoi que ce soit. Il y a tellement des options. Moi, j'entends des témoignages de gens justement qui me disent « j'ai pas aussi bien dormi depuis 8 ans ouais. » après avoir essayé une huile de CBN pour la première fois, puis avoir arrêté de prendre d'autres pilules. Clairement, réussir à avoir aussi les produits topiques, les crèmes, puis tout ça devrait être un objectif. Ça va être quelque chose sur lequel on travaille tous, dans le fond. Mais c'est le rôle, c'est notre rôle en tant qu'industrie de pousser ça. T'sais. Moi, je regarde mon père, quand il a pris du cannabis lui, en huile pour la première fois de son âge adulte, là, en huile, THC, CBD, il s'est réveillé dans la même position qu'il s'est couché, puis il m'a dit pas avoir dormi comme ça depuis qu'il était ado. Wow. Puis aujourd'hui, il choisit ses destinations touristiques en fonction s'il est capable de prendre son petite huile de cannabis parce qu'il veut dormir. Puis on devrait pas avoir à vivre avec des douleurs. Quand la seule option, c'est un opioïde addictif qui va scraper nos reins, nos foies, pis tout ça, surtout quand on est vulnérable, on est plus âgé, on a vécu, on a bâti le Québec dans lequel nous autres on thrive aujourd'hui. À un moment donné, je pense que puis je souhaite aussi avoir un monde global où le cannabis sera légal, où les gens vont pouvoir transcender des frontières, où on va pouvoir importer et exporter. Puis le concept du spa, pour revenir aussi là-dessus, que je trouve qui est une très bonne idée. J'étais un peu sceptique quand j'ai commencé à travailler chez Mendo. On vend un truc qui est pour pas les citer, mais Stewart Farm qui font des bulles de bain. Ouais, j'adore. Tanner, c'est j'étais tellement surpris, je me disais, voyons, qui c'est qui achète ça ou quoi que ce soit. Et c'est un des meilleurs vendeurs. C'est un des produits sur lesquels on a le plus de bons commentaires à quel point ça fait du bien justement aux personnes qui souffrent de douleurs arthriques ou des choses comme ça.
Là, je le répète, on a chacun un système différent, puis ça peut être bon pour certaines personnes, ça peut être quelque chose qui va être moins efficace aussi pour d'autres. Mais non, clairement, l'idée d'un bain, justement, d'un spa, avec la combinaison justement de certaines molécules de TH, du cannabis, je dirais de la plante complète, plus d'autres trucs comme tu parlais, il y a quelque chose à faire, clairement. Ouais, puis c'est la ligne naturelle. C'est là que ça va aller, c'est l'évolution. Si on n'avait pas eu ce siècle de prohibition-là, ça serait déjà quelque chose qui serait en place, je pense, parce que make sense, ça va avec le bien-être. Si on parle de wellness, on parle de bien-être, c'est ces crèmes-là, c'est celles-là, c'est là que ça nous oriente. Honnêtement, je rappe ça parce que maintenant, je sais qu'il faut que ça finisse, mais ça me rappelle exactement quand on fumait des joints dans notre vingtaine, quand je sortais du cégep en théâtre, puis qu'on avait l'impression, entre 2-3 chums, de refaire le monde, puis de juste imaginer qu'est-ce qu'on voulait pour le futur, puis notre pays, puis whatever, puis bon, ça a été vraiment une conversation intéressante. Donc, je pense que tout le monde dans le chat aussi sur Twitch a apprécié. C'est carrément, genre, les gens écoutent, il y a quelques questions qui arrivent une fois de temps en temps. Je veux dire un gros merci aussi, puis une bonne main d'applaudissements à Goldorak, même, dans le chat. Excellente bouffe, j'espère qu'on va avoir des beaux gros plans que je vais pouvoir vous insérer. Est-ce que je peux te laisser le mot de la fin? Ben, je te remercie beaucoup, je vous remercie beaucoup, je suis très honoré de pouvoir faire ça avec vous, puis vraiment, l'éducation, informez-vous, on va aller d'avant tout ensemble. Je suis d'accord. Bon fils. Hey, merci. Merci encore Alex. Happy 420, joyeux 420 tout le bon monde. Bon 420 tout le monde. Merci beaucoup.